Merci beaucoup. Excellences, chers jeunes, quel jour magnifique pour écrire ensemble l'histoire. Cela fait déjà 5 éditions que nous nous retrouvons ainsi, 5 éditions de conversations franches, de solutions imaginées ensemble. Et croyez-moi, cette 5e édition ne fera pas exception. Parce que nous portons ici à Bujumbura, ce que nous portons ici à Bujumbura aujourd'hui, ce n'est pas un simple slogan, c'est un engagement, celui de l'eau, de la paix et d'un leadership inclusif en Afrique. Celui d'institutionnaliser le rôle stratégique des jeunes et des femmes dans la prévention des conflits, dans la gestion des crises et dans la consolidation durable de la paix, grâce à une gouvernance responsable de nos ressources. Alors à vous jeunes d'Afrique qui êtes venus de si loin, qui portez déjà tant sur vos épaules, ce continent n'a pas besoin que vous attendiez votre tour, il a besoin que vous soyez les géants qui l'attendent. Des géants pour la paix, des géants pour l'eau,
des géants pour un leadership inclusif. What a beautiful day to make history together. This is already our 5th gathering like this one. 5 editions of honest conversation, of hard questions, of solutions built side by side. And this 5th edition will be no exception. Because what we carry here in Bujumbura is not a slogan. It's a commitment to order, to peace, and to inclusive leadership in Africa. A commitment to institutionalizing the strategic role of young people and women in preventing conflicts, managing crises, and building lasting peace through the responsible governance of our resources. To the young people of Africa in this room, who already carry so much on your shoulders, this continent does not need you to wait your turn. It needs you to be the giant it has been waiting for. Giant for peace, giant for water, giant for inclusive leadership. Thank you. À présent, je vais inviter le président du Conseil national de la jeunesse du Burundi à bien vouloir avancer pour prononcer son mot. Il remettra à la fin à son Excellence la déclaration de la jeunesse burundaise en faveur de la paix. Merci. On that note, I would like to invite the President of Burundi's National Youth Council to join us to deliver his address and present the Burundian Youth Declaration for Peace to His Excellency. Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi, Président en exercice de l'Union africaine, Son Excellence, Madame la Première Dame du Burundi, très honorable Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Excellence, Monsieur le Vice-président du Burundi, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs, pour gagner le temps qui m'est imparti, distingués invités, chers jeunes du Burundi et d'Afrique, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé, bonjour. C'est avec un profond sentiment de responsabilité, de fierté, mais aussi d'humilité que je prends la parole au nom de la jeunesse burundaise à l'occasion de cette 5e édition du dialogue continental sur l'agenda jeunesse, femmes, paix et sécurité. Nous sommes réunis une nouvelle fois à Bujumbura autour d'une conviction qui s'est affirmée au fil des années. La jeunesse africaine n'est pas seulement l'avenir de notre continent. Elle en est déjà une force vive, une partie prenante et un acteur de son présent. Depuis 2022, le Burundi accueille ce dialogue continental. 5 éditions, 5 années de rencontres, 5 années de dialogue, 5 années de partage d'expériences, 5 années de mobilisation des jeunes venus des différentes régions de notre continent. Mais surtout, 5 années durant lesquelles Bujumbura s'est progressivement affirmé comme un espace où la jeunesse africaine peut se rencontrer, se parler, confronter ses expériences et réfléchir collectivement aux réponses à apporter aux défis de notre époque. Cette continuité est importante, mais elle nous impose également une responsabilité, celle de ne pas satisfaire du dialogue pour le dialogue. Le moment est alors venu de consolider ce qui a été construit et d'aller plus loin. Du dialogue à l'action, de la participation à la responsabilité, de la mobilisation à l'institutionnalisation. Excellence, Monsieur le Président de la République, en avril 2022, lorsque le Burundi accueillait la première édition de ce dialogue continental, une question fondamentale était au cœur de nos réflexions. Comment faire de la jeunesse un véritable acteur de paix, de sécurité et de développement en Afrique? Cette première rencontre avait permis de réunir des jeunes, des responsables politiques, des institutions, des représentants de la société civile,
et des partenaires autour de cette préoccupation commune. Elle a également fait naître une dynamique qui s'est poursuivie au fil des années. En 2023, le dialogue a permis encore d'approfondir sa dimension régionale et renforcer les liens entre les jeunes, particulièrement dans la région des Grands Lacs. En 2024, l'accent davantage a été mis sur l'éducation, la formation, le renforcement de capacités et l'innovation. En 2025, le lien entre la paix, sécurité et autonomisation économique s'est davantage affirmé, notamment autour de l'emploi, de l'agriculture, de l'entrepreneuriat, des chaînes de valeur et la valorisation des ressources. Nous voici alors aujourd'hui en 2026 avec une 5e édition qui nous invite à franchir une nouvelle étape. Cette fois, la question n'est plus seulement de savoir comment mobiliser les femmes et les jeunes. Elle est de savoir comment institutionnaliser leur rôle stratégique dans la prévention des conflits, la gestion des crises, la consolidation de la paix et la gouvernance responsable des ressources. Cette évolution traduit une prise de conscience. La paix durable ne peut être construite sans ceux qui représentent une grande partie de la population africaine et qui porteront demain la responsabilité de nos sociétés. La jeunesse doit donc être considérée non seulement comme une force de mobilisation, mais comme une force de décision, de responsabilité et d'action. Excellence, le chemin parcouru au niveau continental doit être mis en perspective avec les transformations qui se sont également opérées au niveau national. Au Burundi, la jeunesse a progressivement occupé une place plus importante dans les politiques et initiatives relatives au développement, à l'entrepreneuriat, à l'innovation, à la formation, à l'emploi, à la participation citoyenne et à la consolidation de la paix. Sous le leadership de votre Excellence, Monsieur le Président de la République, plusieurs mécanismes visant à renforcer l'autonomisation économique des jeunes ont été développés, notamment à travers les initiatives de financement et d'accompagnement de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes. L'innovation a également pris une place croissante dans notre pays. Les différentes éditions de l'Innovation Week qui ont permis de mettre en lumière les talents, les idées et les solutions portées par la jeunesse burundaise. Ces expériences nous enseignent une leçon simple. Lorsqu'on donne à la jeunesse l'espace d'exprimer ses idées, elle répond par la créativité. Lorsqu'on lui donne des opportunités, elle répond par l'initiative. Et lorsqu'on lui confie des responsabilités, elle répond par l'engagement. Mais ces acquis nous obligent également à aller plus loin. La jeunesse ne demande pas uniquement à être accompagnée. Elle veut aussi être responsabilisée. Elle veut participer. Elle veut contribuer. Elle veut être utile à son pays. Excellence, parmi les acquis les plus importants de ces dernières années, il y en est un qui est parfois moins visible que les infrastructures ou les programmes économiques, mais dont l'importance politique et sociale est considérable. C'est le rapprochement entre les jeunes eux-mêmes. Les consultations, les forats, les rencontres communautaires, les activités de sensibilisation, les cadres de dialogue et les différentes initiatives organisées à travers le pays ont permis à des jeunes issus de différents milieux de se rencontrer et d'échanger. La stratégie nationale Jeunesse, paix et sécurité 2024-2028 s'inscrit également dans cette dynamique. Mais au-delà des stratégies et des documents, ces processus ont produit quelque chose de fondamental. Ils ont créé de la rencontre. Et la rencontre change les relations humaines. Lorsqu'un jeune rencontre un autre jeune, il découvre son histoire. Lorsqu'il découvre son histoire, il comprend mieux ses préoccupations. Et lorsqu'il comprend ses préoccupations, les préjugés peuvent reculer. Et lorsque les préjugés reculent, la confiance peut grandir. C'est ainsi que se construit progressivement la cohésion. C'est pourquoi les espaces de dialogue de la jeunesse ne doivent pas être considérés comme des simples espaces de discussion. Ils sont des instruments de prévention des divisions et de construction de la paix.
Une jeunesse qui se connaît est plus difficile à diviser. Une jeunesse qui travaille ensemble est mieux préparée à relever les défis communs. Et une jeunesse qui partage une vision commune devient une force de cohésion pour la nation. Chers jeunes, notre pays a besoin d'une jeunesse qui regarde davantage ce qui nous rassemble que ce qui pourrait nous opposer. Lorsque nous travaillons ensemble dans une activité communautaire, dans un projet entrepreneurial, dans le sport, dans le volontariat, dans la formation ou dans une initiative citoyenne, nous découvrons souvent que nos aspirations sont beaucoup plus proches que nous le pensons. Nous voulons tous une vie meilleure. Nous voulons tous réussir. Nous voulons tous vivre en paix. Nous voulons tous avoir des opportunités. Nous voulons tous voir notre pays progresser. Ces aspirations communes doivent être plus fortes que nos différences. Notre responsabilité est donc de continuer à créer des espaces où les jeunes peuvent se rencontrer, dialoguer, apprendre les uns des autres et mettre leurs compétences au service de la communauté. Nous devons construire une jeunesse qui ne consacre pas son énergie à ce qui la divise, mais qui la mobilise autour des grands défis de son époque. Chers jeunes, les grandes batailles de notre génération sont devant nous. Et ne se livrent pas seulement sur les champs de bataille. Elles se livrent aussi dans nos écoles, dans nos universités, dans nos entreprises, dans nos exploitations agricoles, dans nos laboratoires, dans nos communautés et dans nos espaces numériques. Nous devons combattre la pauvreté pour le travail et l'entrepreneuriat, le manque de compétences par l'éducation et la formation, le chômage par la création de valeur et l'innovation, l'insécurité alimentaire par la modernisation de notre agriculture, la dégradation de l'environnement par une gestion responsable de nos ressources, la fracture numérique par l'accès aux technologies et aux compétences, la dépendance économique par la transformation locale et la valorisation de nos ressources. Voilà les véritables batailles de nos générations. Et pour les gagner, nous avons besoin d'une jeunesse de solutions. Le patriotisme doit donc se traduire par des actes. Être patriote, c'est travailler, c'est apprendre, c'est créer, c'est entreprendre, c'est respecter les biens publics, c'est protéger l'environnement, c'est servir sa communauté, c'est mettre ses connaissances et ses compétences au service de la nation. Notre patriotisme doit être un patriotisme d'action. Excellence, nous devons également reconnaître une réalité essentielle. La paix et le développement économique sont profondément liés. Un jeune qui a accès à l'éducation et aux compétences, au travail et à l'entrepreneuriat, aux opportunités économiques, est mieux armé pour construire son avenir et contribuer à la stabilité de sa communauté. C'est pourquoi l'agenda jeunesse, paix et sécurité doit être étroitement articulé avec les politiques d'autonomisation économique, l'agriculture, l'entrepreneuriat, les métiers verts, l'innovation, la transformation locale et surtout la valorisation des ressources naturelles. Excellence, le thème de cette 5e édition nous invite à porter une attention particulière à l'eau et plus largement à la gouvernance responsable des ressources. Vous savez que l'eau est au cœur de la vie. L'eau est indispensable à notre agriculture, à notre élevage, à notre industrie, à notre santé, au développement de nos communautés. Nous devons encourager les innovations permettant de mieux préserver l'eau, de mieux la gérer et de mieux la valoriser. Mais nous devons également promouvoir une gouvernance fondée sur la responsabilité, la coopération, l'équité et la durabilité. Le thème de cette année nous rappelle également une évidence. Il ne peut y avoir de leadership véritablement inclusif sans la participation effective des jeunes et des femmes. Les femmes jouent un rôle essentiel dans la cohésion des familles, des communautés et de la société. Et les jeunes représentent une force considérable de créativité, d'innovation, d'adaptation et de transformation. Nous devons continuer à développer des mécanismes permettant aux jeunes et aux femmes de participer à la prévention des conflits, à la médiation, la gestion des crises
à la considération de la paix et à la gouvernance. Après 5 éditions de dialogue continental, le Burundi peut partager avec ses frères et sœurs africains une expérience qui nous paraît très essentielle. Lorsque nous donnons à la jeunesse un espace, elle répond par des idées. Lorsque nous lui donnons des responsabilités, elle répond par l'engagement. Et lorsque nous lui donnons des opportunités, elle répond par l'initiative. À la lumière de notre expérience, permettez-moi de partager 3 perspectives qui pourraient guider notre prochaines étapes. Premièrement, renforcer l'institutionnalisation de la participation des jeunes et des femmes. Deuxièmement, multiplier les espaces de rencontre et de dialogue. Troisièmement, poursuivre l'investissement dans l'autonomisation de la jeunesse. Et enfin, investir dans la jeunesse, comme c'est investir dans la stabilité de nos nations et dans l'avenir de notre continent. Excellence, Monsieur le Président de la République, le chemin parcouru par la jeunesse burundaise ne peut être évoqué sans reconnaître le leadership et l'accompagnement dont elle a bénéficié au cours de ces dernières années. Depuis le lancement du premier dialogue continental en 2022, votre soutien à cette initiative a contribué à inscrire Bujumbura dans l'agenda du dialogue continental sur la jeunesse, la paix et la sécurité. Votre engagement, Excellence, Monsieur le Président de la République, en faveur de l'autonomisation, de l'entrepreneuriat, de l'innovation, de la formation et de la participation de la jeunesse a également renforcé le sentiment de responsabilité de cette jeunesse. Aujourd'hui, alors que vous assumez la présidence en exercice de l'Union africaine, cette responsabilité prend naturellement une dimension continentale. La jeunesse burundaise est fière de voir son pays porter au plus haut niveau continental une vision d'une Afrique plus unie, plus stable, plus prospère et davantage portée par ses propres forces vives. Mais cette reconnaissance s'accompagne d'un engagement. Nous voulons répondre à cette confiance par le travail, la discipline, l'innovation, le patriotisme et la responsabilité et l'action. Excellence, Monsieur le Président de la République, Président en exercice de l'Union africaine, Excellences, distingués invités, chers jeunes, au terme de ces réflexions, une conviction s'impose. La jeunesse ne peut être appelée à prendre ses responsabilités que si elle est elle-même prête à les assumer. Et la jeunesse burundaise veut les assumer. Elle veut contribuer à la paix, à la cohésion nationale et au développement. Elle veut participer pleinement à la construction de son avenir et à celle de l'Afrique. C'est dans cet esprit, Excellence, Monsieur le Président de la République, qu'à l'occasion de la Semaine de la paix qui s'est déroulée du 22 au 25 juin dernier, des jeunes burundaises se sont réunis dans différents cadres d'échange, de réflexion et de dialogue. Ils ont voulu aller au-delà des paroles pour traduire leurs réflexions en engagement concret. De cette démarche collective est née la déclaration de la jeunesse burundaise à l'occasion de la Semaine de la paix. Cette déclaration, Excellence, n'est pas simplement un document. Elle est l'expression d'une volonté collective, celle d'une jeunesse qui entend prendre sa part de responsabilité dans la construction de la paix, de la cohésion et du développement de notre nation. Excellence, Monsieur le Président de la République, la jeunesse burundaise aujourd'hui m'a fait l'honneur de me confier en qualité de son représentant la mission de porter jusqu'à vous cette parole collective. Mais avant de vous remettre cette déclaration, il me paraît essentiel que la voix de ceux qui l'ont portée soit d'abord entendue. C'est pourquoi, au nom de la jeunesse burundaise, j'ai l'honneur de donner lecture à la déclaration de la jeunesse burundaise à l'occasion de la Semaine de la paix tenue du 22 au 25 juin 2022.
2026. Déclaration de la jeunesse burundaise à l'occasion de la Semaine de la paix 2026, première édition. Préambule. Nous, jeunes Burundaises et Burundais, dans toute notre diversité réunis à l'occasion de la Semaine de la paix 2026, réaffirmons notre attachement indéfectible aux valeurs de paix, d'unité, de dialogue, de solidarité et de cohésion sociale qui constituent le socle de notre nation. Conscient que la paix est une responsabilité partagée et une condition essentielle du développement durable, nous prenons l'engagement solennel de contribuer activement à la prévention des conflits, à la promotion du vivre ensemble et au renforcement de l'unité nationale. Nos engagements. Nous nous engageons à être des acteurs de dialogue, de cohésion sociale et de réconciliation dans nos communautés. Promouvoir les valeurs de tolérance, de respect mutuel et de coexistence pacifique. Rejeter toute forme de violence, de discours de haine, de discrimination et d'exclusion. Faire un usage responsable des réseaux sociaux et des outils numériques afin de promouvoir des messages positifs et constructifs. Encourager la participation des jeunes filles et garçons à la vie publique et aux initiatives de développement. Contribuer à la préservation de l'environnement et à la résilience face aux défis climatiques qui affectent nos communautés. Renforcer les liens entre les générations afin de bâtir ensemble un avenir commun fondé sur la confiance et l'unité. Nos aspirations et nos appels. Nous exprimons également notre aspiration à voir la jeunesse davantage associée au processus de prise de décision qui concerne son avenir. À cet effet, nous appelons à un renforcement de la participation significative des jeunes dans les instances de gouvernance et de développement, à davantage d'investissements dans l'éducation, la formation professionnelle, l'entrepreneuriat et l'innovation, à un soutien accru aux initiatives de paix portées par les jeunes dans les collines, les communes et les provinces, à la création et au renforcement d'espaces permanents de dialogue intergénérationnel, à une attention particulière envers les jeunes les plus vulnérables, notamment les jeunes femmes, les jeunes vivant avec handicap, les jeunes autochtones et les jeunes issus des communautés marginalisées. Nous lançons un appel au gouvernement du Burundi, au gouvernement des pays africains, aux organisations régionales et internationales, ainsi qu'aux partenaires du développement. Reconnaissez pleinement la jeunesse comme partenaire stratégique de la paix et du développement. La jeunesse africaine n'est pas seulement l'avenir du continent, elle en est déjà le présent, la force de transformation et l'espérance. Au nom de la jeunesse burundaise, nous réaffirmons notre détermination à être des bâtisseurs de paix, des citoyens responsables et des acteurs du changement. Rien pour les jeunes sans les jeunes. La paix est notre héritage, notre responsabilité et notre avenir commun. Fait à Bujumbura le 25 juin 2026. Excellences, Monsieur le Président de la République, Président en exercice de l'Union africaine, c'est sur cette déclaration en rapport avec la Semaine de la paix que je voudrais clôturer mon allocution en vous remerciant pour tout votre accompagnement durant toutes ces années, ces 5 dernières années de dialogue. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous remercie.
Avant d'accueillir l'honorable Emerence Bouchoumi, présidente du Forum national des femmes, permettez-moi de prendre un instant pour saluer et reconnaître les éminentes personnalités qui nous font l'honneur de leur présence dans cette salle. His Excellency Ambassador Bankole Andeoye, Commissioner for African Peace and Security, and Mr. Iyewumi Opeyemi Adeniran, representative of the chairperson of the African Union, Your Excellency Madame Violette Kenyana, UN System Coordinator, His Excellency Ambassador Mohamed Khaled, chairperson of the Peace and Security, Your Excellency Ambassador Dr. Ezekiel Nibigira, chairperson of ECAS, His Excellency Dr. Mohamed Ibn Shabazz, and Mr. Adam Abdallah, High Representative for Silencing the Guns and Special Assistance, His Excellency Rosemary Antoinette Catre, Chief Executive Officer of the African Peer Review Mechanism, Ambassador Liberata Mulamula, African Union Special Envoy on Women, Peace and Security, Honorable Justice Effie Owu, Co-Chair of FemWise, and Ms. Amanda Majisu, Special Assistant, Honorable Dear Ba, Co-Chair of FemWise, His Excellency Jovian Nino Perez, Ambassador of the European Union to the African Union, and Mr. Saji Plalis, Global Director Search for Common Ground, Ambassador Akok Madut, Head of Mediation and Dialogue in African Union, Professor Gaspar Vanyangimbona, Commissioner for Education in African Union, Mrs. Jeanette Kem, représentante de la Secrétaire exécutive de l'ONU Femmes, Ambassador Stephen Patrick Mbundi, Secretary General of the East African Community, Delegation of the Economic Community of Central African States, ECAS, and Vice President of that Commission, His Excellency Huang Shir, United Nations Special Envoy for the Great Lakes region, His Excellency Mohamed Lamine Tiao, Ambassador and Permanent Representative of Senegal to the African Union, His Excellency Asif Ayub, Ambassador and Deputy Secretary, and Dr. Sahil Singh, United Nations Sustainable Development Goals Ambassador, Mr. Andre Abel Barry, OEF representative, and the delegation of Democratic Republic of the Congo from Lona Foundation. And to all our distinguished guests whom we may not have mentioned individually, please feel equally welcomed and above all, feel at home. Thank you. Nous accueillons ensuite l'honorable Emerence Bouchoumi, présidente du Forum national des femmes. Excellences, Monsieur le Président de la République du Burundi et Président de l'Union africaine, Excellences, Madame la Première Dame de la République du Burundi, très honorable Président de l'Assemblée nationale, Excellences, Monsieur le Premier ministre, pour gagner du temps, permettez-moi de dire, distingués invités, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé, bonjour. Tugira mahoro,
tugira amahoro n'iterambere ridakumira mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Nous rendons grâce à notre Dieu Tout-Puissant, lui qui, dans sa grâce et sa bonté, nous a permis de nous réunir tous en bonne santé en ce jour pour les cérémonies d'ouverture du dialogue continental sur la jeunesse, la paix et la sécurité en Afrique et du forum Femmes, Paix et Sécurité. Que sa gloire nous accompagne tout au long des activités qui vont suivre. En effet, c'est un honneur pour moi, une immense joie et un privilège de prendre la parole devant cette auguste assemblée au nom du Forum national des femmes du Burundi à l'occasion de l'ouverture officielle du dialogue continental sur la jeunesse, la paix et la sécurité en Afrique, couplé au Forum Femmes, Paix et Sécurité. Nous profitons de l'occasion pour exprimer notre profonde gratitude au gouvernement de la République du Burundi pour son engagement constant dans la consolidation de la paix, de la stabilité et de la coopération régionale, ainsi qu'à l'Union africaine, aux Nations unies et à l'ensemble des partenaires qui ont rendu possible la tenue de cette importante rencontre continentale. À toutes les délégations venues de différentes régions de notre continent, je souhaite la plus cordiale bienvenue au Burundi, cette terre de paix, de résilience et d'hospitalité. Excellences, Monsieur le Président de la République, le thème qui nous réunit aujourd'hui est à la fois visionnaire, inspirant et profondément ancré dans les réalités de notre continent. Eau, paix et leadership inclusif en Afrique. Institutionnalisation du rôle stratégique des jeunes et des femmes dans la prévention des conflits, la gestion des crises et la consolidation durable de la paix grâce à une gouvernance responsable des ressources. Ce thème nous rappelle une vérité fondamentale. La paix ne se limite pas à l'absence de conflits. Elle repose sur une gestion équitable des ressources naturelles, une gouvernance responsable, la justice sociale et la participation effective de toutes les composantes de la société. L'eau, source de vie et de développement, peut être un facteur de coopération, de solidarité et d'intégration entre les peuples. Mais lorsqu'elle devient rare, mal répartie ou insuffisamment protégée, elle peut également alimenter des tensions, exacerber les inégalités et fragiliser la cohésion sociale. Dans un contexte où les effets de changement climatique accentuent la pression sur les ressources naturelles, il est impératif de promouvoir une gouvernance inclusive, transparente et durable de ces ressources. Cette gouvernance doit reconnaître pleinement la contribution des femmes et des jeunes, qui sont souvent les premiers touchés par les crises, mais aussi les premiers artisans de la paix et solutions durables au sein de leur communauté. Excellences, Monsieur le Président de la République, les femmes africaines jouent un rôle essentiel dans la gestion quotidienne de l'eau, de l'agriculture, de la sécurité alimentaire et de la protection de l'environnement. Elles sont les gardiennes de nombreuses pratiques locales favorisant la préservation des ressources naturelles et la cohésion communautaire. Les jeunes, quant à eux, apportent leur créativité, leur capacité d'innovation et leur engagement pour développer des solutions nouvelles dans les domaines de la gestion de l'eau, de la protection de l'environnement, de la médiation communautaire et de la prévention des conflits. Il est désormais temps de dépasser leur simple participation pour aller vers une véritable institutionnalisation de leur rôle stratégique dans les mécanismes nationaux, régionaux et continentaux de prévention des conflits, de gestion des crises et de consolidation de la paix. Cette institutionnalisation implique que les femmes et les jeunes soient représentés dans les instances de décision,
associés à l'élaboration des politiques publiques, consultés dans la gestion des ressources naturelles et pleinement impliqués dans les mécanismes d'alerte précoce, de médiation, de réconciliation et de reconstruction post-conflit. Le Forum national de femmes du Burundi adhère pleinement à cette vision. Nous sommes convaincus que la gouvernance responsable des ressources naturelles constitue aujourd'hui un levier essentiel de prévention des conflits et de développement durable. Notre ambition est de contribuer à bâtir des communautés où les ressources sont gérées dans un esprit d'équité, de transparence, de solidarité et de responsabilité, afin qu'elles deviennent des facteurs de paix plutôt que des sources de tension. Cette vision est en parfaite harmonie avec l'agenda 2063 de l'Union africaine, avec les objectifs de développement durable, notamment l'objectif 6 relatif à l'eau propre et à l'assainissement, l'objectif 5 sur l'égalité entre les femmes et les hommes, l'objectif 13 sur l'action climatique et l'objectif 16 consacré à la paix, à la justice et aux institutions efficaces. Excellences, Monsieur le Président de la République, la rencontre d'aujourd'hui est un moment décisif de l'histoire de notre continent, car il nous interpelle en tant que frères et sœurs africains à relever simultanément plusieurs défis, notamment conflits armés, extrémisme violent, déplacement forcé des populations, changement climatique, inégalités persistantes, pauvreté, chômage des jeunes et nouvelles menaces transnationales. Pourtant, ces défis constituent également une opportunité de pousser très loin vers de nouveaux horizons. C'est aussi une invitation à renforcer notre collaboration, notre solidarité, à repenser nos mécanismes de prévention des conflits, de gouvernance démocratique et de développement inclusif. Les femmes africaines continuent d'être des artisanes de paix dans leur famille, leur communauté et leur pays. Elles sont médiatrices, éducatrices, bâtisseurs de cohésion sociale, promotrices du dialogue et gardiennes de valeurs de solidarité. Cependant, force est de constater que leur représentation dans les instances de décision, de médiation et de négociation demeure encore insuffisante. Il nous appartient donc de transformer nos engagements politiques en résultats concrets. Excellences, Monsieur le Président de la République du Burundi et Président en exercice de l'Union africaine, les autorités burundaises sont convaincues qu'une paix durable ne se construit pas uniquement par le silence des armes, mais surtout par la justice, le dialogue, l'inclusion, la participation et le développement partagé. Notre pays a enregistré des avancées significatives dans la promotion du leadership des femmes, leur représentation dans les institutions publiques, leur autonomisation économique, ainsi que le renforcement des mécanismes communautaires de prévention et de gestion pacifique des conflits. Les jeunes burundais participent également de plus en plus aux initiatives de développement, à l'entrepreneuriat, à l'innovation et aux actions citoyennes qui renforcent la cohésion sociale et la stabilité de nos communautés. Ces progrès nous encouragent, mais ils nous rappellent également que le chemin vers une paix durable exige une mobilisation permanente. Excellences, Monsieur le Président de la République, le Forum national des femmes du Burundi réaffirme aujourd'hui son engagement à poursuivre son partenariat avec le gouvernement, l'Union africaine, les Nations unies, les organisations de la société civile, les institutions académiques, les partenaires techniques et financiers, ainsi que les organisations de la jeunesse. Les travaux qui s'ouvrent aujourd'hui doivent déboucher sur les engagements concrets. Nos recommandations devraient nourrir des politiques publiques. Nos échanges devront renforcer les partenariats. Nos expériences devront inspirer les générations futures.
Notre ambition commune doit être faire des agendas femmes, paix et sécurité et jeunesse, paix et sécurité une réalité vécue dans chacun de nos pays respectifs. Car investir dans les femmes, c'est investir dans la paix. Investir dans les jeunesses, c'est investir dans l'avenir. Et investir dans la paix, c'est investir dans le développement durable de l'Afrique. Excellences, Monsieur le Président de la République du Burundi et Président en exercice de l'Union africaine, les travaux qui s'ouvrent aujourd'hui représentent bien plus qu'une simple rencontre continentale. Ils constituent un espace de réflexion stratégique, de dialogue intergénérationnel, de partage d'expériences et surtout de construction d'engagements communs. Nous espérons qu'au terme de ces 3 journées, nous repartirons avec une vision renforcée, des partenariats consolidés et des recommandations ambitieuses, réalistes et porteuses d'espoir pour notre continent. Puissent nos échanges contribuer à accélérer la mise en œuvre des agendas femmes, paix et sécurité et jeunesse, paix et sécurité au bénéfice de toutes les populations africaines. Faisons en sorte que les engagements issus de cette rencontre se traduisent en actions concrètes afin qu'elles demeurent toujours une source de vie, que les femmes et les jeunes soient pleinement reconnus comme des bâtisseurs de paix et que notre continent poursuive résolument sa marche vers l'Afrique que nous voulons, une Afrique en paix, prospère, inclusive et durable. Nous exprimons notre profonde reconnaissance à son Excellence le Président de la République du Burundi pour son leadership et son engagement en faveur de la paix et de la stabilité, ainsi qu'à toutes les institutions nationales, continentales et internationales qui accompagnent le Burundi dans cette noble mission. Je remercie également toutes les délégations qui ont effectué un déplacement jusqu'à Bujumbura. Votre présence traduit notre conviction commune que la paix est une responsabilité partagée et que l'avenir de l'Afrique se construit ensemble. Je formule le vœu que votre séjour au Burundi soit aussi enrichissant sur le plan professionnel qu'agréable sur le plan humain et que vous gardiez notre pays le souvenir d'un peuple accueillant, résilient et résolument tourné vers l'avenir. Ces paroles de confiance et d'engagement, sur ces paroles de confiance et d'engagement, je souhaite plein succès aux travaux du dialogue continental sur la jeunesse, paix et sécurité en Afrique, ainsi qu'au forum femmes et sécurité. Turi kumwe twese birashoboka. Ensemble, nous pouvons. Je vous remercie de votre aimable attention. Murakoze, que Dieu vous bénisse. Murakoze cyane, honorable. Merci beaucoup, honorable. Et puisque nous sommes entre jeunes et que nous avons parmi nous un véritable ami de la jeunesse, permettez-moi de lancer un petit appel à notre sens de la responsabilité. Nous vous invitons vraiment, humblement, à bien vouloir respecter le temps. S'il vous plaît, nous vous invitons humblement à bien vouloir respecter le temps. À présent, la parole est à M. Wischong Bening Ahmed, secrétaire général de l'Union panafricaine de la jeunesse. The floor is yours, sir.
And it is because the most important demographic of our continent is convened here to discuss the very serious challenge that this continent is confronted with. Your Excellency, my reflections today will be very brief. So permit me to quote from one of our renowned Pan-Africanists from Martinique, Frantz Fanon, who says each generation must out of relative obscurity discover its mission, fulfill or betray it. The relative obscurity of Africa and our generation today is the agency of building a peaceful, progressive, and a prosperous continent through the effective harnessing of our demographic dividend. Our relative obscurity is how to completely silence the guns, defeat neocolonialism, and create a conducive climate for developing critical skills, boosting regional integration, rapid industrialization, building economic resilience through boosting Pan-African institutions capable of delivering the Africa we want. The relative obscurity of Africa is addressing the rising incidence of youth unemployment and underemployment, addressing the development financing gap of $1.6 trillion and reducing the exploitation of our natural resources by imperial powers, decolonizing our educational system and plugging the leakages and illicit financial outflows of about 90 billion USD from Africa. As we speak of peace today, we must also confront the realities facing our continent. Your Excellency, whilst we gather in Burundi today, the ravaging war in Sudan continues to displace millions. The political conflict in South Sudan and Libya persists. The conflict in Eastern DRC, next door, Burundi, is unaddressed. The militant insurgency in Cabo Delgado, the insecurity in the Sahel, notably Burkina Faso, Mali, and Niger, continues. The terrorism and banditry in Nigeria, in northern Nigeria and Somalia, and many other conflicts and insurgency, terrorism displaces millions of Africans. And above all, the unethical global competition of our resources continue to affect millions of Africans. Your Excellency, the begging question remains, how do we build the Africa we want if insecurity continues to divide our people, disrupt our economies, and limit the movement and connectivity within Africa? Africa cannot achieve deeper regional integration while young people remain trapped in conflict zones. We cannot speak of prosperity when communities are displaced by insecurity caused by those that are given an entrusted power to protect them. And we cannot speak about sustainable development without addressing the responsible governance of the resources upon which communities depend. Your Excellency, young people and women must not be seen only as victims of conflict. They must be recognized as strategic actors in conflict prevention, crisis management, mediation, and sustainable peace building. The Pan-African Youth Union therefore calls for stronger institutional connection between the Africa Peace and Security Architecture and our national youth councils, member state national coordinating mechanisms, CSOs, and regional youth platforms. Our national youth structures and networks are capable of mobilizing young people, the millions of our youth across the continent, to fully and actively support the peace efforts on the continent. Your Excellency, let me conclude my reflections by saying that this continent cannot achieve any of the continental frameworks that have been adopted by the Union, the African Union, if young people are not included in peace processes, and if member states
that are tasked with the responsibility of protecting our citizens are actively involved in all the conflicts across the continent. Africa's young people are not waiting to inherit peace. They are ready to build it, and they need institutions that trust them, governments that can empower them, and the continental mechanisms that can give them a meaningful role in shaping the decisions that affect their future. Let us make this year's 5th Continental Dialogue a moment where we strengthen our collective commitment to a peaceful Africa, institutionalize the strategic role of youth and women, and ensure that responsible resource governance become the foundation for stability, inclusion, and prosperity. I thank you for your attention. Merci beaucoup. Nous reconnaissons la présence très marquée de la présidente de l'Assemblée nationale et le vice-président de la République du Burundi et l'excellence le Premier ministre du Burundi et du président de la Cour suprême, qui me soit permis de vous informer de la présence aussi de son excellence Domitien Ndayizeye, ancien président du Burundi et président du panel des sages de l'Union africaine. Nous reconnaissons aussi parmi nous la présence de M. Donald Mabobora, venu du Congo-Brazzaville. À présent, permettez-moi, Excellences, Mesdames et Messieurs, d'inviter M. le Dr Ezekiel Nibigira, qui est le président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC en sigle. The floor is yours, Mr. Ambassador. Your Excellency, the President of the Republic of Burundi, Chairperson of the African Union, the Speaker of the National Assembly, Your Excellency, the Prime Minister, distinguished leaders and the representatives of government here present, honorable representatives of regional and continental institutions, distinguished guest representatives of civil society and the development partners, my fellow young people, women leaders and peace builders, ladies and gentlemen. It is a great honor and a privilege to stand before you today in Bujumbura, the youth capital, at this important Continental Youth Dialogue. I wish at the outset to express my appreciation to the government and the people of Burundi for creating this space where young people and women from different countries, communities and backgrounds can come together not simply to discuss the challenges facing our continent, but to reflect on the solutions that we can build together. This dialogue comes at a critical moment for Africa. Our continent is blessed with enormous human and natural resources. We have courageous women and innovative young people
who have demonstrated remarkable resilience in the face of adversity. Yet, at the same time, many of our societies continue to face serious challenges such as conflicts and insecurity, political tensions, displacement, unemployment, climate change, environmental degradation, water scarcity, inequality, and exclusion from decision making. Your Excellencies, ladies and gentlemen, allow me to share with you some figures that can challenge our reflection today during this youth intercontinental dialogue as far as the contribution of women and young people is concerned. First reality, Africa is a continent of young people. Nearly 60% of Africans are under the age of 25. Women and girls make up about 50% of Africa's population, roughly the half. Yet the level of inequality and exclusion of women and youth from decision making is significant in Africa. That is below 30%. If we would invest in young people, girls and women with education, skills, employment, and meaningful participation in decision making, Africa's demographic reality can become its greatest strength. Second fact, Africa is facing one of the world's most serious displacement crises. In sub-Saharan Africa alone, nearly 39 million people were internally displaced by the end of the year 2024, about 46% of the global total. These figures remind us that conflict prevention, dialogue, and inclusive leadership are not abstract concepts. They are urgent necessities for millions of African families. Third reality, although the unemployment rate in sub-Saharan Africa was about 5.7% in 2025, millions of young Africans remain trapped in informal, insecure, and long productivity work. The real challenge before us is therefore to create decent, productive, and inclusive employment for Africa's rapidly growing youth population. Fourth reality, climate change is no longer a distant threat for Africa. It is a present reality. The IPCC estimates that climate change has reduced agricultural productivity growth in Africa by 34% since 1961. As young Africans, we must transform this challenge into an opportunity by becoming leaders in climate action, protecting our water and the natural resources, promoting sustainable agriculture, and using dialogue and cooperation to prevent competition over scarce resources from becoming conflict. Fifth reality, which is the last one, Africa's water crisis is becoming a major challenge for our development and our peace. About 250 million people on our continent are already affected by high water stress, while climate change is making droughts and floods more frequent and unpredictable. Water scarcity is not simply an environment issue. It is a question of food security, health, livelihoods,
migration and peace, women and girls are particularly affected because they often carry the responsibility of collecting water. We therefore need young people and the women at the center of water governance, environmental protection, and the conflict prevention efforts. Your Excellencies, ladies and gentlemen, these challenges are interconnected and are worth to be discussed. This is why our discussions during this Youth Continental Dialogue are so important. Peace and security are not only matters for governments, armies, or diplomats. They are matters for every citizen, and particularly for young people and women. Before I conclude, I wish to emphasize that Bujumbura, as the youth capital, provides us with a powerful opportunity to dig deeper and send a message to the entire continent that we have come together to bring solutions to the already highlighted challenges. I thank you all for your kind attention. Nous reconnaissons à présent aussi la présence parmi nous du président de la Cour constitutionnelle et de Madame l'Ombudsman. Nous saluons aussi en souhaitant la bienvenue à l'ambassadeur Nino Pérez-Javier, représentant de l'Union européenne à l'Union africaine, et honorable Alice Nzomukunda, représentante spéciale du président de la Commission de l'Union africaine en République centrafricaine. Nous allons maintenant écouter son Excellence Monsieur l'ambassadeur Huang Zia, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs. The floor is yours, Excellency. Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi, Excellence, Président en exercice de l'Union africaine, Excellence, distingués délégués, chers représentants des organisations de femmes, de jeunes et de la société civile, Mesdames et Messieurs. Au nom de Monsieur Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, et de l'ensemble du système des Nations Unies ici présent, c'est un grand honneur pour moi de prendre part à cette 5e édition du dialogue continental sur les agendas femmes, paix et sécurité, jeunesse, paix et sécurité. Je tiens tout d'abord à adresser les sincères félicitations du secrétaire général et du système des Nations Unies dans son ensemble à son Excellence, Monsieur le Président Évariste Ndayishimiye, président en exercice de l'Union africaine et champion continental de l'agenda jeunesse, paix et sécurité, pour son leadership constant en faveur de la participation des jeunes au processus de paix et de décision. Je salue également l'ambassadrice Liberata Mulamula, envoyée spéciale de l'Union africaine pour les femmes, la paix et la sécurité, pour son engagement persévérant en faveur du rôle des femmes dans la prévention des conflits, la gouvernance et la consolidation de la paix.
Notre engagement collectif traduit une conviction partagée pleinement avec les Nations Unies, à savoir qu'il ne peut y avoir de paix durable ni de développement véritablement inclusif si les femmes et les jeunes demeurent à la péripétie des décisions qui façonnent le destin du monde, du continent africain et surtout leur propre avenir, l'avenir des jeunes et des femmes. Excellences, Mesdames et Messieurs, notre rencontre intervient dans un contexte où les pressions croissantes sur l'eau, les terres et les ressources naturelles, aggravées par les effets du changement climatique, peuvent accentuer les vulnérabilités et les tensions entre communautés. On trouve, hélas, cette illustration dans les Grands Lacs, où les femmes et les jeunes sont souvent parmi les plus touchés, alors même qu'ils restent insuffisamment associés aux décisions relatives à la gouvernance de ces ressources. C'est pourquoi les agendas jeunesse, paix et sécurité et femmes, paix et sécurité doivent être au cœur de nos réponses aux défis contemporains de paix et de sécurité. Les Nations Unies demeurent pleinement engagées en faveur de la mise en œuvre des résolutions 2250 et 1325 du Conseil de sécurité ainsi que du cadre continental de l'Union africaine sur la jeunesse, la paix et la sécurité. Dans les Grands Lacs, cette ambition est au cœur de la stratégie des Nations Unies pour la consolidation de la paix, la prévention et la résolution des conflits. À travers les initiatives conjointes de mon bureau, du FUNUAP, du PNUD, de l'UNICEF, d'ONU Femmes, de la MONUSCO et d'autres entités, nous œuvrons pleinement à renforcer les capacités et les espaces de participation des femmes et des jeunes. Notre approche repose également sur une conviction. Les défis liés au climat, à l'eau et aux ressources naturelles sont des enjeux de gouvernance, de participation, de justice, de paix et de sécurité. Permettez-moi de citer 3 exemples concrets dans la région des Grands Lacs. En 2025, avec le FUNUAP, l'UNICEF et le PNUD, nous avons lancé le prix Jeunesse en action pour la paix afin de reconnaître et soutenir les organisations dirigées par des jeunes qui œuvrent pour la paix et la cohésion sociale dans leur communauté. Par ailleurs, l'institutionnalisation du Conseil consultatif sur les femmes, la paix et la sécurité au sein des mécanismes régionaux des Grands Lacs a contribué à créer un lien entre les initiatives de paix portées par les femmes au niveau communautaire et les processus politiques et de paix formelle. Enfin, en partenariat avec la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, nous avons soutenu la participation des femmes et des jeunes à la gouvernance des ressources naturelles. Ces efforts ont notamment contribué à l'élaboration de premières stratégies minières inclusives du Burundi. Ces expériences montrent qu'une gouvernance inclusive des ressources peut renforcer simultanément
l'autonomisation économique, la cohésion sociale et la consolidation de paix. Excellences, Mesdames et Messieurs, des progrès importants ont été accomplis. Mais les femmes et les jeunes, artisans de la paix, continuent trop souvent de manquer de ressources, de protection et d'accès au processus formel de médiation, de négociation et de prise de décision. Nous devons désormais passer des consultations ponctuelles à une participation institutionnalisée et des projets à court terme à des investissements durables soutenus par des ressources adéquates et des mécanismes de redevabilité. L'enjeu est d'autant plus important que plus de 60% de la population africaine a moins de 25 ans et que d'ici 2050, une personne sur 4 dans le monde sera africaine. Transformer le potentiel démographique de l'Afrique en dividende de paix exige d'investir dans son capital humain et de donner aux jeunes une véritable place dans la décision. Alors que nous commémorons le 20e anniversaire de la Charte africaine de la jeunesse, plus d'une décennie après l'adoption de la résolution 2250 et plus de 25 ans après celle de la résolution 1325, les Nations Unies demandent que soient désormais reconnus les femmes et les jeunes comme de véritables partenaires, des décideurs et des leaders à part entière. Le dialogue de Bujumbura doit nous permettre de renforcer les synergies entre les agendas jeunesse, paix et sécurité et femmes, paix et sécurité, et surtout d'ancrer durablement le leadership des femmes et des jeunes dans nos institutions et nos mécanismes de décision. Les Nations Unies resteront aux côtés de l'Union africaine, des communautés économiques régionales, des États membres et de la société civile, ainsi que des réseaux de femmes et de jeunes pour faire de cette ambition une réalité de demain. Notre objectif commun est de permettre aux jeunes et aux femmes de contribuer à définir l'ordre du jour, à façonner les décisions et à participer pleinement à leur mise en œuvre. C'est ainsi que nous transformerons les engagements que nous prenons en résultats concrets pour les populations. Puisse cette rencontre de Bujumbura renforce davantage notre détermination à faire des femmes et des jeunes des partenaires d'une Afrique pacifique, prospère et inclusive. Je vous remercie. Merci beaucoup, ambassadeur. Nous poursuivons avec son Excellence Madame Marie-Antoinette Rose Quatre, directrice générale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs MAEP. The floor is yours, Excellency. Your Excellency, President of the Republic of Burundi, Chairperson of the African Union Champion for Youth, Peace and Security and Special Envoy for the Sahel region, and the incoming Chairperson of the African Peer Review Mechanism,
Your Excellencies, allow me to stand on existing protocol. Your Excellencies, distinguished delegates, partners, and dear young Africans, I wish to express my sincere appreciation to His Excellency, the President of the Republic of Burundi and Chairperson of the African Union, for the opportunity extended to the African Peer Review Mechanism to contribute to this important continental dialogue on youth, peace, and security in Africa, convened alongside the Women, Peace, and Security Forum. Allow me to begin with a simple reflection. We live in an age in which artificial intelligence, digital platforms, and data are reshaping economies, politics, and even the meaning of work. For Africa, this is not a distant debate. It is a governance question, a development question, and increasingly a peace and security question. By 2030, more than 1 billion Africans will be under the age of 35, and each year millions of young people enter the labor market, yet formal opportunities are not expanding at the same pace. And too many young Africans remain outside education, employment, or training. Too many are affected by conflict, poverty, poor schooling, and exclusion from the decisions that shape their lives. These are not merely statistics, they are expectations, frustrations, and ambitions waiting for leadership. And this is why the demographic dividend cannot be treated as an automatic inheritance. A dividend is earned, and it is earned through investment in education, skills, health, jobs, enterprise, technology, and meaningful participation. If we make those investments, Africa's youth can become the greatest force for prosperity the continent has ever known. If we fail, the same demographic momentum can magnify instability. The role of the African Peer Review Mechanism is to diagnose governance challenges before they become governance crises. Our reviews across member states have shown that youth unemployment is not only a labor market issue. Education that does not lead to opportunity is a governance issue. Radicalization, violent extremism, exclusion from democratic decision-making, and unequal access to technology are governance issues. In the digital age, exclusion from technology increasingly becomes exclusion from power itself. It is for this reason that the African Governance Report of 2027 will focus on youth in governance from promise to prosperity. The report will examine youth inclusion through three lenses: human capital development, leadership and participation in the public and private sectors, and technological innovation for e-governance. It will also review the African Youth Charter and other continental, regional, and national frameworks by asking one central question: are our institutions responding at the speed and scale demanded by Africa's young population? At the Continental Secretariat, we are determined that young people must not only be the subject of this work, they must be its authors. And this is why the APRM has invited 20 young experts selected from more than 10,000 applications to contribute to this process in Bujumbura. And ladies and gentlemen, they are here. Please, can you stand, the young consultants? Are you here in the room? They are at the back. Please give them a big round of applause. They represent all African regions, including the diaspora, and are currently appraising the African Youth Charter. I also wish to thank our partners and invite all youth supporting organizations to join this effort. Excellencies, allow me to place 4 early warnings before this dialogue. First, our economies are not creating decent opportunities at the rate at which young people are entering the labor markets. Second, we are producing a generation that is increasingly connected, but too often economically excluded and underskilled for the future. Third, trust in institutions is under pressure. And fourth, political participation is changing. Some young people are turning away from conventional institutions, while digital mobilization and street protests are becoming powerful forms of expression. If governance deficits affecting young people remain unresolved,
Over the next 5 to 10 years, Africa risks a period of generational turbulence. The next major political shock may not begin with ideology or conventional armed conflict. It may begin with a young population concluding that institutions do not listen, economies do not include them, and elections do not materially improve their lives. We should not wait for crisis to discover that exclusion has consequences. And the next conflicts may also be shaped by competition over basic necessities, especially water. Water for human consumption, agriculture, energy, food security, and even the digital infrastructure that will power the AI economy. Climate shocks, droughts, and floods can intensify scarcity, displacement, and food insecurity, and this is why the theme of this dialogue, focusing on water, peace, and inclusive leadership, is so timely. And the next arena of conflict will also be digital. It will be shaped through devices, platforms, data, and narratives. Those who control information increasingly control influence. Data sovereignty is therefore not a technical matter alone. It is a governance, development, peace, and security imperative. The APRM's work on e-governance seeks to support member states in building digital systems that are secure, inclusive, transparent, and responsive to citizens. And future risks may also emerge in our rapidly expanding cities and in the governance of natural resources, especially critical minerals. Urbanization without planning, jobs, housing, transport, water, and sanitation can turn cities into spaces of exclusion. Critical minerals can become a source of renewed conflict or a foundation for transformation. The choice depends on transparent, accountable, and citizen-centered governance. I do not raise these issues to paint a somber picture of Africa's future. I raise them as a collective reality check. Early warning is not meant to create fear. It is meant to create responsibility. An early warning without early action is merely a well-written obituary for a crisis we could have prevented. And the African Youth Charter 20 gives us a rare opportunity to reset. Ratification is necessary, but ratification without implementation cannot transform a life. Consultation is important, but consultation without influence breeds cynicism. Youth programs are valuable, but fragmented projects cannot substitute for economies, institutions, and public systems that work for young people at scale. To Africa's young people, I say, continue to scrutinize us, demand evidence, ask what changed, insist that public commitments produce public results, but also organize, innovate, participate, and help build the institutions you demand. Africa's democratic renewal cannot be delivered to young people, it must be built with them. To member states, partners, and institutions represented here, the choice is clear. We can continue asking Africa's young people to wait for jobs, representation, better education, finance, digital access, and accountable institutions, or we can recognize that the waiting room is full. Let this Charter 20 moment mark the beginning of a new implementation era, an era in which demographic promise becomes human capital becomes productive opportunity, technology becomes inclusion rather than exclusion, participation becomes influence, and early warning becomes early action. Working together can move beyond promises to action and make a meaningful and lasting impact in the lives of Africa's young people. I wish you well, and I thank you. Thank you. We now have the honor of welcoming His Excellency Mr. Mohamed Khaled, Ambassador of the People's Democratic Republic of Algeria,
and Chairperson of the African Union Peace and Security Council for the month of August. Your Excellency, we kindly invite you to take the floor. Thank you. Excellences, Monsieur Évariste Ndayishimiye, Président de la République du Burundi, Président en exercice de l'Union africaine et champion de l'Union africaine pour le Nexus Jeunesse, Paix et Sécurité. Excellences, Madame Angeline Ndayishimiye, Première Dame de la République du Burundi, Excellences, Monsieur Domitien Ndayizeye, ancien président du Burundi et président du panel des sages de l'Union africaine, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, hauts représentants des autorités du Burundi, tout protocole observé, Excellences, Commissaire Bankole Adeoye, commissaire de l'Union africaine aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité, Excellences, Commissaire Gaspard, digne représentant du Burundi auprès de la Commission de l'Union africaine, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers collègues, distingués jeunes, femmes, présents aujourd'hui. On behalf of the African Union Peace and Security Council, it is my honor to address you today at the opening of the 5th Continental Dialogue on Youth, Women, Peace and Security in Africa. This year's dialogue is convened under a theme that is very close to the priorities of the Council, as it seeks to elevate the leadership role of the youth and women in conflict prevention, peace building, and the promotion of sustainable peace through responsible water and resource governance. At the outset, allow me to express the profound appreciation of the Peace and Security Council to the government and to the people of the Republic of Burundi for their warm hospitality and for their continued leadership in advancing the continental youth peace and security agenda, including by being one of the only 8 countries on the continent to have formally adopted its national action plan on youth, peace and security. We especially commend the personal commitment of His Excellency President Évariste Ndayishimiye, whose role as the AU champion on youth, peace and security continues to inspire greater continental actions towards meaningful youth participation in peace, security governance and sustainable development. Excellencies, ladies and gentlemen, the Peace and Security Council has consistently affirmed that Africa's peace and security challenges cannot be resolved without the meaningful inclusion of women and youth as equal partners in prevention, mediation, peace building, and governance. Not because of your gender or age, but because of your capacity to significantly contribute to promote peace and security in our beloved Africa. Not because of your gender or age, but because of the role played by women and youth during the struggle period against colonialism, where they conducted liberation wars and defeated colonial powers and brought freedom in almost all the continent. And not because of your gender or age, but because you are the most important resource of the continent, its present and its future. Through its numerous decisions on youth, peace and security and women, peace and security, the Council has repeatedly called upon Member States to move beyond policies and frameworks and instead move towards domestication and meaningful institutionalization of the participation of young people and women within national, regional and continental peace and security architectures. The Council has further emphasized that meaningful youth inclusion must extend beyond consultation. Young people should be intentionally and systematically
engage in preventive diplomacy, mediation, dialogue, reconciliation, election observation, and peace support process, including through co-deployment with experienced mediators to strengthen intergenerational learning and ensure that Africa's peace efforts benefit from the innovation, legitimacy, and local knowledge of its youth. Likewise, the implementation of the Women, Peace and Security Agenda must extend beyond policy commitments towards measurable action. This requires strengthening the 4 pillars of the WPS agenda: participation, protection, prevention, and relief and recovery, while ensuring the full, equal, and effective participation of women in early warning, conflict prevention, mediation, dialogue, peace negotiation, and post-conflict recovery. This year's Continental Dialogue, the 5th edition, therefore serves as an important milestone in translating our normative commitments into practical institutional action at continental, regional, and national levels. The theme of this 5th dialogue, what become a real process here in Bujumbura, could therefore not be more relevant. Excellencies, ladies and gentlemen, as the Council has repeatedly observed, emerging threats including climate change, water insecurity, environmental degradation, rapid population growth, and resource competition disproportionately affect youth, women, and girls. Addressing these interconnected challenges therefore requires gender-responsive and youth-inclusive approaches that place women and young people at the center of prevention and resilience. The adoption of the Continental Framework on Youth, Peace and Security and its 10-year implementation plan that the Council called for its full domestication through youth-centered national action plans and sustained implementation, the establishment of the WISE Youth Network and FAM WISE Africa in strengthening women's leadership in mediation, preventive diplomacy, and in advancing intergenerational approaches to peace building, as well as the nomination by the African Union chairperson of an AU Special Envoy on Women, Peace and Security to advance the Continental WPS agenda are some concrete examples of the African Union initiatives. Such mechanisms and other women and youth-driven initiatives are consistent with the principles of Agenda 2063, which envisions an Africa whose development is people-driven, relying on the potential of its women and youth, as well as with the aspiration of silencing the guns by 2030 agenda, which recognizes that sustainable peace requires inclusive governance, stronger institutions, and resilient communities. Excellencies, ladies and gentlemen, the Peace and Security Council welcomes the emphasis placed on strengthening the synergies between the youth, peace and security, and women, peace and security agendas, and wishes to reaffirm its commitment to, first, accelerating implementation of the Continental Framework on Youth, Peace and Security and its 10 years implementation plan. Second, accelerate implementation of the Women, Peace and Security Agenda and the AU Continental Results Framework. Third, institutionalizing the meaningful participation of youth and women within governance, preventive diplomacy, mediation, and peace process. And last but not least, promoting responsible governance of natural resources, including water, as an essential pillar of conflict prevention, resilience, and sustainable peace. In conclusion, the success of our continental frameworks, including the Youth, Peace and Security and Women, Peace and Security Dialogue, will not be measured by the number of policies we adopt or by the numbers of meetings and conferences we are organizing, but by, first, the shared, concrete, and constant commitment of the African Union member states,
the African Union and its several organs, and by you, our youth, men and women, to the African unity and solidarity. And second, by the extent to which youth and women experience greater peace, security, opportunity, and dignity in their everyday lives. The Council, therefore, calls upon all member states, regional economic communities, regional mechanisms, partners, and stakeholders to work cohesively and decisively in translating our collective commitments into sustained action. The dialogue should mark another decisive step towards that shared objective. The youth and women here present today that have this opportunity to contribute to this important dialogue should never forget that they are talking on behalf of millions of women, youth, and children facing devastating conflicts and dramatic humanitarian challenges, and like you here present, and like all of us, aspire to live in dignity and stability and dream for a better future in their country, in the Africa we want. The Council looks forward to receiving the outcome communique of this important dialogue and to the concrete recommendations that will further strengthen implementation of both the youth and women peace and security agendas. Asante sana, shukrans. Thank you very much for your kind attention. Thank you so much, Excellency. And now, before proceeding, we are pleased to recognize the presence of Madame Doris Mumu, UN Women Representative to the African Union, and Madame Celine Banghumuhari, representative of the CEO of ODA-NEPAD. We now welcome His Excellency Ambassador Bankole Adeoye, Commissioner for Political Affairs, Peace and Security of the African Union Commission. In this capacity, His Excellency leads the African Union's work on political affairs, conflict prevention and management, peace building, peace and security across the continent. Your Excellency, you have the floor. Excellency, President of the Republic of Burundi, Chairperson of the African Union, and the champion on youth, peace, and security. Excellency, First Lady of the Republic of Burundi, Excellency, former President of the Republic of Burundi and Chairperson of the panel of the wise, senior officials, ministers of the government of the Republic of Burundi, Ambassador of the People's Democratic Republic of Algeria, and Chairperson of the African Union Peace and Security Council for the month of August, African Union Commissioner for Education, Science, Technology, and Innovation, Special Envoys, High Representatives of the African Union and the United Nations, Chief Executive Officer of the APRM Continental Secretariat, distinguished chairs and co-chairs of FEMWISE and WISE Youth Africa, distinguished ambassadors, African Youth Ambassadors for Peace, ladies and gentlemen. First and foremost, I wish to express profound appreciation for the hosting of this 5th Continental Dialogue. On behalf of the Chairperson of the African Union Commission, His Excellency Mahmoud Ali Yusuf. Excellency, President of the Republic,
please allow me to express profound thanks and gratitude for your vision, for your resolute leadership as chairperson of our union, and most importantly, as champion for youth, peace, and security. I believe the President deserves a special warm round of applause. For us in the African Union Commission, we thank the government and people of Burundi for their continued commitment. This is resolute commitment. Bujumbura has become, indeed, an enviable destination for advancing intergenerational dialogue on peace, stability, and security. The theme, as many of the speakers have stated, is both timely, inspiring, and also consequential. It speaks directly to our collective responsibility to build peace and advance the conditions that may prevent peace, particularly water security. Excellency, President of the Republic, since there have been many speakers before me, from the chairperson of the Burundi National Youth Council to Ambassador Khalid, I will summarize my presentation into 5 pillars. First is vision. The African Union presents the vision. Agenda 2063, the Africa we want, is a youth-driven vision. But it is also supplemented by the African Youth Charter, that is 20 years this year, and certainly by the Maputo Protocol on Women's Rights, which is 23 years. The vision is present, Excellencies. Over 2 decades, the African Union has continued to embrace a broader understanding of peace building, one that connects African women and youth to governance, to development, human rights, and peace and security. So women and youth are not merely beneficiaries of this agenda. They are champions, they are catalysts for conflict prevention, for conflict resolution, for democratic governance, for African solutions to African problems, and to silencing the guns. So this vision subsists. But the second pillar is inclusion. Today, the question is no longer whether women and youth are ready to participate in governance or security issues. The real question is that, are we prepared to make their leadership meaningful, sustained, and permanent? Meaningful inclusion, therefore, must go beyond representation. Women and young people must share public policy, influence decision-making, and lead peace building. Excellencies, the third pillar that everyone before me has spoken about today is about partnership and it's about participation. No institution can build peace in solitude. No country can achieve sustainable security in isolation. We are all in this journey together. Therefore, the dynamism of African youth and the resilience and leadership of African women are powerful assets for social change, for social justice, and to build community cohesion. We must therefore continue to advance this agenda because the African Union Commission remains committed to working with member states, regional communities and mechanisms, the United Nations, the civil society, the youth and women groups, development partners, and all stakeholders. We must translate continental commitments into national and regional action. The fourth, Excellency, is empowerment.
investing in people is fundamental, absolutely fundamental. The African Union has continued to strengthen the capacities and the participation of women and youth across AU processes, particularly, as Ambassador Khalid mentioned, in AU election observation missions, making them direct participants, witnessing democracy at work. Under the leadership of President Ndayishimiye, and with the commitment of member states, we must invest even further in decisive leadership for the next generation of African peace builders to silence the guns now. My fifth pillar is resilience, Excellencies. The ultimate measure of our success will not be the number of frameworks we adopt, but the resilience of our institutions and our communities. We therefore remain steadfast in strengthening the institutional pathways that will make inclusive and sustainable peace possible. As we move forward, Excellencies, let us be guided by these 5 pillars: a shared vision, inclusion that makes women and youth the centerpiece of leadership, empowerment that transforms commitments, resilience that enables Africa to move from commitments to action. In conclusion, Excellencies, let me quote a woman of substance, an African leader, former President of the Republic of Malawi, Her Excellency Joyce Banda, who stated, and I quote, "The seeds of success in every nation on earth are best planted in women, youth, and children. Let us therefore continue to invest in Africa. Let's continue to invest in Africa's women and youth, not tomorrow, but from today. Together, we can build the Africa we want: peaceful, inclusive, secure, stable, and prosperous. We can do more together." I thank you. Thank you, His Excellency. We now come to an important part of our program, the reporting session on the states of implementation of the Youth, Peace and Security Agenda. To guide this session and facilitate the discussions, allow me to invite Madame Gloria Kabage, Senior Program Officer working on Youth for Peace, Africa Program, who will serve as the moderator. Madam, we kindly invite you to join us and take over the moderation of this session.
Excellencies, good morning. Excellencies, distinguished participants, aligning myself to already established protocol, I would like to move us to the next session of our program, which is going to give us an overview of the state of play and the state of implementation of both the Women, Peace and Security agenda and the Youth, Peace and Security agendas within the African continent. To guide us through this session, we will have a series of speakers speaking to both the state of implementation of the WPS and then followed by the state of implementation on the YPS. To start us off for this session, I would like to invite Her Excellency Ambassador Liberata Mulamula, the AU Special Envoy on Women, Peace and Security, who will speak to the state of implementation of the WPS agenda within the African continent. Please give her a round of applause as she takes the stage. Yes. Hello, Excellencies, Nyakubawa, President wa Republic, Nyakubawa, the First Ladies, Banyakubawa, Excellencies, Youth Leaders, Women leaders, Jambo. Tujira mahalo. Salam alaikum. Bonjour à tous. Asante sana. I've been asked to I don't know, to set the stage for this next program. Your Excellency, President Evariste Ndayishimiye, urakoze cyane. We are so happy and delighted to be back in Bujumbura. As they call it, is the capital of the youth. But I want to add on, it's the capital of the women and leadership. We thank you, and we thank all the partners. I thank all my colleagues from the African Union. I thank my co-chair of the Advisory Board on Women, Peace and Security in the Great Lakes region, Ambassador Shia. But I thank you, the President of the Peace and Security Council of the month of August, Ambassador Khaled. You spoke well. You took out of my text. It was like you were reading from my speech, explaining well the women, peace and security. I am here, and I want to thank you, Your Excellency President, for bringing the synergy between the youth for peace and the women, peace and security. I remember after you assumed the chairmanship of the African Union, I pleaded with you that we need to have the agenda of women, peace and security positioned in this dialogue. We thank you, Your Excellency. Let me say, a lot has been said. This year's dialogue brings together the youth, peace and security and women, peace and security agendas under one platform for the first time. It could not be more timely. These two agendas are mutually reinforcing, and together, Excellency,
They provide a powerful framework for building more inclusive, resilient, and sustainable peace. The Commissioner Bankole summarized the 5 pillars. Allow me to underline that the synergies between these 2 agendas is essential to ensuring that Africa peace and security responses are representative, are intergenerational, and responsive to today's evolving challenges. In particular, Excellencies, we must recognize the unique contribution of young people, young women who stand at the intersection of both agendas and whose leadership is essential to preventing conflict, responding to crises, and sustaining peace. Excellencies, this year's theme also reminds us that water security and responsible resource governance are no longer simply environmental or development concerns. They are fundamental peace and security issues. Women and young peoples are often the most affected by resource scarcity, by climate-related insecurity and conflict. Yet, they are also at the forefront of community resilience, mediation, natural resource management, and peace building. It has been underlined the need for institutionalizing the women and the young women voices, expertise, and leadership is therefore not a matter of inclusion, but a strategic imperative for preventing conflict and building lasting peace across our continent. Excellencies, before they call me to order, they gave me only 3 minutes. Let me, Excellency, with your permission, let me say the following as a plan of action or takeaways. First and foremost, Excellencies, let us, as mentioned, institutionalize the Swakopmundi process. Commissioner Bankole, are you there? I'm reminding about the Swakopmundi commitment that women's meaningful participation in peace processes becomes the norm rather than exception, and you committed to 30% as minimum of women participation in all African Union-led peace processes. Secondly, let us fundamentally rethink how we finance the women peace and security agenda. I call upon member states to institutionalize gender-responsive budgeting, conduct gender audits of national budgets, and adopt gender-responsive public finance legislation that guarantees predictable domestic financing for national action plans. Today, Excellencies, I wish to launch a continental call of action. The 75% of budget of your national action plans through domestic resources by 2030. Your Excellency President Ndayishimiye, Burundi has an opportunity to demonstrate continental leadership by becoming the first African Union member state to make this commitment. Let us strengthen accountability by accelerating the signature, the ratification and domestication of African Union Convention on ending violence against women and girls. I want to thank Your Excellency and Burundi for being the first among the first signatories
to this Convention on Ending Violence against Women and Girls. Through you, Your Excellencies, and through the Speaker of the National Assembly, Your Honorable, we would like to see that this convention that was signed is expedited through the parliamentary process so that Burundi joins Gambia in ratifying this historic and important convention. Your Honorable Speaker, I'm putting this call to you, and I thank you in advance, Orakoze Chane. And finally, let us strengthen the synergies again between the women, peace and security and the youth, peace and security agendas. Young women are not the leaders of tomorrow alone. They are already mediating conflicts, mobilizing communities, and shaping Africa's peace and security landscapes. Our institutions must recognize, support, and invest in their leadership today. Excellencies, Africa has developed the frameworks. Africa has demonstrated the political will. Now we must demonstrate the same ambition in implementation, because the true measure of women, peace and security agenda will not be the commitments we make, but whether African women and girls are able to influence peace processes, access justice, lead recovery, and shape a more peaceful, inclusive, and resilient continent. I'm happy that Her Excellency, the First Lady, will be chairing the next session as we interrogate the full, equal, and meaningful women participation and leadership in peace processes. With those few remarks, before I'm called to order, Excellencies, let me say thank you very much. Asanteni sana. Munakoze chane. Shukrani jazil. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, Ambassador Mulamula, for those rousing remarks and that overview on the state of women, peace and security within our continent. I would now like to invite Honorable Justice Effie Owor, who is the co-chair of the Network of African Women in Conflict Prevention and Mediation, popularly known as FEMOIS Africa, to give us a small summary within 3 minutes, Honorable, in terms of how the FEMOIS Africa Network is incorporating and supporting the implementation of the Women, Peace and Security Agenda. Excellency, I hand over to you. Your Excellency, I think I can appreciate the problem which the envoy was in, because not much of us is seen when we are behind this lovely desk. Your Excellency, hold the microphone closer. The President of this great country, Burundi, Chair of the African Union and African Champion for Youth, Peace and Security. Your Excellency, the First Lady, distinguished colleagues, ladies and gentlemen,
Allow me to stand on the existing protocol. It is a privilege, Your Excellency, to me to address this continental dialogue on behalf of the FameWise Africa, the African Union Network of Women Mediators, and the panel of the WISE African Union, Your Excellency, whose chair now is your own brother, the ex-president of this republic. I welcome this opportunity to reflect on the progress we continue to make in advancing women's leadership and peace and security across our continent. FameWise Africa was established by the heads of states to ensure that women are recognized as leaders in preventing conflict, mediation disputes, and building sustainable peace. The network was created to move women from the margins of peace efforts into positions where their voices shape decisions. Today, FameWise Africa is becoming a strong institutional mechanism for turning this vision into practice. Our work over the past years shows clear movement from advocacy to meaningful inclusion. Women are taking on more visible roles in the peace efforts, and their contributions are helping to strengthen the legitimacy and sustainability of mediation processes. Excellencies, allow me to highlight 4 areas of focus. First, we have deepened our engagement with the women mediators and peace builders in countries facing conflict and political transitions. In Sudan, Your Excellency, South Sudan, the Sahel, and the Great Lakes region, we have accompanied women to continue to lead dialogue under very difficult conditions. Their work supports social cohesion, maintains channels of communication, and helps prevent further acceleration of conflicts. In the Democratic Republic of the Congo, sustained advocacy by FameWise and the African Union Special Envoy on Women, Peace and Security supported the appointment of women on high-level facilitators in the peace process. This is a significant step forward for women's meaningful participation in mediation and an important milestone for inclusive peace efforts. Throughout the Sahel, Your Excellency, Women Dialogue has brought together, FameWise has brought together women mediators from the grassroots, national, and inside networks. They have addressed challenges linked to violent extremism, intercommunal tensions, climate-related conflicts, and displacements. These engagements further reinforce the need to link women's community-level initiatives with the formal peace processes at the national and continental levels. Second, FameWise Africa is expanding its presence as regional and at national levels. National chapters have been established and are now active in Chad, Morocco, South Africa, South Sudan, Uganda, Malawi, Ethiopia, and other African countries. These chapters give women mediators a platform to organize, build skills, share knowledge, and contribute more directly to peace efforts in their own context. Preparations, Your Excellency, are underway for new chapters in Kenya, Algeria, Mozambique, and the Democratic Republic of the Congo. Discussions also are progressing on regional chapters in Great Lakes region and with the community of Sahel states. This decentralization is helping to build a stronger and more coordinated network of women mediators
across Africa. Thirdly, FEMWAS Africa is becoming more integrated into AU-led preventive diplomacy and mediation. Women mediators and peace builders continue to be deployed alongside the panel of the WISE and the WISE youth networks, included in all electoral contexts. Technical expertise from FEMWAS is also being deployed to support Africa-led peace processes. These experiences show that women's participation strengthens the legitimacy, inclusivity, and sustainability of peace efforts. Fourth, we are investing in intergenerational solidarity. Our collaboration with the WISE Youth Network reflects our belief that women, peace and security, and youth, peace and security agendas they must work together. Young women in particular bring essential experience and leadership to Africa's peace and security landscape. Their engagement is vital for the future of preventive diplomacy and mediation. Excellencies, FEMWAS is looking ahead with determination. We will remain engaged in conflict setting. We will broaden the network. We will invest in women's mediation and young peace builders, and we will nurture partnerships and support Africa peace efforts. Our task is clear. We must move from presence to influence. We must move from participation to leadership, and we must move from commitment to accountability. Going forward, FEMWAS Africa will strengthen the national and regional chapters. We will support women mediators in the countries facing conflict and transitions. We will expand women's deployment in African Union-led mediation and preventive diplomacy, and we will deepen collaboration with the panel of the WISE, the African Union Special Envoy on Women, Peace and Security, and the Peace and Security Council. These steps will help ensure that women leadership is recognized and sustained across all levels of peace efforts. We also remain committed to ensuring that the voice of grassroots women are connected to national, regional, and continental peace processes. Women should not be invited into the peace efforts after decisions have already been made. They should be present at the table when these decisions are being shaped. Let us continue working together for a future in which African women are not only represented at peace processes, but recognized, supported, and empowered as leaders in shaping Africa's peace and security agenda. I thank you. But before I leave, Your Excellency, may I congratulate, through the First Lady, may I congratulate the African women who make sure that the resources we need for peace, meaning the youth, will be present in the coming generation in bigger amounts. Congratulations, African women, for doing a good job and producing the youth. Thank you. Thank you so much, Honorable Justice Effie Owour. With that, Excellencies, I would now like to invite the Youth Ambassadors for Peace, the African Youth Ambassadors for Peace, who represent each of the 5 regions, to give a brief snapshot on the level of implementation and the progress of implementation of the Youth Peace and Security agenda within their regions. Youth Ambassadors, you have 3 minutes each, and we will start with Ms. Amina Bello from Central Africa Republic, who is the current Youth Ambassador representing the Central Africa region. Excellences, Monsieur l'Évariste Ndayishimiye, Président de la République du Burundi, Président de l'Union africaine, champion de l'Union africaine pour la jeunesse, paix et sécurité, Excellence, Madame la Première Dame, Excellence, l'ambassadeur Bankole, commissaire de l'Union africaine,
aux affaires politiques, à la paix et sécurité. Excellences, tous les protocoles observés. Mesdames et messieurs, c'est un honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui au nom de la jeunesse d'Afrique centrale. Je suis Amina Bello de la République centrafricaine, ambassadrice de la jeunesse africaine pour la paix auprès de l'Union africaine qui représente la région Afrique centrale. Je tiens devant vous aujourd'hui pour porter les voix, les aspirations et la détermination des jeunes de notre région. L'Afrique centrale est l'une des régions les plus jeunes du continent. Plus de 60% de sa population a moins de 30 ans. Pourtant, elle demeure parmi les plus affectées par les conflits armés persistants, des déplacements forcés et d'instabilité politique, exposant ces populations à une profonde vulnérabilité. Dans ce contexte, la mise en œuvre de l'agenda jeunesse, paix et sécurité reste inégale et appelle une attention soutenue. Grâce au travail acharné de nos prédécesseurs AYAP et nos partenaires régionaux, les progrès significatifs ont été accomplis. 3 pays de notre région ont déjà validé leur plan d'action national sur l'agenda jeunesse, paix et sécurité, à savoir la République démocratique du Congo, le Burundi et le Cameroun. Je tiens également à souligner que le président de la République centrafricaine a récemment exprimé son soutien à notre mandat et à la mise en œuvre de l'agenda jeunesse, paix et sécurité. C'est un signal fort, un engagement pour toute la région. Ce sont les avancées réelles. Cependant, 7 pays d'Afrique centrale sont encore en attente d'un plan d'action national de l'agenda jeunesse, paix et sécurité formalisé. La majorité manque encore des cadres institutionnels, des mécanismes de financement et des structures de coordination nécessaires pour traduire les engagements en actions concrètes sur le terrain. Depuis le début de mon mandat, j'ai contribué aux efforts nationaux et régionaux larges visant à faire avancer l'agenda jeunesse, paix et sécurité en Afrique centrale, ainsi qu'au niveau continental, en portant les perspectives des jeunes dans le processus de l'Union africaine et de la mécanismes régionaux. Ces engagements m'ont convaincu que les jeunes ne sont pas seulement les bénéficiaires des politiques de la paix, ils sont les acteurs essentiels. Malgré ces avancées, 3 défis structurels freinent encore la pleine mise en œuvre dans notre région. 7 pays sur 10 ne disposent pas encore un plan d'action national sur l'agenda jeunesse, paix et sécurité, ce qui limite la capacité des jeunes à s'engager dans le cadre formel de paix et sécurité. Le manque de financement dédié et durable pour les institutions de la jeunesse contraint nos organisations à défendre le financement externe imprévisible. La fragmentation de la coordination entre les CAC et l'Union africaine, les Nations unies et les sociétés civiles génère des doublons et des occasions manquent d'impact. Sur la base de ces défis, je soumets respectueusement 3 recommandations. Premièrement, c'est d'accélérer l'élaboration de l'adoption de la plan d'action national sur l'agenda jeunesse, paix et sécurité dans l'Afrique centrale. Avec un appui technique et financier dédié à l'Union africaine, à la CAC, y compris les programmes de la prévention des violences électorales dans les pays concernés par les échéances imitantes. Deuxièmement, c'est de mettre en place des mécanismes de financement régional stables pour les initiatives de la jeunesse qui guident l'agenda jeunesse, paix et sécurité afin de réduire
les dépendances aux bailleurs de fonds externes. Troisièmement, c'est de renforcer la coordination structurée entre tous les acteurs, gouvernement, société civile et les jeunes. Garantir une mise en œuvre cohérente et durable de l'agenda jeunesse, paix, sécurité. Excellences, Monsieur le Président de la République, la jeunesse d'Afrique centrale n'attend pas d'être invitée à la table de la paix. Elle constitue déjà dans ses communautés, dans ses écoles et dans ses quartiers. Ce dont elle a besoin, c'est que les institutions marchent avec eux, avec des ressources, avec la confiance et les espaces réels pour diriger. La paix en Afrique centrale construira par les jeunes et non sans les jeunes. Je vous remercie pour votre attention. Thank you so much, Ms. Amina. We now invite Mr. Patrick Kumi, the African Youth Ambassador representing the East Africa region. 3 minutes, Patrick, and let's try and observe time. Your Excellency, the President of Burundi and the African Union Champion on Youth, Peace and Security, and also the Chairperson of the African Union, allow me to stand on already established protocol. It is an honor to share an update on the state of youth, peace and security implementation in the Eastern region. As the Youth Ambassador of the region, and also someone that have a first-hand experience in working with the children affected with armed conflict, and also as someone who understands displacement from my personal experience and how the YPS agenda speaks to these realities. Across the region, youth, peace and security continues to gain momentum. We continue to see greater attention from government, regional institutions, stronger engagements by the young peace builders, and important steps in translating the agenda into national frameworks. One clear example is the progress about national youth policy, peace and security frameworks. My own country, South Sudan, has just recently adopted its national youth peace and security strategy running until 2028. Kenya has developed its first national action plan on youth, peace and security, while countries like Uganda, Tanzania, Somalia, Ethiopia are at different stages of developing their own. And that exactly tells us that the agenda itself is moving very fast. But the phase and the depth of implementation of this agenda is still very different across the different regions, or in the particular in the Eastern region itself. Because developing the framework is another big thing, but making it work for the young people themselves, it's also another different thing. Across the Eastern region, young people are responding to tensions. We see this in Sudan, we see this in South Sudan in their own communities. They are supporting dialogues, they are working across the differences and contributing to peace on places where affected by conflict, displacement, political tensions, and also climate pressures. Yet we continue to see that many of them still struggle to access the resources and the formal spaces where peace and security discussions always happen. Financing remains a major challenge. There is still a gap in how institutions and actors work across in the region. At the same time, while young people are increasingly invited into the consultations we continue to have in the continent or in the region, we still need to see that more consistent participation in these spaces by the young people, specifically where decisions are actually made.
most importantly is when I joined this mandate, I am not starting from zero. The previous Eastern Youth Ambassadors for Peace have laid a very big foundation. They have helped advance the youth peace and security discussion in our region, including working around the national action plans, regional consultations, and also intergenerational dialogues. They have helped create safe spaces for peace builders to engage with the regional and continental processes. I know many young peace builders from Eastern African region are in this room today, and I want to recognize them because much of the progress we continue to see in the region or we are speaking about is also built through the work they continue to do every day in their own communities. In this current mandate, we are building on this work together through the recent Addis Ababa technical consultations and our engagements with young people across Eastern African region, including countries like Somalia and Comoros. We continue to hear one single message across the region. The next phase should be implementation. And from all this conversation, I see three key things that deserves all our attention. The first, we need to move from national action development to financing and implementing. Where plans already exist, we need to support them with the budget, clear responsibilities, and accountability. Where we don't have these plans, we need to support its development. The second, we need more predictable and accessible financing for youth-led peace-building organizations. Many of these organizations are doing a long-term peace-building work, but still depend on very short projects. This is not sustainable. The third, young people need a more consistent places where peace and security decisions are actually made. This includes conflict prevention, early warning, electoral processes, and our natural resources. Your Excellency, in the Eastern African region, we have already made a very huge progress, and we must acknowledge that. But perhaps the defining question for all of us in the next couple of years should be, are our efforts translating to meaningful impact? Can a young peace builder working in a refugee settlement, a border community, or in the places where conflict is, and actually, can they be able to see these commitments working? Can they access the resources when they need it? Can they still enter the spaces where decisions are made? Can they influence what happens in their own communities? When we have the answers, or if we can answer yes to all those questions, more consistent across the Eastern region, then we will know that youth, peace, and security is at the same time gaining momentum and also creating change to those who deserve it most. Thank you. Thank you so much, Patrick. I will now invite Ms. Hasna Tamam, the African Youth Ambassador for the North Africa region, to speak to the progress of implementation within her region. We can give her a round of applause. Your Excellency, the President of Burundi, Your Excellency, Ambassador Bankole Adoué, AU Commissioner for Political Affairs, Peace and Security, allow me to stand on all existing protocols. Good morning, Sabah al-Khair, Assalamu alaikum. It's a privilege to reflect briefly on the evolving youth peace and security framework in North Africa. Across the region, we are witnessing a growing recognition that
Investment in young people is not only a development imperative, it's equally an investment in conflict prevention and building positive peace. This is particularly important in a region often perceived as a relatively peace, insulted from conventional conflicts, yet one that continue face multiple changes and complex challenges of political, social, economic, and security pressure affecting young people. In a positive way, this recognition is increasingly reflected in national policy frameworks. As Egypt adopted national youth policy in 2025, while Algeria launched its new national youth strategy and has deposited its instrument ratification of the African Youth Charter. Tunisia has indicated its intention to develop a national action plan on YPS. Mauritania continues to implement its national youth peace and security for 2023-2028. Libya, meanwhile, has adopted its national youth strategy for 2026 to 2030. And Libya currently is developing a dedicated youth peace and security framework linked to it, while Morocco is working on its own national initiative for human development, under which they launched a platform for youth to reflect on their projects and their initiatives. Those kind of experiences are really important because they raise an important question. Because rather than viewing youth, peace and security as an entirely separate policy architecture, we can increasingly embed it into within existing national youth development, prevention, and peace-building frameworks. Distinguished Excellencies, let me reflect on one of the most important experiences on YPS in Northern Africa region. The emerging Libya experience provides an instructive example. Libya is advancing its youth peace and security framework through a partnership that brings together young people, public institutions, security actors, and civil society. This process operates through two complementarity pillars. The first, engage institutions, including the Minister of Justice, Interior, and Defense, through dialogue and capacity building. The second pillar is that engage civil society, youth activists, and community leaders within approximately 150 young people from Libya from different 5 regions. Importantly, the process is intended to move beyond consultation, and it seeks to, first, generate concrete policy recommendations, second, support locally led youth initiatives, and third, to establish a Libya Youth Coalition for Peace Building as a platform that connecting youth from institutions, civil society, and community within decision makers. These experiences underscore a broader lessons from Northern Africa. This lesson is that track 1.5, track 2 are very important in the region to advancing YPS framework. Think tanks, policy frameworks, civil society organizations, and above all, youth-led organizations are creating a space where formal institutions may not always able to reach. Across the region, the CSOs and the track 2 actors were able to, in Libya, facilitate community dialogue, supporting conflict transformation and strengthening political participation. In Tunisia, they have supported youth participation and enhancing the government ecosystem. In Egypt, they were able to increase the ability to build the capacity of youth on peace and security. Those are a few examples among others. Distinguished Excellencies, we also witnessed regional platforms such as Aswan Youth Dialogue, Tangier Process, and Youth Diplomacy Forums in Wahran further demonstrate the growing space for youth peace and security in Northern Africa region. The question before us is not simply whether Northern Africa need more youth peace and security policies. The more important question is that, how do we translate this growing momentum into a measurable and practical impact?
And now allow me to highlight 4 priorities. First, we must strengthen coordination among government, regional institutions, and civil society. Second, we need to invest in implementation. Framework require resources, institutional ownership, clear timeline, and mechanisms for accountability. Third, youth participation must move beyond consultation. Young people must increasingly have meaningful space to contribute to decision-making on prevention, governance, and building positive peace. And fourth, and which is very important, we need to deepen regional cooperation and experience sharing while supporting RICS and REMS in Northern Africa region to further institutionalize YPS and embed it into their institutions. And always remember, as North Africa region, as a non-violent region, it's worth to know that YPS in non-conflict setting is required for advancing positive peace and preventing conflict. To conclude, I respectfully call upon our distinguished leaders to become even stronger champions of YPS agenda. The leadership demonstrated by His Excellency the President of Burundi provide an important example. We should equally harness existing continental and regional championship in the different files, including migration, combating extremism, post-conflict reconstruction, and other portfolios that directly affect young people in our priorities. Ultimately, our objective must go beyond producing national action plan, but it must go for creating an ecosystem where YPS is able to flourish. I thank you all. Thank you so much, Ms. Hasna. I promise we are almost there. I now invite Ms. Ruth K. Kangwa, the African Youth Ambassador for Peace for the Southern Africa region, to give the overview from her region. Within 3 minutes, Ms. Ruth. Oh dear. Your Excellency, President of the Republic of Burundi, Chairperson of the African Union, Your Excellency, Commissioner Bankole, the First Lady of the Republic of Burundi, and Your Excellencies in the audience, I wish to ride on already observed protocols. Your Excellency, I will briefly share the Southern African perspective on the implementation of the Youth, Peace and Security Agenda as we stand in August 2026. For me, this work did not begin with my appointment as African Youth Ambassador for Peace. In October 2025, I was just a young girl advocating for young women's political participation called Girls Gone Political. But I happened to be found by your brother, President Hakainde Hichilema, who appointed and sworn me in as the youngest member to serve on Zambia's Technical Committee on Constitutional Reforms. I represented the voices of over 6 million young people, while also serving as Zambia's national focal point on youth, peace and security, and contributing to the development of the National Security Strategy. Your Excellency, I brought this context out to show that these particular experiences found me where I am now as an IAP, and they helped me understand better that we should look at peace and security in a broader prospect, looking at it to understand how we govern, whether young people can participate, whether institutions are trusted for young people to also see themselves in decision-making. Your Excellency, I recognize that I'm also just building on the work of my 3 predecessors from Southern Africa, the previous IAPs.
and their consultations and many engagements with member states and regional institutions created important foundations for this mandate. So where are we now as Southern Africa? Your Excellencies, I would describe the region as making very encouraging progress, with countries advancing the agenda at different stages and in very different ways. At regional level, we've got the support of the regional economic communities and the regional mechanisms such as SADC and COMESA, who are very important parts of this picture. SADC is advancing its regional YPS strategy through engagement with member states, national youth councils, as well as COMESA, that has been a very important regional platform that is housed in Zambia, together with the AU ECOSOC for YPS. And they've done this through intergenerational dialogues, ministerial dialogues, and the efforts to strengthen the capacities of national youth councils on the continent. All these regional institutions recognize the importance of this YPS agenda and how the relationship is close with peace, security, regional integration, but most importantly, development. Your Excellency, I bring out this connection because it matters to show that young people don't experience this peace and security issue separately. A young person who cannot find employment who is excluded from political participation, who is exposed to misinformation, organized crime, violent extremism, or is displaced by conflict or climatic-related shocks, or a young person who has no safe avenue to raise concerns, does experience both a development and a peace and security challenge at the same time. And it is for this reason that I believe that the implementation of the Youth Peace and Security Agenda in Africa needs to be understood through the wider development nexus. When we go across Southern Africa, and I'll not be able to go through all the 10 countries, we see that Malawi was our first country in Southern Africa to adopt its National Action Plan in 2025 ahead of their 2025 general election. But this now provides an important platform to see how implementation will look like. When we take it to Mozambique, we've seen that they've illustrated the value of integrated approaches, and they've made very significant progress, even in Cabo Delgado, with national youth peace and security summits across the country focused on nationwide consultations on YPS. We take you to Namibia, where young people have moved from youth-led advocacy with the Namibia Youth Peace and Security Network into a formal national process. In May, with the support of the African Union Commission, the Namibia Youth Council, Namibia Youth Peace and Security Network convened a technical working group capacity building process towards Namibia's first National Action Plan. I would be doing injustice to not touch on the last 2 countries I'll bring out, particularly Zimbabwe. Zimbabwe is particularly strategic as it continues its national youth peace and security process, but at the same time, their upcoming tenure on the United Nations Security Council as a non-permanent member in 2027 to 2028. This provides a significant opportunity to bring African perspectives on youth, global security, and many more discussions. Lastly, I'll end off with the country Zambia. The discussions towards a NAP are progressing through joint collaboration with the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation, as well as the Ministry of Youth and the National Council. This shows us how, beyond moving the policy frameworks, countries are increasingly demonstrating how YPS can translate. Your Excellency, I'll be concluding by sharing that in less than 4 months during this mandate of mine, we have been able to reach directly and take the African Union to more than 2,400 young people directly in secondary schools
And we piloted this in Zambia because 3 days from now, Zambia heads to the polls. And we thought it's very important to take peace and civic education into the classrooms, especially in conflict-prone communities. I end off now by also bringing a dear country to my heart, where I actually grew up, South Africa. South Africa right now offers two important dimensions of our update to you, Your Excellency. The first one, we are seeing very practical investment in youth peace building through the South Africa and Finland Youth Peace Mediators Mentoring Program. At the same time, Your Excellency, a critical issue of migration in Africa is an issue that we should be able to discuss constructively around jobs, access to public service, but as well as irregular migration, young people searching for greener pastures. The South African government has been very clear about its responsibility to manage its borders and enforce immigration law. President Cyril Ramaphosa has also emphasized that migrants should not become scapegoats for unemployment, crime, or pressures on public service. From a YPS perspective, this is relevant that I thought I bring this out because irregular migration, human trafficking, drug trafficking, unemployment, community tensions can intersect very quickly. As I walk away, I encourage everyone in the room to continue strengthening meaningful, peaceful participation, peace education, and preventative diplomacy. Your Excellency, with only 3 years remaining in the African Union's 2020 to 2029 implementation decade, I believe this is an important window to build greater political momentum beyond the development of national action plans to financing and implementing, so that we can build peaceful and prosperous societies and contributing to the Africa we want by 2063. I wish to thank you, sir. Thank you so much, Ms. Ruth Kangwa. I will now invite our last speaker, Mr. Bakari Sonko, the African Youth Ambassador for the West Africa region. Your Excellency, President Evariste Ndayishimiye, President of the Republic of Burundi, Chairperson of the African Union and AU Champion for Youth, Peace and Security, Your Excellency Ambassador Bankole Adiole, AU Commissioner for Political Affairs, Peace and Security, Your Excellencies, allow me to stand on already existing protocols. Indeed, it's an honor to stand here to give a brief update on the state of YPS in West Africa. As we all know, West Africa has been grappling with a lot of peace and security challenges. However, young people of West Africa did not relent. They continue to show commitment. They continue to lead progress that is shaping the agenda, the youth peace and security agenda in our region. And I must say that our response to young people should not be delayed. It must be deliberate, meaningful, and equal to the expectation of the generation we are asking to build the future of Africa. Across Africa, young people are not waiting to be invited to the work of peace. They are already doing it. Your Excellencies, allow me to highlight the state of YPS agenda in West Africa. But first, allow me to acknowledge the work of my predecessor, Simon Diouf, who was the former African Youth Ambassador for Peace for West Africa, and the partners that continue to accompany the work of young people in West Africa. The YPS agenda must serve the young person in the remotest communities of our regions. The continental framework must therefore become a living instrument, not simply a document discussed in policy and public or diplomatic circles, but one that reaches the communities and responds to the realities experienced by young people. Excellencies, in the Gambia, young people helped lead the development of its national action plan and continue to contribute to its implementation.
Whilst in Nigeria, young people are contributing to the aspiration of silencing the guns through creative and community-based initiatives, and that empower their peers to reject violence and choose peace. In Nigeria also, young people led the development of its national action plan and are on the process of reviewing and start the process of another one. In Liberia and Senegal, young people are contributing to the development of their respective national action plan processes, whilst Liberia have adopted their first ever national action plan on youth, peace and security. Niger's adoption of its national action plan a few weeks ago demonstrate what will become when political will meets youth leadership. Other countries including Ghana, Guinea-Conakry, Mali, Benin, and Burkina Faso are also advanced in their national action plan process. These are not simply national initiatives. They represent a growing movement to domesticate the African Union continental framework on youth, peace, and security. Your Excellencies, but we must reflect more deeply and even honestly on our realities. Developing a national action plan alone is not the destination. Adoption is not implementation. A policy document is not impact. And consultation is not meaningful youth participation unless young people influence, and that participation moves from presence to influence. One task, therefore, is to strengthen youth political ownership, financing of our national action plans, institutional coordination, monitoring and accountability of these policies. We must ask, who is responsible for implementation? Where are the resources coming from? How are young people involved in monitoring this process, and how is accountability shaped? And most importantly, can a young person in our remotest communities feel the difference of these policies? These are the questions we must therefore, and it must define the next chapter of the youth, peace and security in Africa. As we gather here in Burundi for the 5th Continental Dialogue, I believe we have an opportunity to move beyond reaffirming what we already know. We already know that young people matter. We already know that young people are already contributing to peace. And we already know that continental framework provides us with a shared vision. The question before us now is therefore whether we are able to summon the political courage, whether we are able to promote institutional commitment and to implement it at a scale that our continent requires. Let us therefore ensure that the YPS agenda is not only discussed in continental dialogues, but also felt in communities. And then we also ensure that national action plans are not only adopted, but they are implemented and they are also financed. And let us build a continent where a young person's geography does not determine the extent of the opportunities they contribute to peace. Your Excellencies, distinguished delegates, as young people of Africa are not asking for a future handed to them, they are asking for the opportunity, the trust and the responsibility to promote institutional space to help build the peace that thrive. Our responsibility is to ensure that when they look back at the generation of leaders, they can know that they have been listened to. When they spoke, they are trusted. And when they lead, we acted when action was required. That is the promise of the Youth, Peace and Security agenda. Your Excellencies, just to remind all of us that the Youth, Peace and Security is the greatest hope that we have in order to translate our commitment into reality. And it is my belief that it is the tool that can transform this continent for better. Young people can lead, young people deserve to be trusted, just as we trust in the political dimension of our continent. And we hope that we continue to change and create the Africa that works for all. For this is for us and for our people, for now and for the future. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Bakari Sonko. And with that, Your Excellency, we submit this reflection by the African Youth Ambassadors for Peace, representing each of their regions on the progress of implementation of the YPS agenda. Your Excellency, we also wish to inform you that ahead of this year's Continental Dialogue, for the first time, under the leadership of the Embassy of Burundi in Addis Ababa, and coming together with distinguished partners, development partners, our regional economic communities, we convened a technical level consultation ahead of this dialogue
in July in Addis Ababa, which was held under the theme Advancing Inclusive Governance, Institutionalizing the Role of Youth and Women in Peace, Security, and Policy Reform in Africa. As a result of that consultation that was convened in a hybrid manner, bringing together young people from across the continent, the young people did come up with an outcome document that is meant to highlight areas in which we can use to further implement the WP, this outcome document on behalf of the young people on the continent to Your Excellency in your role as the AU champion on youth, peace and security. When I think of our next speaker, what comes to mind is African excellence and leadership grounded in action rather than words. He has never stopped believing in the power of this continent, in its youth, its potential, its future. His vision has not only shaped Burundi's path forward, it has inspired an entire continent to think bigger and believe in itself. Ladies and gentlemen, please help me welcome His Excellency, the President of the Republic of Burundi, Evariste Ndayishimiye. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir celui qui, au-delà de ses responsabilités, a toujours choisi de placer la jeunesse au cœur de l'avenir de notre continent. Un président qui croit à la jeunesse, qui lui ouvre des espaces, qui lui donne une voix et qui lui rappelle qu'elle n'est pas seulement l'Afrique de demain, mais l'Afrique d'aujourd'hui. Excellence, vous êtes le bienvenu. Excellences, Mesdames, Messieurs, les hautes autorités de la République du Burundi, chacun dans son rang et qualité. Excellences, Mesdames, Messieurs, les responsables de différents commissariats de la Commission de l'Union africaine. Excellences, Mesdames, Messieurs, représentants les États et les organisations internationales et régionales. Chers ambassadeurs jeunes, distingués participants, mesdames et messieurs, les invités, rendons grâce à Dieu le Tout-Puissant, dont la bienveillance et la protection nous accompagnent tous les jours, car lui seul revienne toute la gloire, tout honneur et toute la reconnaissance aujourd'hui et pour toujours. Excellences, Mesdames, Messieurs, chers et jeunes Africains, c'est avec un profond respect et un sincère plaisir que nous vous accueillons en cette journée du 10 août 2026 consacrée à l'ouverture des travaux de la 5e édition du dialogue continental sur l'agenda jeunesse, paix et sécurité en Afrique, étendue cette année à l'agenda femmes, paix et sécurité. En ma qualité
de président de la République du Burundi, de président en exercice de l'Union africaine et champion de l'Union africaine pour l'agenda jeunesse, paix et sécurité, c'est avec une immense joie que je vous souhaite la bienvenue à Bujumbura, consacrée capitale africaine de la jeunesse par la décision 868 de la 37e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui a institutionnalisé ce dialogue continental comme un événement devant prendre place chaque année ici à Bujumbura. Votre présence dans notre capitale économique est pour le Burundi un grand honneur. Elle témoigne de la confiance de notre continent, que notre continent place en cette ville devenue un espace privilégié de dialogue, d'innovation et de mobilisation de jeunes en faveur de la paix, de la sécurité et du développement durable. Que votre séjour à Bujumbura vous permette non seulement de mener des échanges fructueux, mais aussi de découvrir l'hospitalité légendaire du peuple burundais, ainsi que les richesses naturelles et culturelles de notre pays au cœur de l'Afrique. Excellences, Mesdames, Messieurs, nous nous réunissons aujourd'hui autour du thème « Eau, paix et leadership inclusif en Afrique », institutionnalisation du rôle stratégique des jeunes et des femmes dans la prévention des conflits, la gestion des crises et la consolidation durable de la paix grâce à une gouvernance responsable des ressources. Ce thème, combien important, illustre l'importance accordée à ces enjeux cruciaux qui sont eau, paix et leadership. Sur cela, comme je n'aurai pas les deux pieds lors des travaux thématiques, permettez-moi de vous partager ma réflexion sur chacun de ces sous-thèmes. Premièrement, des enjeux autour de l'eau. Excellences, Mesdames, Messieurs, notre union a placé l'année 2026 sous le thème « Assurer la disponibilité durable de l'eau et des systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'agenda 2063. Ce thème, qui est le premier pilier stratégique de notre mandature à la présidence de l'Union africaine, reflète une réalité quotidienne pour des millions d'Africains. Plus de 400 millions n'ont pas accès à une eau potable sûre et près de 700 millions sont privés de services d'assainissement. Les plus touchés sont les enfants, femmes et populations rurales. On envoie un enfant puiser de l'eau à des kilomètres, rentrant fatigué et frustré. Quelquefois même, les parents obligent leurs enfants à aller puiser de l'eau avant de se rendre à l'école. Une femme, là-haut sur l'épaule, quitte son champ avec un pot rempli d'eau sur la tête pour s'empêcher de retourner à la fontaine là en bas de la montagne. Tout cela est un fardeau porté par la jeunesse et les femmes au quotidien. C'est pour cette raison que dans notre citoyens, ainsi, notre objectif est de promouvoir une gestion durable et inclusive de l'eau, de renforcer la coopération pour une gouvernance solidaire des bassins, l'obligation de protéger les citoyens, l'obligation de poursuivre et de juger les criminels. L'État parle une seule langue, l'unité, la paix et le bien-être de tous les citoyens sans distinction. Une autorité étatique faible
n'a pas les capacités d'imposer l'autorité de l'État et de garantir l'unité et la sécurité pour tous. Et quand cette faiblesse devient réelle, des individus se regroupent pour se protéger eux-mêmes et rivaliser avec les forces de l'État qui sont seules ayant le droit d'user de la force et responsables de l'application des lois. C'est cette rivalité qui, si elle est prolongée, aboutit à des tensions et à des conflits armés internes. Deuxièmement, sur les facteurs économiques et les ressources comme cause de conflit, vous remarquerez tous que les pays emploient au conflit sont des États qui ont de grandes potentialités de développement. Ce sont spécialement les pays du sud du Sahara, des pays qui regorgent des ressources naturelles. Ce sont malheureusement ces pays qui sont victimes de la convoitise et des autres puissances. Cela est aggravé par le taux de chômage élevé dans ces pays et, profitant de ce besoin pressant des jeunes, les détracteurs les recrutent pour les faire entrer dans des groupes, des escadrons de la mort, ce qui freine encore le développement de nos États. En effet, je l'ai toujours dit, la solution au problème de chômage n'est pas la guerre. Je définis le chômage comme le manque de quoi faire et son manque se cherche quand on est stable dans l'esprit. En troisième lieu, les autres causes de conflit dans nos États prennent naissance sur l'héritage colonial de nos frontières. En effet, la colonisation, dans le cadre de diviser pour régner, a tracé des frontières en regroupant les peuples sans considération de la cohésion nationale et en séparant les communautés homogènes pour favoriser les divisions au sein de ces territoires conquis par le colon. Cette cohésion nationale, remise en cause par la colonisation, est devenue la vraie source des tensions ethniques après l'indépendance jusqu'à nos jours. Excellences, Mesdames, Messieurs, chers jeunes Africains, ayant appris les causes réelles des conflits chez nous en Afrique, nous avons le devoir de les prévenir là où les États sont encore stables et les arrêter là où ces conflits sévissent. L'Union africaine a déjà instauré l'initiative Faire taire les armes, une initiative que le Burundi soutient fermement. Pour y arriver, je me penche sur le principe selon lequel, faute de combattants, la guerre est terminée. Mais aussi, faute d'objets, la guerre est terminée. Nous, les leaders, nous devons étudier les mécanismes de démobilisation des combattants ainsi que ceux susceptibles de participer aux conflits armés. C'est cela la démobilisation des esprits aussi. Pour ce faire, nous devons identifier ceux qui sont à même de participer au conflit et qui sont connus. Ce sont des personnes ayant encore de la force physique. Partout où il y a des conflits, les instigateurs sont des personnes âgées, tandis que les jeunes sont de véritables acteurs des conflits armés sur le terrain. Une fois que ceux-ci se désengagent des fronts, obligatoirement, les conflits armés prendront fin. Alors, déclarons ensemble, désengageons-nous de l'esprit belliqueux et bâtissons ensemble un havre de paix. Faisons l'Afrique un havre de paix. Je sais que c'est un engagement dur à mâcher et à digérer pour ceux qui sont déjà engagés dans la guerre, car ils se demandent de ce qu'ils peuvent avoir en contrepartie, de leur sort du moment qu'ils ont le sang dans les mains. C'est ça le défi. Les jeunes doivent se demander où est-ce que je vais si je me désengage du front. Ce que je vous dis à ce jour, c'est que la paix et la sécurité sont la seule source de développement.
On ne pourra pas combattre le chômage, on ne pourra pas éradiquer la pauvreté tant qu'on sera en guerre. Ainsi, je m'adresse à vous, les jeunes encore dynamiques. Changeons le narratif de l'Afrique. Faute de combattants, la guerre est terminée. Si la jeunesse africaine se désengage, la guerre n'aura pas lieu. Refusons l'invitation des leaders politiques qui nous présentent des programmes sans issue. Le chômage, ne vous y trompez pas, c'est manquer quoi faire et nous ne pouvons pas dire qu'en Afrique, on manque quoi faire. Nos terres sont encore vierges. Nous avons encore des ressources naturelles à transformer. Chers jeunes, l'emploi, vous le manquerez, mais le travail ne manque pas. Nous avons l'expérience ici au Burundi. On a fait une retraite de jeunes diplômés de haut niveau et on a trouvé que réellement, le chômage, ce n'est pas le manque d'emploi, c'est le manque de travail. Est-ce qu'on peut dire qu'en Afrique, on n'a rien à faire du moment que nous avons des ressources? Travaillons tant que nous avons encore la force pour ne pas regretter d'avoir perdu notre temps pour rien. Ne cherchons pas à travailler pour les autres. Be your own boss, parce que ceux qui vous emploient vous exploitent. Ils gagnent sur vous. Allez constater ce que vous refusez de faire chez vous, ce que vous refusez de faire pour vous-même, vous voulez le faire pour les autres. Et ce sont ces autres qui gagnent sur vous. Je m'adresse aussi à vous les femmes. Vous les mamans, vous êtes un groupe très important dans nos sociétés et aussi un groupe privilégié. Pas parce que vous avez une force physique, mais parce que vous avez l'art de convaincre. Les femmes sont des victimes, mais elles ont aussi un rôle à jouer pour prévenir les conflits et pour démobiliser ceux qui sont au front. Ce que femme veut, Dieu fait. C'est Marie qui a convaincu Jésus à changer l'eau en vin. Vous les femmes, vous êtes des mamans qui avez l'habileté de conseiller et de convaincre les hommes et les enfants parce que c'est vous qui sentez les douleurs des conflits armés comme vous sentez les douleurs de l'enfantement. De ce dialogue continental, disons à nos leaders non aux conflits armés, appelons à la solidarité continentale contre les guerres et le terrorisme. Engageons-nous à créer nous-mêmes l'emploi, car Dieu nous a créés pour travailler et la matière première est encore là, elle nous attend. Au lieu de nous regarder comme des ennemis, affirmons ensemble que notre ennemi commun est la pauvreté et coalisons-nous contre elle. Excellences, mesdames, messieurs, chers leaders politiques, l'expérience que nous avons sur notre continent montre que construire une paix durable nécessite un processus inclusif de réconciliation, de renforcement de la cohésion nationale et de consolidation de nos institutions. Cela repose aussi sur la promotion d'une gouvernance qui implique tout le monde, d'une justice sociale pour tous, de la lutte contre l'impunité et du développement économique intégral. Nous ne devrions pas oublier de prendre en compte les facteurs de fragilité tels que la pauvreté, les inégalités persistantes, l'exclusion des jeunes et la marginalisation de certaines composantes de nos sociétés, notamment les femmes. À travers cette belle initiative, chacun de nous doit contribuer à une dynamique en pleine expansion sur le continent où la jeunesse africaine devient un véritable pilier
pour prévenir les conflits, renforcer la paix et bâtir un avenir commun. Notre souhait est que ce dialogue continental fasse mieux connaître aux jeunes et aux femmes l'agenda africain de la paix et de la sécurité, tout en soulignant les rôles essentiels dans la renaissance africaine que nous espérons tous avoir se réaliser. J'ai le souhait de voir en Afrique se créer une nouvelle génération, une génération qui ne compte pas son avenir sur les mains des autres, une génération qui a un cœur apaisé, qui maîtrise ce pourquoi elle a été créée. L'engagement de jeunes et de femmes est un élément vital pour relever les divers défis et pour bâtir un avenir plus durable pour notre continent. Les jeunes et les femmes longtemps écartés veulent se démarquer. Ils disposent des idées innovantes, de l'énergie et de la passion et sont prêts à agir pour apporter des changements. Il est impératif pour les leaders de les écouter, de les soutenir et de les inciter à prendre des initiatives en faveur du développement durable. C'est ce que le Burundi a fait à travers le programme d'autonomisation économique et de création d'emplois pour les jeunes et la création de la banque d'investissement pour les jeunes et la banque d'investissement pour les femmes. J'ai demandé aussi au service habilité d'étudier la possibilité de création d'un programme d'autonomisation économique des femmes. Nous espérons que bientôt le SUR se réalisera. Mais aussi dans ce cadre, c'est aussi dans ce cadre que des efforts visant à promouvoir la paix et la sécurité en Afrique, en particulier l'intégration de la contribution des jeunes et des femmes, ont été entrepris par l'Union africaine. En effet, plusieurs initiatives telles que l'adoption par l'Union africaine de l'agenda jeunesse, paix et sécurité visent à promouvoir l'autonomisation et l'engagement des jeunes dans les efforts de paix, de sécurité et de gouvernance à travers le continent. L'adoption de la résolution 2250 sur les jeunes, la paix et la sécurité par le Conseil de sécurité des Nations Unies en 2015 a consacré l'inclusion des jeunes dans la construction de leur propre avenir en les invitant à prendre part à la création des solutions pacifiques dans les régions touchées par les violences et les conflits armés. Excellences, Mesdames, Messieurs, distingués invités, chers jeunes et chères femmes, l'autre sujet qui doit nous occuper dans ce dialogue est la question de leadership inclusif en Afrique. D'abord, nous devons comprendre que le leadership est cette direction qui connaît où elle veut amener le peuple dans le cadre du bien-être de tous. Tout le monde est né pour diriger, car tout le monde est né avec la mission de dominer et de travailler. Ainsi, le leadership ne compte pas sur l'âge. Le leadership est un esprit collectif qui crée ce qui peut être bénéfique pour nous tous. Le problème que l'Afrique a connu est que la colonisation nous a entraînés dans un système où tu peux vivre sans avoir fourni aucun effort. Ainsi, nos États sont devenus comme une vache laitière où l'on choisit celui qui dirige et lui qui donne à qui il veut et quand il veut. C'est cela le début des conflits, car chacun qui se sent capable d'avoir une majorité court pour gérer ce que l'État a comme patrimoine, non pour l'intérêt général, mais pour intéresser un groupe de gens. Il donne à qui il veut et quand il veut. C'est cela la dictature. C'est pour cela que la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies de 1948, dans son préambule, stipule que considéra qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint en si premier recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression.
les États doivent être régis par un régime de droit pour que chaque citoyen ait de la place pour s'épanouir. Mais là aussi, je dois souligner le droit de se conformer aux coutumes et aux droits des gens, car il y a ceux qui ont tendance à s'arroger un droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. On appelle cela l'impérialisme. C'est le peuple qui doit décider comment il pourra orienter son destinée, son mode de gouvernance et son organisation et exercice du pouvoir de son État. Ainsi donc, le leadership inclusif en Afrique est une approche de la direction et de la gouvernance qui valorise la diversité sous toutes ses formes, genre, génération, ethnie, catégories socio-économiques, et garantit que chaque individu participe activement aux décisions et au succès collectif. En Afrique, cette gouvernance s'inspire des valeurs ancestrales tout en répondant aux urgences démographiques et économiques contemporaines du continent. Ces valeurs ancestrales sont celles d'Ubuntu, de solidarité et d'unité. Ici, je souligne le concept Ubuntu. Ubuntu au Burundi, c'est ce qui est en moi et qui se trouve en toi. C'est ce sentiment que tu portes en toi et que tu dois transférer à ton prochain. C'est pour cela que tous les hommes se ressemblent. Ils ont été créés à l'image de Dieu. En Kirundi, si quelqu'un te dit « Ngirira ubuntu », cela signifie un sentiment envers moi et pitié de moi. Si on dit « umuntu n'uwundi », c'est une interpellation pour te dire que ce qui m'arrive peut t'arriver aussi. Donc, sauve-moi. Si on vous dit « umuntu n'ubuntu », c'est-à-dire que l'homme est cet esprit qui est à lui. Ici, chez nous, nous pouvons dire que umuntu yapfuye agenda, c'est un mort vivant. Vous le voyez, même s'il est autorité, il est mort vivant. Au Burundi, un leader doit être umuntu, sinon on ne le respecte pas. Le leadership intwaro doit être composé des hommes intègres, abantu b'ubuntu, des hommes sensibles, hommes au majuscule égal homme comme femme. Si on dit urahabera umugabo, même une femme peut être homme avec majuscule. Et l'homme avec minuscule peut ne pas être homme majuscule parce qu'il est mort vivant. C'est ce sentiment d'Ubuntu qui doit guider les leaders africains. Pour cela donc, le leadership inclusif met l'accent sur l'intégration effective des jeunes, des vieillards et des femmes et des personnes aussi présentant une incapacité physique mais ayant un esprit sain dans le processus de prise de décision et à de différents niveaux. Le thème central de cette année nous rappelle également que les jeunes et les femmes ne doivent plus être perçus comme de simples bénéficiaires des politiques publiques, mais comme des acteurs stratégiques dans la prévention des conflits, la gestion des crises et la consolidation de la paix. C'est cela l'égalité des chances, car tout le monde ne doit pas être dans la sphère de décision. Ce qui est essentiel est la liberté de chaque individu à se prononcer sur les politiques qui dirigent la nation. Ainsi, les groupes particuliers et majoritaires, dont les jeunes et les femmes, doivent avoir le droit de regard sur toutes les politiques qui dirigent la nation. Leur participation active à tous les niveaux de prise de décision constitue donc une condition essentielle à la construction des sociétés plus inclusives et plus prospères. Excellences, Mesdames, Messieurs, distingués invités, nous avons décidé d'associer les femmes à ce dialogue continental, car l'expérience a montré que leur participation à la prévention des conflits et à la consolidation de la paix apporte toujours une valeur ajoutée
au processus de prise de décision. Oui, les mamans sont toujours des mamans, des porteuses qui connaissent les douleurs de l'enfantement. Ce sont elles qui connaissent la douleur de perdre un être humain. Il est honteux et humiliant et douloureux aussi de négocier la paix après avoir perdu des semblables qui ne peuvent être plus ressuscités. Ce sont les mamans qui en sentent la douleur. Voilà la raison d'avoir associé les jeunes et les femmes. C'est ainsi que le dialogue continental de cette année est structuré de manière complémentaire à l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. Il s'agit d'un rendez-vous que nous souhaitons résolument intergénérationnel, encourageant des échanges ouverts et constructifs entre les jeunes et les femmes, les décideurs politiques, les institutions continentales, la société civile, le monde académique et le secteur privé, dans le but de renforcer la compréhension mutuelle, de valoriser les expériences africaines et de formuler des recommandations opérationnelles en harmonie avec les réalités du terrain. L'Union africaine a fait des femmes une priorité de l'agenda 2063, l'Afrique que nous voulons. Voici certains instruments juridiques et engagements majeurs déjà entrepris. Le protocole de Maputo de 2003 à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes en Afrique, avec comme objectif d'éliminer toutes les discriminations envers les femmes, droit à la santé, à l'éducation, à la terre et lutter contre les mariages forcés. Convention de l'Union africaine sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles en février 2025. 6 États ont signé, c'est l'Angola, le Burundi, Djibouti, Gambie, Libéria, RDC, etc. Et ils n'ont pas encore ratifié. Je remercie Mme Moulamura qui nous a rappelé et qui a demandé au président de l'Assemblée nationale de songer à ce sujet. Merci beaucoup, Madame. Sur cette base, nous avons jugé que l'influence des jeunes et des femmes sur le cours du monde reste prépondérante. En les associant au vrai sens du terme, aux initiatives de promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique, les institutions concernées donnent de la visibilité aux contributions que les jeunes et les femmes apportent au monde aujourd'hui et à celui de demain. Excellences, Mesdames, Messieurs, l'Afrique doit impérativement investir dans des solutions offrant aux jeunes et aux femmes de réelles possibilités de se lancer dans des activités qui leur permettent de réaliser leurs rêves et de convenir des architectes de leur propre destinée. Dans le domaine du leadership, les femmes africaines ne sont plus en retrait des décisions. Elles sont de plus en plus en avant. Comme déjà prôné par l'Union africaine que nous présidons actuellement, la participation des femmes en politique est essentielle pour une bonne gouvernance démocratique et la réalisation de l'agenda 2063. Aussi, l'Union africaine doit continuer à pousser pour avoir plus de femmes dans les processus de paix et les opérations de maintien de la paix, tout en considérant leurs forces physiques. Excellences, Mesdames, Messieurs, le thème qui nous réunit aujourd'hui nous invite à regarder bien au-delà de cette salle. Il nous oblige à réfléchir à l'Afrique que nous voulons construire ensemble au cours des prochaines décennies, car nous entrons dans une période décisive de son histoire. D'ici 2050, l'Afrique comptera près d'un quart de la population mondiale, sans considérer les fléaux qui puissent nous surprendre. Cette évolution constitue une responsabilité immense, mais aussi une opportunité sans précédent. Aucun autre continent ne dispose à son talent d'une telle réserve de talent, d'énergie, de créativité et de capacité d'innovation, en plus des réserves naturelles dont nous disposons.
Cette réalité nous impose donc un changement de regard. Pendant trop longtemps, la jeunesse a été perçue essentiellement à travers les difficultés auxquelles elle est confrontée. Le chômage, les migrations irrégulières, notamment en prenant la mer au risque d'y laisser les repos, les conflits ou encore les effets du changement climatique. Nous devons désormais la considérer pour ce qu'elle est réellement, le principal moteur de la transformation de notre continent. Moi, j'en suis témoin ici au Burundi. Je suis fier de ma jeunesse en tant que père de Burundi. Il en va de même pour les femmes africaines. Leur contribution à la prévention des conflits, à la médiation, à la cohésion sociale, au développement économique et à la gouvernance est aujourd'hui incontestable. Pourtant, leurs compétences demeurent encore insuffisamment mises à profit dans de nombreux domaines. Ici, je fais des tours dans la campagne du Burundi et je vois très tôt le matin des cercles de femmes qui prennent des décisions sur ce qu'elles vont faire pendant la journée, alors que les hommes dorment. Oyez les femmes. Quand je fais des visites improvisées à la campagne, je vois toujours des cercles de femmes alors que les hommes dorment encore. Excellences, mesdames et messieurs, l'autre point du thème de ce dialogue concerne le développement intégré et la gouvernance responsable des ressources. Une gouvernance responsable des ressources en Afrique que nous prônons est une gestion transparente, équitable, inclusive et durable des richesses du continent, qu'elles soient minières, énergétiques, foncières, hydriques, forestières ou fauniques. C'est également un arsenal de réponses coordonnées face à la prédation de nos ressources. L'enjeu central est de briser le paradoxe dit de la malédiction des ressources, où l'abondance de matières premières coexiste avec la pauvreté et l'instabilité. C'est un combat pour transformer ces richesses en véritables leviers de développement socio-économique et de paix durable. Et dans tout combat, nous devons aligner nos meilleurs soldats, les jeunes et les femmes. Notre devoir est de lever les obstacles qui entravent leur pleine participation à la vie politique, économique et sociale de nos États. L'agenda 2063 nous offre une vision claire, celle d'une Afrique intégrée, prospère et en paix, portée par ses propres citoyens et occupant toute sa place sur la scène internationale. Cette vision ne pourra être réalisée que si nous investissons davantage dans notre capital humain, qui demeure la ressource la plus précieuse de notre continent. Nous avons franchi des étapes importantes. La zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, ouvre des perspectives nouvelles pour nos économies. Les projets d'intégration régionale rapprochent progressivement nos peuples. Les investissements dans les infrastructures, le numérique et l'innovation transforment déjà plusieurs secteurs de notre développement. Les initiatives continentales en faveur de la jeunesse témoignent également de notre volonté commune de préparer une nouvelle génération de leaders africains. Cependant, ces avancées ne produiront pleinement leurs effets que si elles s'accompagnent d'une paix durable, car le développement et la sécurité ne peuvent être dissociés. Les conflits détruisent les infrastructures. Ils brisent surtout les trajectoires humaines. Chaque jeune est privé d'éducation. Chaque femme contrainte à fuir son foyer. Chaque communauté divisée représente une perte pour l'ensemble de notre continent. C'est pourquoi je demeure convaincu que l'investissement le plus rentable que l'Afrique puisse réaliser aujourd'hui est celui qu'elle consacre à sa jeunesse et à ses femmes. C'est dans cet esprit que j'ai souhaité donner à cette 5e édition du dialogue continental
une dimension nouvelle à y associer non seulement les jeunes, mais également les femmes et les autres générations, car la paix ne se construit pas ni en vase clos, ni dans une logique de succession entre les générations. Elle se bâtit dans le dialogue, l'écoute mutuelle et la transmission des expériences. Il nous appartient donc aujourd'hui de porter un regard lucide sur le chemin parcouru, d'évaluer avec objectivité des progrès accomplis dans la mise en œuvre de nos engagements, de tirer les enseignements des défis auxquels nous demeurons confrontés et identifier les voies les plus prometteuses pour l'avenir. J'attends de cette rencontre qu'elle débouche sur une feuille de route ambitieuse, réaliste et fédératrice, capable de mettre en synergie les nombreuses initiatives portées par l'Union africaine, les États membres, les communautés économiques et régionales, les partenaires ainsi que les organisations de jeunes et de femmes. Notre ambition commune doit être de transformer ces initiatives en un mouvement continental cohérent, porteur de résultats concrets et durables au service de la paix, de la sécurité et du développement de notre continent. Excellences, Mesdames, Messieurs, le dernier point à aborder dans ce dialogue est l'éducation, l'innovation et la technologie. En développant les compétences de nos ressources humaines, en favorisant leur accès à l'éducation, aux nouvelles technologies, au financement, à l'entrepreneuriat et aux responsabilités publiques, nous préparons une Afrique plus sûre, plus compétitive et plus solidaire. À cet égard, l'innovation doit devenir un véritable état d'esprit. L'Afrique ne saurait se contenter d'être un consommateur de technologies développées ailleurs. Elle doit être un espace où les idées naissent, où les solutions se construisent et où les innovations répondent d'abord aux réalités africaines. Nous sommes rassurés, nos universités, nos centres de recherche, nos entrepreneurs et nos créateurs disposent d'un potentiel nécessaire pour relever ce défi et nous devons ressusciter les consciences de nos jeunes et leur offrir un environnement favorable. Les pays développés ne nous dévassent à rien. Ils sont des hommes et des femmes intelligents comme nous, Africains. Ils n'ont pas de ressources que nous n'avons pas. Nous sommes alors capables de nous réformer pour être développés comme eux. Il suffit d'avoir la volonté, car ce que nous cherchons chez eux se trouve ici chez nous. Notre ambition collective doit également être de faire de nos ressources naturelles un facteur d'unité plutôt de division. L'eau, qui est au cœur du thème de cette édition, en est une parfaite illustration. Lorsqu'elle est gouvernée avec sagesse, équité et responsabilité, elle nourrit les populations, soutient l'économie, renforce la coopération entre les États et consolide la paix. Elle nous rappelle que les ressources que Dieu a confiées à notre continent doivent servir le bien commun et les générations futures. Je suis persuadé que l'Afrique dispose aujourd'hui de tous les atouts nécessaires pour écrire une nouvelle page de son histoire. Cette page sera celle d'un continent qui choisit l'intégration plutôt que le repli, le dialogue plutôt que la confrontation, l'innovation plutôt que l'immobilisme et la paix plutôt que la violence. En donnant toute leur place aux jeunes et aux femmes dans cette ambition commune, nous ne répondons pas seulement à une exigence de justice. Nous faisons le choix de l'efficacité et de la stabilité du progrès. C'est ainsi que nous réaliserons pleinement la vision de l'agenda 2063 et que nous construirons ensemble l'Afrique prospère, intégrée et pacifique à laquelle aspirent nos peuples. Excellences, Mesdames, Messieurs, je ne terminerai pas mon propos sans remercier tout le monde qui s'est impliqué pour la réussite de ce dialogue.
Ici, je mentionne les jeunes burundais, les institutions, les partenaires au développement, les Nations Unies, l'Union africaine et les organismes internationaux. Vous tous qui vous êtes impliqués pour la réussite de ce dialogue, je vous remercie beaucoup. Excellences, Mesdames, Messieurs, ça, c'était mon souhait. C'est ce que je voulais contribuer pour faciliter le dialogue que vous allez entamer tout à l'heure. Car il serait plus légitime que dès maintenant, tous les jeunes et femmes braves, Inkerebutsi en Afrique, soient encouragés à créer un espace panafricain qui leur permettra de s'exprimer librement au profit de l'agenda de l'Union africaine. Ici, je parle d'Inkerebutsi parce que chaque année, au Burundi, nous sélectionnons les jeunes qui se sont distingués. Ce sont des Inkerebutsi, des braves jeunes. Je recommanderais aussi qu'en Afrique, il y ait cet événement de détection des jeunes qui se sont montrés braves. Soyons tous disponibles pour aller vers cette Afrique que nous voulons. Afrique fière de son identité, acteur mondial fort et centrant son développement sur ses citoyens. Ainsi, c'est sur ces vœux que je déclare solennellement ouvert les travaux de la 5e édition du dialogue continental sur la jeunesse, la paix et la sécurité, et femmes, paix et sécurité, organisé sous le thème Eau, paix et leadership inclusif en Afrique, institutionnalisation du rôle stratégique des jeunes et des femmes dans la prévention des conflits, la gestion des crises et la consolidation durable de la paix grâce à une gouvernance responsable des ressources. Je vous remercie beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Son Excellence, pour cette allocution inspirante, pleine de fierté et de confiance envers la jeunesse. Quel privilège pour nous d'attendre ces paroles de la part de celui que nous appelons, à juste titre, l'ami de la jeunesse. Excellence, merci pour ce message fort. Mesdames et messieurs, encore une fois, un tonnerre d'applaudissements pour Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous allons à présent procéder à la séance de photos de famille. Nous invitons tout d'abord Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi et Son Excellence, Madame la Première Dame du Burundi, à bien vouloir prendre place pour cette séance photo. Nous prions le protocole de bien vouloir nous accompagner. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, est reconnu comme un grand ami de la jeunesse. Et puisque nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre du dialogue continental de la jeunesse, nous ne pouvons pas manquer d'immortaliser ce grand moment avec les jeunes. C'est donc tout naturellement par eux que nous commencerons cette séance photo. Pour la première photo, nous invitons les 5 jeunes ambassadeurs de l'Union africaine pour la paix, AJEUNESSE, à bien vouloir prendre place aux côtés de leur Excellence. Nous invitons aussi maintenant les jeunes ambassadeurs des communautés économiques régionales à bien vouloir les rejoindre. S'il vous plaît, comme des jeunes, faisons vite. Les jeunes. We invite the youth ambassadors from the regional economic communities to kindly take their place.
now like to invite the young people from the Wise Youth Network, other young people sponsored by the African Union, by our development partners, by the REXRS, to join His Excellency on stage for the pictures. The Wise Youth, the YCC, young people sponsored by the African Union, by development partners, please join His Excellency on stage. We now invite young international and Burundian influencers from all categories to kindly take their places next to others. Tous les influenceurs, s'il vous plaît, tous les influenceurs venus de l'étranger, ainsi que les influenceurs burundais. Faisons vite comme des jeunes, s'il vous plaît. Faites vite, s'il vous plaît, comme des jeunes. Faites vite, s'il vous plaît, comme des jeunes. Tous les influenceurs burundais et internationaux. À présent, nous invitons leur Excellence installée au premier rang à bien vouloir prendre place pour la grande photo de famille. We now invite the Excellencies seated in the first row to kindly take their places for the family photo.
Après avoir mis à l'honneur la jeunesse, placez maintenant aux femmes. Nous invitons respectueusement les jeunes hommes à bien vouloir gagner leur place et prions toutes les femmes de rester en place pour cette prochaine photo. Merci. Jeunes, s'il vous plaît, regagnez vos places. Respectfully invite the gentlemen, the youth, gentlemen to return to their seats and kindly ask all the women to remain in place for this next photo. For this next photo, we only want the women. S'il vous plaît, les jeunes hommes, regagnez vos places, laissez les VIP et les dames pour prendre la prochaine photo. We are asking all the young men to leave the podium and we request the VIPs to stay on so that they can be joined by young ladies and women for the next photo. Thank you. Gentlemen, please regain your seats apart from the VIPs. Thank you so much. Thank you so much. And now, we also invite the members of the diplomatic and consular corps to kindly join the VIPs to the stage for this family photo. Nous invitons également les membres du corps diplomatique et consulaire à bien vouloir prendre place pour cette photo avec les VIP. Nous demandons aux jeunes dames et jeunes garçons, jeunes hommes, de laisser le podium pour les VIP et le corps diplomatique, s'il vous plaît. The next photo will strictly be the VIPs, our principals, as well as the diplomatic corps in Bujumbura. May we please honor the request. Thank you. The next photo is the VIPs and the diplomatic corps. Cette photo est strictement réservée au corps diplomatique avec tous les invités d'honneur. Merci. VIPs, diplomatique corps. Et ministre burundais, s'il vous plaît. Les hauts commis d'État. VIP, corps diplomatique, les hauts commis d'État, s'il vous plaît.
Merci beaucoup. Thank you very much. May we all regain our seats or follow the next protocol agenda as would be announced by our moderators. Bien vouloir gagner place, Excellence, et nous serons bien guidés par le protocole d'État. Merci. Nos sincères remerciements pour votre excellence parmi nous aujourd'hui, votre disponibilité, votre écoute et le temps précieux que vous avez bien voulu nous accorder constituent pour nous un témoignage fort de votre engagement envers la jeunesse. Merci beaucoup, Excellence. À présent, nous invitons le protocole à bien vouloir guider les participants à ce dialogue vers l'espace prévu pour le déjeuner. Nous allons revenir à 14 h dans la salle. nzogukorera ndaguteza imbere Barundi tuvyine Barundi tutayaye Uburundi nikindi tuvyine tunezerwe Dukeze Uburundi Barundi tutayaye Kwishusho yabwo nziza tuvyine tunezerwe Kubw'ubutwari n'ubutore Barundi tutayaye Nukwitunganya ku Burundi ne tunezerwe Bwiza bwawe Burundi Tuma bawe bama bahimbawe Abana bawe Burundi Bakama bitanga bagukorera Baragusiga isenga Ugasa neza Ukaba mwiza naho wari mwiza Inzego zijejwe imirimo y'igihugu zikora zitiziganya Burunduka ikindi Barundi tuvyine Barundi tutayaye Uburundi nikindi tuvyine tunezerwe Dukeze Uburundi Barundi tutayaye Kwishusho yabwo nziza tuvyine tunezerwe
bwawe n'ubutwari bwawe wamanye barundi tuvyine barundi dutayaye uburundi n'ikindi tuvyine tunezerwe dukeze uburundi barundi dutayaye kw'ishusho yabwo nziza tuvyine tunezerwe kubw'ubutwari n'ubutore barundi dutayaye n'ukwitunganya ku Burundi tuvyine tunezerwe Burundi bwanje Burundi bwantare nzokuyaga gutazira amazina amahanga kubahe abawe tuguhaye tugutera iteka tugukimbagize uri kirimwo abagabo bagaba intahe n'ingingo bagutera iteka ugasayangana abana bawe b'imihigo igutera iteka ugasamirana yelele
short that we are covered because we have women of value, women of valor, and women who have been able to lead conversation both in their countries and at global level. Like we mentioned earlier, our session today is on a subject which is very interesting. Conflicts today have been very recurrent, taking different shapes and forms. But one thing has been clear, that women and young people play a very important role. But in all of these, we've noticed that conversations around natural resources continues to pose as a core driver, push factor, and makes some community vulnerable to violence, to insecurity, and others. And it was for this reason that the conceptors of this panel decided to look at the nexus between water, women, youth, peace, and security. Ladies and gentlemen, a round of applause for our panelists before we delve into this conversation. Mes chers panélistes, notre stratégie est vraiment facile et ouverte. On aura 3 questions. On va commencer avec chaque panéliste avec 2 questions. On a 3 minutes à partager nos réflexions. Et après, première session, deuxième session, et on va prendre vos dernières remarques. Donc c'est un peu la manière à laquelle cette panel était désigné. So, my first reflection, I turn to you. Madam Doris, you are the special representative on women issues. And the Women, Peace and Security movement, the AU is a big champion. The UN shapes the part, but the AU pushes it to ensuring that Africa has its own African perspective of women, peace, and security. And you've championed this for a long time. My first question, how can water insecurity and climate or natural resource-related pressure be better integrated into women, protection, participation in peace building towards ensuring that it's a priority at continental, regional, and national level? Thank you. You have the mic. Thank you, Mr. Moderator. I hope you can hear me well. Mwiriwe. Am I saying it right? I'm trying to say good afternoon in Kirundi. Is it Mwiriwe? Okay, I guess I missed the mark. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le modérateur. Je suis donc la représentante de ONU Femmes auprès de l'Union africaine, la représentante spéciale. C'est un véritable plaisir pour moi d'être là et de participer. Est-ce que c'est mieux comme ça? Non. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, merci. Peut-être que je devrais encore essayer. Mwiriwe. Ok. Je disais que c'est un véritable plaisir d'être là. Je voudrais en fait me reposer sur le protocole qui a été établi ce matin. Et j'aimerais vraiment de tout cœur remercier le gouvernement du Burundi et particulièrement le président de la République pour cet événement qui est historique. Historique pourquoi? Parce que c'est la première fois que nous nous retrouvons dans une conférence qui donne autant d'attention, aussi bien à l'agenda Femmes, Paix et Sécurité que Jeunesse, Paix et Sécurité. Est-ce qu'on peut applaudir parce que justement c'est la première fois et c'est un moment historique? Souvent, bien sûr, soit on parle de Femmes, Paix et Sécurité ou de Jeunes, Paix et Sécurité. Et souvent, on a un panel, mais pas
toute une conférence qui parle justement du nexus femmes, paix et sécurité et jeunesse, paix et sécurité. Et donc ça, c'est vraiment un point important à retenir et c'est un moment historique. Et j'espère que dans le futur, on continuera à voir ces deux agendas de manière conjuguée, mais sans pour autant diminuer l'importance de chaque agenda. Donc l'idée, c'est vraiment de conjuguer nos efforts. J'aimerais continuer mon propos, mais avant de le faire et de répondre à votre question, monsieur le modérateur, j'aimerais également saluer le leadership de ma grande sœur, Madame Moula Moula, qui est ici et qui apporte beaucoup d'énergie. Le commissaire Gaspard, qui nous dirige vraiment et qui dirige le département d'éducation, sciences, technologie et science technology. Et monsieur Gaspard, c'est un fils du pays. Je n'aimerais pas oublier mon cher frère, l'ambassadeur Namitwe, qui est vraiment un hifoshi et qui accompagne ONU Femmes dans notre engagement pour l'égalité des femmes et l'autonomisation des femmes en Afrique. Est-ce qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît? Maintenant, pour répondre à la question de l'eau, on dit souvent que l'eau, c'est la vie. Et c'est vrai que l'eau, c'est la vie. À chaque table, nous voyons de l'eau parce que nous ne pouvons pas vivre sans eau. Mais nous savons également que quand cette eau devient rare, elle devient source de conflits. Nous l'avons entendu ici. En Afrique, les femmes passent entre 250 millions d'heures et 40 milliards d'heures à collecter de l'eau. Est-ce que vous le saviez? Entre 250 millions d'heures et 40 milliards d'heures, les femmes et les filles passent à aller chercher de l'eau parce que l'eau n'est pas disponible dans leur maison, dans leur communauté. Et quand une communauté est frappée par les conflits, cette eau devient encore plus rare. Et elles doivent parcourir encore beaucoup plus de kilomètres pour y arriver. J'étais très ravie d'entendre le président de la République du Burundi parler de fontaines d'eau à 15 minutes aller-retour. Aujourd'hui, ce que nous savons, c'est que les femmes parcourent au moins 30 minutes dans le meilleur des cas pour aller chercher de l'eau, les femmes et les filles. Et on l'a entendu ce matin aussi que parfois, les filles et les enfants ne peuvent pas aller à l'école sans avoir été puiser l'eau comme une corvée. Donc, et pour certaines femmes, surtout dans un contexte de conflit, ce petit geste simple qui est d'aller chercher de l'eau, d'aller puiser de l'eau, peut mettre leur vie en péril. Souvent, elles sont victimes de violences parce qu'elles sont allées chercher de l'eau. Donc, il est vraiment important, comme l'a souligné le président de la République ce matin, qu'on ait de l'eau dans nos communautés, dans des lieux visibles pour que les femmes ne soient pas victimes de violences. Et donc, la question d'eau, ce n'est pas... On me demande, je dois malheureusement partir, donc je vais juste donner les grandes lignes de ce sur quoi je voulais parler. Donc la question de l'eau, c'est une question vraiment vitale pour les femmes, c'est une question de dignité, c'est une question de paix et c'est une question de responsabilité du gouvernement, des partenaires pour que l'eau soit vraiment accessible. Deuxième chose, c'est la représentation des femmes dans les missions de médiation. On a parlé des 30% qui soient un minimum. Et nous savons aussi que quand les femmes participent dans les missions, dans les processus de paix, la paix, elle est beaucoup plus durable. Troisième point, on parle des National Action Points, les NAPS pour YPS, Youth, Peace and Security,
and a national action plans for women, peace and security. And for national action plans, we've been saying we don't have enough resources to implement them. We still do not have enough resources to implement them, especially in this context where funding for gender equality is scarce. The recommendation is to ensure that in addition to those NAPs, National Action Plans, we take what is important in the youth national plans and the women national action plans and integrate them in national development plans, because national development plans are always funded. So we need to make sure we do that. And we were talking about gender responsive budgets. We need to ensure that the defense budget is also gender responsive and that it can contribute to funding the national action plans for youth peace and security and women peace and security. The third and last point is about, again, financing. I think getting some resources from the funding budget, the defense budget. I'm very glad that we have the Minister of Defense here. But we also need to be careful. Sometimes in peace processes, we bring the private sector. We need to interrogate whether we want to privatize and bring the private sector in peace processes. We know that when the private sector is involved, they don't necessarily have the interest of the girls, of the women, of the youth at heart. Their primary interest is their own interest. So that's something that we need to think about. Fourth and last point, because I need to go. This is such a good example, the youth and peace and security and the women peace and security coming together. We are not saying that they cannot meet separately, but in terms of programming, it is important that we have a joint implementation framework. As I was saying, in the national development plans, the youth will agree on what is important that should go in the national development plan, and the women also should agree on what should go and be prioritized in the national development plan. The programming needs to be integrated. We cannot continue to work separately because the two agendas are twin agendas. They are complementary, and that's how we can make a difference. Thank you so much. And je suis vraiment désolée, je dois partir, mais c'était vraiment un plaisir d'être là pour ce moment historique. Merci. Thank you very, very much, ma'am. Unfortunately, you believe in us, but indeed your reflections were very salient. The importance that defense budget should be able to think about supporting youth and women peace and security. Thank you so much, and safe flight. Thank you so much, ma'am. Ladies and gentlemen, a round of applause for ma'am. Please. I think her final reflections brings us now closer to security sector. And ladies and gentlemen, we are very honored to have Her Excellency Marie Chantal, who is the Minister of Defense and Veterans Affairs for Burundi. Your experience in the security sector is something really, really important. And I'm sure that for the time that you've been leading, you have been bringing the experience as a woman and as somebody that has been able to look at things from different perspectives. How do you think security institutions can better anticipate, respond to tensions and conflicts that are linked to water scarcity, while ensuring that it responds to conflict-sensitive issues and guaranteeing protections of communities? What are your reflections on this subject, Your Excellency? Maybe try my mic, yeah? Thank you. Allow me to deliver my reflection in French.
L'eau constitue un facteur essentiel pour la paix et la sécurité, globalement bien sûr, et au niveau de notre continent c'est très important parce que plus de 90% des eaux de surface sont des eaux transfrontalières et font vivre plus de 70% de la population africaine. Vous comprenez alors que l'eau devient un facteur incontournable, non seulement pour la sécurité, mais aussi un facteur incontournable pour l'unité ou les conflits d'une part. Mais d'autre part, l'eau est un facteur également incontournable et catalyseur du bien-être de la population, de la santé et du développement durable, comme on l'a entendu dans les différents discours. L'eau, alors, étant une source de vie, je pense qu'elle constitue une condition non négociable pour le bien-être de la population, la santé, la paix et la sécurité, et surtout pour le développement humain. C'est pourquoi les forces de défense et de sécurité, en plus de leur mission de défendre et de protéger les communautés locales, ils ont également des missions de se rassurer que surtout il n'y ait pas de conflits liés aux ressources naturelles ou aux ressources d'eau transfrontalières, d'autant plus que plusieurs pays partagent des frontières transfrontalières qui sont des eaux de surface. C'est aussi des sources de conflits. Dans le cadre de la gestion des conflits qui peuvent surgir pour prévenir, les forces de défense et de sécurité, qu'est-ce qu'ils font? Nous créons des cadres de dialogue avec toutes les parties prenantes pour discuter et pour faire une diplomatie autour de l'eau qui nous permette de prévenir tout conflit interpays ou interrégionaux qui pourraient surgir à cause de ces frontières que nous partageons autour de l'eau. De plus, les corps de défense et de sécurité, ce sont eux qui ont la mission aussi de protéger ou de sécuriser les infrastructures hydriques vitales dans tous les pays. Vous comprenez alors leur rôle de faire de façon à ce que ces infrastructures soient protégées pour qu'il n'y ait pas d'exclusion ou qu'il n'y ait pas d'autres actions mal intentionnées pouvant bloquer l'accès à l'eau à la population. Toutefois, dans les corps de défense et de sécurité, nous nous assurons à ce que tout ce que nous faisons, que ce soit dans la garantie de la sécurité ou la protection des infrastructures, nous mettons au centre la protection humaine plutôt que la militarisation de ces ressources ou la militarisation de ces infrastructures vitales, afin que nous garantissions l'accès à l'eau à toute la population. Je pense que certains pays africains en ont témoin, là où il y a des missions de maintien de la paix, ce sont les corps de défense et de sécurité qui s'assurent que la disponibilité de l'eau en tant qu'élément vital pour la survie de la population soit disponible. Une autre chose que je pourrais ajouter, c'est que dans les corps de défense et de sécurité, surtout dans les corps de défense, il y a une composante toujours qu'on appelle la force marine, qui a une mission non seulement de protéger et de s'assurer que les eaux territoriales soient respectées et que les usagers aussi en fassent un bon usage pour ne pas détériorer l'environnement ou pour lutter contre le trafic illicite qui pourrait se dérouler autour de l'eau. La composante de la force marine a entre autres la mission de protéger les eaux territoriales nationales, lutter contre les trafics illicites de tout produit ou de tout autre mal intentionné qui pourrait se dérouler, mais également il y a des renforcements de capacité des agents de sécurité qui travaillent dans cette force marine pour s'assurer qu'ils fassent leur mission ou qu'ils s'attellent à faire respecter les opérations de recherche et de sauvetage ou d'autres opérations de respect environnemental dans le cadre des normes internationaux. Cette force, c'est, comme vous l'avez demandé, monsieur le modérateur, normalement dans tous les pays, la force marine est là pour pouvoir alerter tout conflit qui pourrait surgir sur des points de partage d'eau, surtout pour les pays qui partagent des frontières avec des surfaces de l'eau.
La force marine alors est là pour garantir cet accès équitable et de ressources et de l'eau, protéger les infrastructures hydriques autour de l'eau, mais également sécuriser les infrastructures. Mais comme je l'ai dit, nous privilégions l'accès pour tous, non pas la militarisation, que ce soit des ressources en eau ou des infrastructures hydriques. Thank you very much, Your Excellency. Please, a round of applause for Your Excellency. I think that you're reiterating the fact that the presence of the security sectors in some of this side is not militarization. It's protecting and ensuring that access could be safe. This is something which is very important. And at the same time, you noted the fact that there are actions which the security sector engages in to ensure that community feels more safe and they are able to understand their role. And this takes me to my second question to you again, which is about how can the security sector actors systematically work with youth, local communities, women, and communities to prevent tension. I remember you talked about some dialogue which is done. It would be great to know more about some of these actions that the security sector actor does to be able to guarantee that these different groups are core part in your actions. Merci beaucoup. Si je pars d'un exemple d'une frontière que le Burundi partage avec la Tanzanie, nous avons une rivière qui est la rivière Malagarasi qui des fois dévie les rives pour submerger, que ce soit du côté de la Tanzanie ou du côté du Burundi. Là, qu'est-ce que nous faisons? Nous créons un cadre de dialogue avec toutes les parties prenantes, comme je l'ai dit, que ce soit les communautés locales, parce que ce sont qui sont des usagers des rives de ces frontières, pour qu'ils savent que même si nous partageons cette eau, nous devons avoir un cadre de dialogue pour faire entendre à tout le monde que cette eau partagée, non seulement il doit être protégé, mais nous devons se rassurer qu'il n'y a pas de conflits qui peuvent surgir d'une communauté à une autre pour qu'il n'y ait pas de bagarres. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, par rapport à l'eau ou à d'autres ressources naturelles sur les postes que nous partageons frontaliers avec d'autres pays, c'est que ces cadres de dialogue doivent impliquer surtout les femmes et les jeunes qui font des travaux, par exemple, de subsistance transfrontaliers, par exemple l'agriculture ou l'élevage. Tu peux trouver une vache du Burundi, par exemple, aller brouter de l'autre côté ou boire de l'eau de l'autre côté. Ça peut être une source de conflit. Pour résoudre ça, c'est très important de créer un cadre de dialogue avec toutes les parties prenantes, les communautés, les forces de défense et de sécurité, les autorités locales, mais également ces gens qui travaillent ou qui ont de petits métiers tout autour de cette ressource d'eau. Ça, c'est vraiment très important de les impliquer. Des fois, ce sont des femmes et des jeunes, mais il est très important de les impliquer pour qu'ils savent que c'est un patrimoine commun que nous devons protéger, que nous devons s'assurer que ce patrimoine, nous en profitons tous, mais dans un cadre de dialogue et de paix afin de faciliter le développement durable de toutes les parties. Thank you very much, Your Excellency. The realities of cross-border, because the nature of the continent, we have so many countries, including Burundi and Tanzania, where you have river bodies and lakes and others that serves as the boundaries. And like you rightly said, you take into considerations even individuals who use these bodies as part of their daily life. And dialogues are really important. And managing these resources, like you said, the security sector has a key role to play, not just protecting them, but reassuring the communities that they can be able to have access and go back to their homes safely. Listening from you, I would like to take it still when it comes to now management. And here we have the honor of having His Excellency Dr. Hassan Kibeya, who is the Minister of Mineral Resources, Energy, Industry, Trade, and Tourism. Your Excellency, your day-to-day job is understanding how resources works, and you are very intertwined in this conversation. My question to you is around how can African countries strengthen governance of water and other natural resources to prevent competition
over scarce resources from escalating into conflict, particularly in communities already affected by climate change and insecurity. What are your reflections when it comes to a conversation of this sort? Please try the mic there if it works. If not, I will share with you my mic. Essayez un peu et voir si ça marche. Il faut parler un peu. Allô? Non, ça ne marche pas. Ça va. Thank you so much, dear moderator. Allow me again myself to express myself in French. Thank you. Avant tout propos, j'aimerais tout d'abord saluer l'auditoire ici présent et celui qui nous suit en ligne en vous souhaitant tous la paix de Dieu qu'il soit avec vous. Et revenant alors à votre question, vous évoquiez la question de la gouvernance et comment est-ce que la gouvernance peut avoir un impact sur la gouvernance de l'eau peut avoir un impact sur les communautés, surtout sur la sécurité. Et lorsqu'on parle de gouvernance, ici, on parle de cadre légal, avant tout, de loi et de politique. Il faut veiller alors à mettre en place des politiques et un cadre légal sur non seulement la production, la distribution, mais aussi la gestion de l'eau de manière équitable et surtout de manière à prévenir les effets de changement climatique. Le cadre légal est un édifice où chacun doit apporter sa pierre. Et il faut comprendre que l'eau est une ressource commune qui appartient à tout le monde. Il est donc important que lorsqu'on est en train d'élaborer les lois et les textes, que les communautés locales soient impliquées. Et surtout, pour prévenir le risque d'insécurité et surtout de non-appropriation. Le cadre légal doit être assez clair. Montrer quelles sont les responsabilités de l'État, les responsabilités des communautés locales, les responsabilités des acteurs privés, mais aussi établir les responsabilités de tout un chacun par rapport à la gestion de l'eau qui est une ressource qui appartient à tout le monde. Il doit y avoir aussi une transparence dans la distribution et surtout dans l'attribution de l'accès à l'eau pour qu'il n'y ait pas des conflits qui peuvent naître par rapport à la rareté de cette ressource-là et que les services publics ne soient pas assez impartials quand il s'agit d'attribuer ou bien de faciliter l'accès à cette ressource qui est primordiale. Ici, alors, le risque, c'est qu'on peut avoir tendance à privilégier certaines communautés et aux dépens de certains autres. Et c'est là où peuvent naître aussi certains conflits. L'autre élément, pour pousser un peu plus loin ma réflexion, c'est de mettre en place aussi des institutions de gestion d'eau solides. Au Burundi, nous avons plusieurs structures qui gèrent l'eau. Il y a la Régie des eaux, qui est une structure qui se charge de la distribution de l'eau au niveau urbain. Il y a aussi la Hamer qui gère l'eau au niveau rural. Il est très important qu'il y ait une bonne collaboration entre ces institutions publiques et une bonne coordination. Et il ne faut jamais oublier alors le partenariat. Le partenariat est très important, surtout l'implication du secteur privé et des partenaires au développement. Et dans ce sens-là, ce que l'on a fait ici au Burundi, c'est mettre en place une plateforme commune auquel fait partie tous les acteurs au niveau de la gestion de l'eau, que ce soit les organisations de la société civile, que ce soit les partenaires au développement, les organisations des Nations Unies, mais aussi alors les institutions publiques. Le plus important alors dans cette gestion-là,
c'est d'associer les communautés locales dans la conception des projets. C'est très important. Il faut associer les usagers au choix souvent de l'emplacement, par exemple, ou bien pour respecter au moins leurs habitudes de vie. Je vais vous donner un exemple. Au Niger, dans un village, disons, il y a eu une organisation qui a facilité la construction d'une adduction en eau. Les femmes faisaient plus d'1 heure pour aller chercher de l'eau. Et ils ont rapproché ces taux-là à peu près à 15 minutes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les femmes ont préféré abandonner. Ils ont continué à traverser pratiquement 1 heure pour aller chercher ces taux-là. Je peux vous poser la question, vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu le temps de leur demander, est-ce que vous avez besoin de ces taux à 15 minutes? Parce que c'était une forme, je dirais, aller chercher l'eau, c'est une forme de se libérer, c'est une forme où elles peuvent discuter. Faire ce trajet-là les permet de pouvoir discuter de la vie de tous les jours, de ce qu'ils ont fait, et les ramener, ces taux-là à 15 minutes, en réalité, c'était c'est une façon de les empêcher, au fait, de casser leurs habitudes. Il est très important aussi alors de savoir comment respecter les habitudes de vie. Et c'est pour ça qu'il faut les impliquer. En réalité, alors, il faut aussi investir dans une gestion qui est adaptée au changement climatique. Très important, pourquoi il faut investir dans des infrastructures de collecte et de stockage d'eau. Il faut protéger les bassins versants. Il faut aussi tirer profit de la technologie. La technologie en développant des systèmes qui peuvent prévenir les changements climatiques, surtout accessibles aux producteurs, que ce soit les agriculteurs ou les éleveurs. Enfin, pour éviter, je dirais, les conflits de manière générale, il ne consiste pas seulement d'augmenter l'accessibilité. Non, non. Il faut aussi garantir un cadre légal, il faut garantir une répartition équitable, c'est très important, mais aussi une participation réelle des populations. Sans oublier, comme précédemment, ma collègue l'a mentionné, une coopération entre les régions, surtout puisque c'est une ressource qui peut être partagée par différentes communautés qui peut-être ne partagent pas le même pays. Donc, il est très important aussi d'avoir une coopération entre les régions. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup. Your reflection states 3 key things. Firstly, we have to work based on legal frameworks that exist or create very strong ones. The second aspect, these frameworks can only sustain when communities see themselves as part of it. And thirdly, we need strong institutions and systems and processes that can support these engagements. And just to take you for the second one, because you talked about different stakeholders, partnership, collaborations, and I want to take you to another conversation, which is around what can investment do in this process? What is the role of investment in water, energy, and related infrastructures? And how can these play a role in addressing root causes caused by water-related issues in local communities? What are your thoughts around investment, private sector, UN, or how do you think this can be able to drive? Thank you. Merci encore une fois. Effectivement, l'investissement est une question qui est assez primordiale et critique dans la gestion effectivement de l'eau. J'ai toujours tendance à dire, on a toujours eu tendance à vouloir favoriser l'énergie à l'eau. Il est très facile d'investir dans l'énergie. Pourquoi? Parce que l'énergie est très rentable par rapport à l'investissement à l'eau, où l'eau est toujours considérée comme un produit ou une denrée sociale. Alors qu'il faut la voir autrement.
L'eau est une denrée, est un produit économique. Et on peut faire profit grâce à l'eau. Et c'est pour cela qu'il faut avoir une approche. Et l'approche doit être intégrée. L'eau, l'énergie et l'agriculture. Il faut voir ce nexus comme un des éléments où il faut traiter ou investir de façon intégrée. Par exemple, pour le Burundi, on a un potentiel hydrique assez élevé. Mais aussi, on fait face quand même à certaines difficultés d'accès. Et pour y faire face, normalement, nous avons l'État du Burundi qui est sous le leadership de son Excellence Evariste Ndayishimiye, a mis en œuvre plusieurs projets d'infrastructures en eau, mais qui sont intégrés aussi pour résoudre aussi des problèmes d'énergie et d'agriculture. Prochainement, il y a plusieurs barrages qui sont en cours de construction. Le barrage sur la rivière de la Louvoubou, où c'est un barrage qui va produire de l'électricité, mais en même temps servir pour irriguer certaines cultures et projets agricoles. Et aussi, dans tout ce qui est protection de l'environnement, on met en place aussi des mécanismes de rétention d'eau pour que lorsque la saison sèche arrive, qu'il y ait quand même une disponibilité en termes d'eau. L'autre élément, ce sont les opportunités d'investissement qui sont créatrices d'emplois. Et les projets de mise en place d'infrastructures en eau peuvent être mis en œuvre par les communautés à travers des programmes d'entrepreneuriat. Et il est très important d'impliquer aussi les jeunes. Les jeunes peuvent être des créateurs d'emplois à travers des projets d'irrigation, des projets de distribution de l'eau. Et maintenant, au niveau de la loi, nous avons ouvert l'accès à la distribution en eau. Un privé peut avoir sa source d'eau et pouvoir faire parvenir cette eau aux usagers. Donc, ce sont des investissements qui peuvent être mobilisés grâce effectivement à ce cadre où on peut alors associer les jeunes, les privés, mais aussi l'État. Je vous remercie. Thank you very, very much, Your Excellency, reminding us that these investments should be investments that also looks at the nexus of water, energy, and agriculture, meaning that the core phase of this engagement should look at improving people's livelihood towards ensuring that the drivers of conflicts linked to these realities could be responded to. Thank you so much. At this moment, ladies and gentlemen, permit me turn to this other side. And we talked about having young women who are leading conversations in communities around these issues. And permit me start with Gwendolyn Myers, who is the founder and executive director of Messengers of Peace from Liberia. You have been a community builder for several years, more than a decade and plus. And what do you think are some of the innovative approaches that you've seen where women and young people have transformed water resource-related issues and challenges into opportunities for dialogue, cooperation, and social cohesion? Thank you. So we'll start first. Excellencies, young people, especially young peace builders who are representing our beautiful continent, development partners, and of course, one and all. A moment like this is a time for us to be able to celebrate young people who are making efforts on a daily basis to make sure that communities are safe, to make sure that communities are protected. Please join me. A round of applause for young peace builders who are using their resources with or without support to make sure that this continent is better as the way we want the Africa. Also, we cannot do this in the absence of people who are supporting us
champions, mentors, our mothers, fathers were also in the room. Young peace builders from our beautiful continent, please join me with another round of applause for our champions and our mentors who are supporting us on this journey. It is important. These are the little moments that we have whenever we gathered. We don't always have this, but when we gather to celebrate and to talk about youth peace and security and women peace and security, it is important that we celebrate ourselves, because we do not get that easily. So please continue to celebrate your little efforts. We see it, we value you. Your contributions means a lot to what is helping to keep this Africa in the way we want it. Thank you. Now, so we're talking about water, eh? So in terms of the nexus that is between water, youth peace and security, women peace and security, first, I think we all know this usual saying or the phrase that water is life. And if water is life, so is water is peace. All right? Because most of us in this room do believe water is life. But in terms of the access to what exactly we're calling a basic, that is a fundamental right. We need it. But how do we get that access? Because access also becomes a very important point of our conversation. And I'd like to coin that in a way that we say in Liberia for the work we do at Messengers of Peace as grassroots water for peace. It's always important where we link these things to our different local realities and interventions as young peace builders. So for the purpose of this panel conversation, we'll look at it from a grassroots water for peace. So we are aware of the challenges facing many parts of our continent and the instability that usually can arise around access of scarce resources. But yet, I see the very important entry point of what women and youth can do. So also in terms of that nexus, I want us to see it again from a point of right to development. So the nexus for water, youth peace and security, and women peace and security can be looked at also from the right to development standpoint. And that brings us to when we said the grassroots water for peace conversation. I want to say thank you to the African Union, to the entire team here. I'm sorry I'm not seeing His Excellency Commissioner Bankole yet, but it's also to his entire team at the African Union for their support. Because in this work we do, my dear brother, it is important where we have people who are very practical in their approaches to making sure that all of the different interventions we are talking about can come to reality for the ordinary people. So we all know about this famous wartime high school in Margibi County in Liberia. We've heard a lot about it at different meetings at the African Union. Or even when you go to PAIX, you will see a video usually there as an entry point or a welcoming way. And it's important when we come to these events for people to know the African Union is working for us. The union is not just sitting in Addis Ababa where most times people think, what is the union doing? But the union is actually all of us, and the union is working for us. And that speaks to the reality of what the union is doing for things on the ground. The Walter High School was fully renovated by the African Union Post-Conflict Reconstruction and Development, or what we call the PCRD Center at the African Union. And that renovation didn't just happen with renovating the school. Because we know how essential the component of WASH is, we were able to also bring that. That is part of the local reality, my dear brother Christian, I'm trying to point to. That we didn't just renovate, the African Union didn't just renovate that school, but what they did is that they have a borehole that was installed, and this is the first time that school kids on that campus were able to see what it is to have running water in a school facility. The African Union improved the classrooms, all right, included other components, sports dynamics, the sports for peace component, but then have a functional facilities with clean running water that is also within that community. But here is the catchment point I'm bringing to this conversation.
you will see that that access point was the school. But then, from the school, by extension, to the community. So because of that PCRD initiative, you now have women leaders, you have youth leaders who are within the wartime community in Margibi County in Liberia. They come together usually to protect the facility of what the African Union gave to them. And that is what is important for what we call local ownership. Because when we started that project, trust me, the entire community got involved, the women leaders, youth, and the entire leadership of the community. That ownership is what led today as I speak. I was on my way to this meeting and then driving past because it's a road leading towards our airport, our major airport. And then the school administration and the leadership, women leaders and youth leaders, they came together to put a little gate or a fence, which was not part of it, but because they all go to that place to fetch water, the community also benefit from that service that was also put in place by the African Union. I think it is important for us to be able to celebrate these different little efforts that the union also put in place. Also, to that point, the recently just ended Youth Peace Summer Camp in Liberia, which brought together over 125 young people. So again, with the support of the African Union Youth for Peace program, and we're very grateful again to say this to the entire team again at the African Union, thank you for your leadership. Thank you for finding tangible ways to always support these different interventions around the YPS and WPS. 125 young people, Christian, came together for 10 good days. And this time around in Liberia, the entire conversation of the camp was on Agenda 2063. I'm proud to say that after those 10 intensive days of being on camp, it was a residential camp, 125 young people graduated. They also were able to go through a proper evaluation process. We administered an examination, not just bringing them because it's under the flagship program called the Africa School for Peace and Development at Messengers of Peace. We were able to administer exams, and all of our cohort members graduated after writing their exams, got their scores, and a proper graduation. Each of them become messengers of Agenda 2063. It is important for all of these different frameworks and everything that we have at the African Union for young people to clearly articulate what is in each of the payloads of the different frameworks and contexts that we have and that we're propagating. So again, on the camp, again, looking at the WASH component, we're able to create much more of an awareness so that young people do understand what it means to be able to protect the facilities that is available to them and to also be able to engage much more. So these are just little interventions, and also training our cohorts of young women mediators that we have, where we do a Palava House simulation exercise, training young women, elders, zoos, traditional leaders, bringing them together in a space for them to really be able to know how to engage on the ground in crisis of such around natural resources and where they can be able to mediate in conflict settings. So with this, I will pause and say, indeed, water is life, water is peace. And not just seeing women and young people as just beneficiaries of this, but as active partners. Thank you. Thank you very much, Gwen. This is what happens when the youth energy, is on the panel. And your reflections, I prefer to look at these from this perspective, where you were able to make the connection when it comes to an international institution, Pan-African institution investing on water, but at the same time, the role of young people and community towards ensuring that it can sustain, which is something very important. And also how the platforms for young people, women, intergenerational conversation, intra-religious is important when it comes to building a common understanding on how water could be looked at. Bert, you brought in the component of hygiene and sanitation, which I think is really, really important, an angle which you brought in this conversation. But before I leave you, I come back to you once more. You started by celebrating. You started by
telling us it's time to celebrate, to value what we do, to say we are doing it right? And how can we move from viewing young people and women primarily as people who are vulnerable, who suffer the most, to looking at them as key partners on issues around governing water, resources, and ensuring that communities can be in peace? Tangibly, how do you think this can work? You know, Christian, you're right to say we started celebrating ourselves, because you see all the young people in this room, the people who are doing this work every other day, right? And the stories from them, success stories from the different communities, can clearly speak to what the reality is for us. But in terms of how practical we get, I'll tell you in the conversation of the water and governance, I want us to kind of stick more to that. So the best way, there are young people who are already doing this. Young people in our different networks, in different countries, who are working on water governance, who are working on a network, for water, peace, and security. It is important to just make sure you tap into that already existing platforms and not duplicating efforts. So it's very important where, in terms of my recommendation, even I will say, from African Union, other development partners that are here, to be able to just use the existing platforms and spaces young people already have. Nurture them more, support them. And sometimes, this issue of funding mechanism we talk about, it's not always, because even the projects we're talking about, we didn't have cash that was given to us at the African Union to do this. You know the procedure and all of the different procurement stuff around it. So as a youth-led organization, we were not given the money to implement. But our role that was given to us by the African Union was to make sure that leadership for peace component comes in. Our job there was to make sure that this project gets to be delivered on time. And that is one thing that all of the young people who came from different parts of Africa for the official dedication and commissioning ceremony of the Quartan school that were renovated, is something that is said, and I'm just saying it's very humbling. They said, Gwen, what you did, you and your team, it demonstrated and cleared this doubt of people feeling that young people cannot be trusted. Because we didn't have the cash in our bank account from the AU, but our role, even up to 2 a.m., I will be on site with my team, making sure that that renovation of that project could be completed at the time, the deadline that we had, and everything that needed to be put in place. Sometimes we will leave that site at 3, 4 in the morning, especially when we're getting to the time of dedication. We didn't have money from AU, but we said, you know what? The fight this is benefiting our community, the fight this is coming to our country, that leadership for peace from young people had to be clearly demonstrated. And that's something we're really proud of, because at the end of the day, as young peace builders, we were trusted and we delivered. And that means it is possible. Thank you. Thank you very much, Gwen. I think your reflection shares that the value of women and young people in this conversation is not only about sitting on the table. It's not only about having the resources to take action. It's the ability to be able to leverage on every energy they have to be able to make it work. Because when it works for all of them. I think this is the message that you were able to share, that young people are taking the lead. They are not expecting to sit on the table to govern this or whatsoever. But even when the opportunities are rare, they are ensuring that they play their part in putting everything it takes, with or without resources, to make it work. I think this is so inspiring, how young people are supposed to engage, what is happening, women in these processes, and this takes us now to another key conversation over there. My thought is to close the reflection with another young person, but I move over to Her Excellency Banakem Nelly, Commissioner in charge of the promotion of gender, human and social development at the ECAS Commission. Ma'am, you've heard these reflections coming from security sector, coming from people working on governance, coming from young people doing work in the community. And the region, ECAS, is a very interesting one,
You have realities in the Lake Chad Basin stretch as well on this same subject. And in your leadership, these are things you deal with, very every day. My question, water insecurity has gendered specific impact, exposing girls and women to protection-related issues. This places an additional burden, to the context that we have in the region. What policy and regional mechanisms are needed to better protect these women and ensure that their meaningful participation leads to solution? Please try. Can you test the mic to see if it works? If not, I'll walk towards you. No. Okay. Thank you very much, Mr. Moderator. Thank you for the question. It was really interesting. Before answering them, I would like to acknowledge all the people in the room and particularly the government of Burundi for organizing this historic event, also acknowledging the presence of the invitation that was extended to ECAS. I was saying that je disais que cette question est très importante, elle est très intéressante, parce que nous avons entendu ce qui est fait au niveau régional, au niveau national, par les exemples qui ont été présentés par le Burundi. Nous avons entendu ce que notre collègue d'ONU Femmes présentait au niveau de l'Union africaine. Nous avons entendu notre jeune collègue pour la société civile. Mais il faudrait bien que tout cela rentre dans un cadre précis. Et au niveau régional, il est important qu'un rôle soit joué. Les actions qui sont entreprises au niveau national, comme on sait, l'eau est également un élément transfrontalier. Il y a beaucoup de rivières, il y a beaucoup de fleuves qui traversent un ou plusieurs pays. On a cité l'exemple plus tôt ce matin de tout ce qui a entouré la construction du barrage de la Renaissance. On sait que l'eau peut être source de conflit, non seulement à l'international, mais aussi au niveau national. Alors au niveau régional, ce qui est important de faire, c'est de rassembler tout ce qui est fait au niveau national, au niveau des gouvernements, au niveau de la société civile, au niveau des partenaires et mettre en place un mécanisme de coordination. Il y a deux mots-clés à mettre en place. Deux mots-clés à retenir. Il y a la coordination et il y a l'harmonisation et la création des plateformes. Il faut commencer par mettre en place des cadres régionaux qui vont encadrer ce qui est fait au niveau national par les différentes parties prenantes. Ces cadres régionaux peuvent concerner les femmes, concerner les jeunes, concerner l'eau également, qui est le sujet en ce moment. En Afrique centrale, au niveau de la CEAC, nous avons un cadre qui concerne les femmes, notre agenda commun. Et dans l'agenda commun, il y a des actions qui ont été préconisées pour permettre que les femmes se mettent ensemble, que les États se mettent ensemble pour gérer la question des femmes. C'est vrai que l'eau ne ressort pas de manière particulière, mais ça sera peut-être le point de départ aujourd'hui pour qu'au niveau régional, cette question soit mise sur la table et qu'elle soit discutée au niveau des pays de la CEAC. On a parlé de la budgétisation sensible au genre. C'est très bien, c'est fait au niveau national, mais il faudrait qu'au niveau régional, un cadre soit mis en place pour permettre que cette budgétisation sensible au genre permette que les infrastructures d'eau tiennent compte des réalités des femmes. Si par exemple les femmes sont susceptibles de subir des violences sur les points d'eau, autour des points d'eau, en chemin vers les points d'eau, il faudrait qu'au niveau des instances régionales, l'attention soit attirée, les cas de concertation soient mis en place pour qu'on puisse tous ensemble réfléchir et adopter la mesure appropriée pour que les budgets, lorsqu'ils sont attribués au niveau des ministères compétents, que ce soit la défense des infrastructures, même au niveau de la société civile, tiennent compte également de tous ces aspects qui impactent les femmes lorsqu'elles vont chercher de l'eau. Il y a les réformes foncières. La femme, dans beaucoup de pays, n'a pas la même latitude que les hommes à avoir accès à la terre. Et parfois, généralement, l'eau est liée à la terre. Si la femme n'a pas cette possibilité d'avoir accès à la terre, d'avoir accès à l'eau, cela complexifie également sa situation. Et un dernier point qui n'est pas des moindres, par lequel je vais terminer, c'est la question des données. Parce qu'on ne peut pas traiter un sujet qu'on ne connaît pas. On ne peut pas traiter un sujet sur lequel on n'a pas de données. Et il est important qu'au niveau régional, des données soient collectées, désagrégées par sexe et aussi par sujet, notamment le sujet de l'eau. Au niveau de la CEAC, nous avons le projet d'avoir un observatoire régional
sur les femmes. Il serait vraiment partant des discussions d'aujourd'hui et ce serait bien utile d'avoir un élément relatif à l'accès à l'eau pour que toutes les données qui soient collectées au niveau des pays soient compulsées au niveau régional à l'observatoire et permettre qu'on prenne des politiques appropriées pour permettre que les femmes aient accès à l'eau et minimiser les violences qu'elles peuvent avoir au niveau des points d'eau, vers l'eau et autour de l'eau. Merci. Merci beaucoup, madame. Thank you so much. Votre réflexion était vraiment séante parce que vous avez bien noté le fait que votre travail au niveau régional, c'est pour rassurer que les réflexions nationales peuvent être mieux encadrées. Et dans ce sens, l'idée d'un observatoire était parmi les innovations que l'institution est en train de travailler sur. Having an observatory of women who can be able to reflect on this conversation and help the countries, to be able to do this even better. And something very interesting is the role of the institution in advising government budget-wise on how to invest and put money on this conversation. And this takes me to our second question, which is on the nexus of WPS and YPS. And this is so interesting because ECOS has been doing a lot on women in peace building as well as young people. How do you think we can better integrate these two agendas within the regional peace and security efforts so that women and youth are not only seen as the population affected by water insecurity, but as partners and leaders in building resilience and social cohesion? Merci beaucoup. On l'a dit tout à l'heure, cette réunion est historique. C'est la première fois que les agendas femmes, paix et sécurité et jeunes, paix et sécurité sont liés. Vous savez, une fois qu'on a les femmes, une fois qu'on a les jeunes, on a les trois quarts du monde. Et avec eux, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Donc, une fois qu'on a lié les femmes, paix et sécurité, l'agenda paix et sécurité, je suis presque sûr qu'on a gérer la moitié ou les trois quarts du problème. Parce qu'on a la force de la jeunesse, on a l'ingéniosité et la sensibilité des femmes qui, mis ensemble, peuvent apporter des solutions innovantes. Mettre ensemble la femmes, paix et sécurité, jeunes paix et sécurité, passe également par la mise en commun de la gouvernance de l'eau avec les architectures de paix. On sait qu'il y a un certain nombre de mécanismes qui existent au niveau africain, au niveau international, en matière de paix et sécurité. Il faudrait que les femmes et les jeunes soient intégrés dans ces mécanismes-là, pas seulement comme victimes, pas seulement comme sujets, mais comme acteurs, comme leaders dans la mise en place de ces mécanismes. Cela inclurait les mécanismes d'alerte précoce qui sont inhérents à ces mécanismes de gouvernance institutionnelle. Cela impliquerait également la diplomatie préventive de l'eau, parce que l'eau est une source de conflit, mais on peut prévenir ces conflits-là au niveau communautaire, au niveau national, au niveau international. On peut intégrer les femmes, on peut intégrer les jeunes dans les mécanismes de gouvernance de l'eau par la diplomatie préventive, parce qu'il vaut mieux toujours prévenir le conflit. Les femmes ont cette habilité à détecter bien avant que le conflit éclate des signaux précurseurs. Si les mécanismes de paix et de sécurité peuvent intégrer les femmes et les jeunes pour pouvoir détecter assez rapidement les signes avant-coureurs de conflits, on aura fait un grand pas. On pourrait également utiliser les femmes et les jeunes pour valoriser les savoirs locaux en les intégrant dans les mécanismes de gestion paritaire des eaux, en les intégrant dans la médiation environnementale et aussi dans les innovations et dans les technologies. Et c'est pour ça qu'il est également important que lorsqu'on met en place ces mécanismes de paix et de sécurité, lorsqu'on met en place des mécanismes de gestion préventive des conflits liés à l'eau, qu'on ne perde pas de vue toute la question liée à l'éducation et à l'innovation. Encourager les femmes, encourager les jeunes à venir avec des solutions innovantes qui peuvent permettre de pallier les difficultés qu'on peut trouver sur le terrain et de résoudre plus facilement les questions de conflits liés à l'eau. Donc il est vraiment important et c'est encore une fois l'occasion de saluer l'initiative aujourd'hui de lier ces deux agendas parce que comme je l'ai dit au début, une fois qu'on a les femmes et les jeunes, on a les trois quarts du monde. Merci.
When we have young people and women, we have it all. I mean, that is your reflection. And the fact that we really need to look at the woman's ability for early warning. You presented it as if it's a gift that women possess. And I think this makes a lot of sense, this ability to, to discern and see things even before, which is really, really important. And how do we bring these practically and tapping into education, innovation, and seeing women and young people as a key voice. I think this is your reflection. And the fact that we are having this conversation shows that it is time to work hand in gloves towards achieving this shared objective. Ladies and gentlemen, and I turn to the other side. And like we talked about earlier, making this panel interesting was to have young women who are leading in this conversation. And we are very pleased to have JEUNESSE, who is a representative from the Office of the AU Special Envoy on Women, Peace and Security, and a member of the famous WISE Youth Program by the African Union. JEUNESSE, your work cuts from understanding what happens locally, and you've been engaging in this conversation at a policy level, at AU level. And how can African women, peace and security architecture be more effectively integrated to water security conversation, conflict prevention, and peace building, while strengthening accountability for the implementation of the women, peace and security commitments within the mandate of the Office of the Special Envoy? Over to you. Thank you. It's working? All right. Your Excellencies, senior colleagues, distinguished women and youth leaders, good afternoon. Bon après-midi à tous. Ujambo. Thank you very much. Standing on the existing protocol, please allow me to extend my warm regards and thanks to the government and the people of Burundi for the incredible hospitality we have benefited since the beginning of this very important meeting, and more specifically thank truly the President of the Republic of Burundi, the Chairperson of the African Union, and the African Union Champion on Youth, Peace and Security for bringing us all together today. Thank you also for making sure that the Women, Peace and Security is part of this very important conversation here in Bujumbura, the capital of youth, and I might say the capital of youth and African women as well. Now to come back to your question, Christian, and also under the control of my boss, Her Excellency Liberata Mulamula, the Special Envoy on Women, Peace and Security. I would like to say that this question is very complex, and making sure that water security is integrated into the women, peace and security architecture of the African continent, and specifically within the mandate of the Peace and Security, the mandate of the Women, Peace and Security Office, requires a number of tools. It requires tools such as high-level advocacy. It requires tools such as evidence generation through research. It requires also coordination and mobilization tool. But most importantly, it also requires accountability. And I'm a little bit biased towards this point, which I'm going to focus more towards, because in the Office of the Special Envoy, my portfolio really focuses on gender monitoring and also reporting on the implementation of the Women, Peace and Security agenda. And in regards to that, there are two key frameworks: the National Action Plans on Women, Peace and Security that Madame Doris has briefly mentioned,
and also the Continental Results Framework. The national action plans are really the main tool when it comes to implementing the women, peace, and security. And as of today, the African continent boasts about 36 national action plans from member states who have adopted the national action plans, and also 6 regional economic communities who have also adopted regional action plans on women, peace, and security. I'm also referencing the Continental Results Framework, which is a groundbreaking tool that the Office of the Special Envoy on Women, Peace and Security has developed and was adopted in 2018 to ensure that member states are held accountable on the implementation of the Women, Peace and Security agenda. And the Office of the Special Envoy is the only mandated office when it comes to receiving the report of member states on their implementation of the NAPs. And truly these 2 tools, I think for me, are very important in making sure that issues of water security, and also a number of emerging threats, really, such as technological facilitated violence, such as the issue of also resource governance, are part and parcel of the women, peace, and security. Through the national action plans, member states have the opportunity, based on the 4 pillars of 1325, to clearly articulate the priorities when it comes to those pillars. So matters of emerging threats, water security, violent extremism, tech-facilitated violence, resource governance, climate change, can then be introduced within the national action plans to make sure that these issues are being addressed at the national and local level. Also, therefore, since, of course, the assumption of duty of Her Excellency to this position, we have worked very hard on 3 main things. First, to be closer to member states who are reviewing, adopting or validating the national action plan, the new generations, to make sure that these elements are captured. The emerging threats are clearly articulated, to also grow, to really grow the awareness around these critical issues that need to be implemented through the national action plans. We have supported member states in Liberia, in Malawi. We are also preparing to go to Seychelles and also countries of and Sao Tome and Principe to make sure that we are supporting member states in implementing the national action plan, and therefore having an opportunity to reflect those key challenges. The other also tool that we have been working on is to develop a guideline, a continental guideline on the development of national action plan, to be sure that beyond the few pilot countries that the office has targeted to provide that technical support, we have a dedicated guideline, a document, a toolkit that can support member states whilst they are developing the national action plan. Because as we all know, 1325 was adopted 25 years ago, almost 26 years. In October, and therefore it is important that we have this tool to not only help harmonize the development of national action plans within our member states, but also to make sure that these new issues are reflected, that member states have the knowledge and the tools to integrate those emerging threats and issues within the national action plan as they are developing it. The third and final point is really also the Continental Results Framework that I had mentioned from the onset. We are going towards the 10-year review of this continental tool. It is a tool that has 41 indicators, 28 for member states to report when it comes to the implementation of the WPS agenda based on the 4 pillars, but also 13 indicators for the African Union itself to be able to report when it comes to WPS mainstreaming within the Commission itself. And as we are going towards the 10-year of the
continental results framework, it gives also the office an opportunity to make sure that those indicators are also reflected. The new indicators when it comes to water security, when it comes to climate change, and also tech-facilitated violence are integrated so that we can hold also member states accountable when they are reporting on the implementation of WPS through the national action plans to the office of the special envoy. I wouldn't want to be called to order, so allow me to stop here for now. Thank you very much, Josiane. When there's content, sometimes you might want to say more, but thank you so much. These are very good, great reflections. The efforts of the Special Envoy's Office towards ensuring that guidance when it comes to developing national action plans should be set and enforced. You talked about the continental mechanism that ensures that there's accountability. And from the way you presented it, it really demonstrated that it's looking at member states, but also looking at the African Union, how they are getting things done and how they are getting results on the table. I mean, these has been a really interesting reflections that we've had. Unfortunately, time is not on our side. And I've received few messages and I could see people walking around saying, time is an issue. But nevertheless, this has been a great reflection. And in the interest of me leaving even much more empowered, ladies and gentlemen, dear participants, permit me, we just want to listen to your voices just one more time. Few seconds. What are your final words? Because we have young people in the room and we have the older generation. So, one word, one thing, few seconds, which you think that we could go home with as a take-home message. Your Excellency, we start with you, and we go this way, and then we go this way to close. Thank you so much. Very short. Thank you. Merci beaucoup. L'eau, c'est la vie. C'est un patrimoine commun où que nous devons préserver avec une bonne gouvernance et avec toute impartialité pour que nous tous nous puissions en bénéficier. Merci. L'eau est un produit économique. On peut en faire, on peut créer des emplois grâce à l'eau. L'eau peut servir au développement des pays et des nations. Et je pense qu'il faudrait avoir une nouvelle approche, une nouvelle manière de penser et faire de l'eau un moteur de la croissance économique de nos pays. Merci. Merci beaucoup. L'eau est une ressource alimentaire, l'eau est une ressource énergétique, l'eau peut aussi être une ressource sociale et une ressource pour la paix. Nous devons travailler dans ce sens. Merci. D'accord, merci. Pour moi, je suis très fière du niveau d'engagement que les jeunes accordent à l'agenda jeunesse, paix et sécurité. Je suis très fière du niveau d'engagement que les femmes accordent à l'agenda femmes, paix et sécurité. Et aujourd'hui, on nous offre cette belle plateforme pour pouvoir discuter de ces deux agendas. Et je pense qu'on en ressortira vraiment grandissant si on continue à travailler en synergie. Merci. If we want to prevent conflict, we have to address the issues people are fighting over before they become conflicts. Water is one of those. An investment in water is an investment in livelihoods, in dignity, in the protection of women and girls, and in the possibility of peace. I think this is the message. We should leave this dialogue remembering water is life. Water is peace, and it's a human security issue. Thank you. Thank you very, very much, Gwendoline and everyone. One thing that I've picked from all of this conversation, and I want us to do it together. Donc, un seul mot. Dans tout ce qu'on a dit ici, et on va crier ensemble. Donc, je pense que dans toute cette conversation, un seul mot, c'est collaboration. Parce qu'on est ensemble. Collaboration, c'est ça? Donc, when I will say un seul mot and we say collaboration, are we okay? My French and English is good, right? This is the benefit of being Cameroonian sometimes. It makes it different. Donc, ladies and gentlemen, all those in the room, I want us to say this together. Un seul mot. Un seul mot. Thank you very, very much.
dear panelists, and to the President of Burundi, thank you for trusting on the young people and for bringing us together. I was your moderator, Christian Achaleke from Cameroon. Thank you very much and enjoy the rest of your day. Thank you. Un tonnerre d'applaudissements pour ce panel incroyable qui a exploré le nexus entre l'eau, la jeunesse, paix et sécurité, femmes, paix et sécurité. Sans plus tarder, je vais inviter M. Ferdinand Matendo, président de la Chambre sectorielle des TIC à la Chambre fédérale du commerce et de l'industrie du Burundi pour la modération de la session suivante. M. Ferdinand, the floor is yours. Excellences, Mesdames, Messieurs les ministres, distingués invités, je voulais maintenant, je m'appelle d'abord Martin Fernand, comme on me l'a déjà annoncé. Je préside actuellement la Chambre du commerce, Chambre sectorielle de technologie de l'information et de communication au sein de la CFCIB, qui est la Chambre fédérale d'industrie du commerce du Burundi. On m'a proposé pour présider la session qui va suivre, notamment au rôle émergent des technologies émergentes et de l'intelligence artificielle dans la promotion des jeunes, des femmes, et la paix et la sécurité. Sans tarder, je voulais inviter directement les panélistes qui vont participer à cette discussion. Je commence directement à Son Excellence le ministre de Finances, du Budget et de l'économie numérique du Burundi, Dr Alain Ndikumana, de joindre ici le panel. Je poursuis également avec Gaspare Banhimbona, commissaire chargé de l'éducation, des sciences, des technologies, de l'innovation au sein de l'Union africaine. J'invite Simone Bondé Diouf, ancienne ambassadrice de la jeunesse africaine pour la paix en Afrique de l'Ouest. J'invite également Madame Pétridier Paul, membre du réseau Femmes Wise Afrique. J'invite également M. Blaise Kizito Ndukwe, co-organisatrice de Youth Creative Consortium, de joindre le panel. Ok, merci beaucoup. Je pense que le thème d'aujourd'hui, c'est un thème qui intéresse beaucoup plus, je pense, la jeunesse, parce que, comme vous le savez, la jeunesse, avec les technologies, je dis, ce sont au moins des sujets qui sont liés, parce qu'aucun jeune aujourd'hui n'a pas encore, qui dirait qu'il n'a pas encore exploité les technologies. Ils utilisent les technologies de l'information pour s'informer, pour se former, mais aussi pour produire. Vous le savez, les technologies de l'information sont devenues un outil de production, un outil de développement dans tous les secteurs. Mais malheureusement, comme vous le savez, cet outil est un outil à double tranchant. Il peut aussi être utilisé
dans des conflits armés. Comme vous le savez, et vous avez déjà entendu, on parle parfois de la manipulation de l'information, la désinformation, c'est un outil de propagande parfois. Il y a des menaces aussi qui sont perpétrées via les réseaux sociaux et les plateformes numériques, tout comme il y a aussi des outils qui sont développés parfois pour détruire. Vous le savez d'ailleurs que dans ces dernières années, il y a beaucoup d'utilisation des technologies avancées, que ce soit dans l'armée, dans le renseignement et dans la cybersécurité. C'est pour cela que nous voulons effectivement nous poser certaines questions. Qui sont les principaux acteurs dans ce domaine? Et vous le savez bien évidemment que les principaux acteurs, ce sont les jeunes. Ce sont les jeunes qui inventent cette technologie, ce sont eux qui les produisent, ce sont d'ailleurs eux qui le maîtrisent plus que quiconque. Et c'est pour cela que c'est aussi une opportunité. Si nous avons une jeunesse qui maîtrise ces outils, cela peut être aussi une opportunité pour former une armée de paix. Une armée pour vulgariser la paix, pour mobiliser les financements pour les dons humanitaires, pour participer dans la lutte contre la désinformation. Donc, c'est aussi une opportunité. Mais nous allons aussi associer à ce sujet les femmes. Les femmes qui sont aussi victimes parfois de ces outils numériques, parce que vous savez qu'il y a aussi des violences qui sont parfois perpétrées via ces technologies de l'information, via le numérique. C'est pour cela que nous avons associé dans ce panel les femmes pour que nous puissions effectivement voir comment transformer ces outils en des outils de paix et de la sécurité. Je voulais sans tarder inviter directement les panélistes à participer dans cette discussion, en commençant par l'ancienne ambassadrice de la jeunesse africaine, Madame Simone Diouf, en lui posant directement des questions, parce que comme nous avons le temps assez limité, je m'adresse directement à elle à des questions. Madame, d'après votre expérience, où voyez-vous les plus grandes opportunités pour les jeunes d'utiliser les technologies numériques et l'IA comme outil de prévention des conflits et de consolidation de la paix et d'engagement civique? La deuxième question, comment pouvez-vous mieux connecter les jeunes et les femmes dans les zones de conflit tout en les protégeant contre la désinformation, les cybermenaces et de la violence en ligne sans limiter leurs opportunités? À vous la parole, Madame Simone. Merci beaucoup, j'espère que vous m'entendez. Mon nom est Simone Diouf, comme vous l'avez dit, ancienne jeune ambassadrice pour la paix de l'Union africaine, chercheuse, praticienne aussi des agendas Femmes, Paix et Sécurité, Jeunesse, Paix et Sécurité. Je remercie vraiment le gouvernement du Burundi. Vous m'entendez? Ok, je remercie le gouvernement du Burundi. Ok, est-ce que Merci, c'est beaucoup mieux. Je remercie vraiment le gouvernement du Burundi et les jeunes Burundais aussi pour leur accueil chaleureux. C'est toujours un plaisir de revenir pour ce dialogue continental. J'en suis à mon 3e, donc c'est vraiment un plaisir d'être là. Et pourquoi aussi je suis heureuse d'être dans ce panel, c'est que l'année dernière, j'ai eu le plaisir de revenir ici au Burundi, pas dans le cadre de ce dialogue continental, mais pour former et avoir des discussions avec des jeunes burundais dans le cadre d'une activité financée par l'Organisation internationale de la francophonie sur l'usage de l'intelligence artificielle
pour lutter contre la manipulation des faits et la manipulation de l'information et la vérification des faits. Donc j'étais avec Yeli Burundi, une organisation de jeunes avec qui on travaille et qui ont vraiment contribué au plan d'action national Jeunesse, Paix et Sécurité du Burundi. Donc c'est dans ce cadre-là, comme ils ont identifié ces questions de technologie digitale dans le plan d'action national, qu'on a commencé à travailler. Donc les jeunes burundais n'ont pas attendu des forats comme ça pour travailler sur ces questions-là. Il y a des jeunes qui ont commencé à réfléchir sur ces défis, sur ces thématiques émergentes de l'agenda Jeunesse, Paix et Sécurité. Donc c'est pourquoi voilà, je suis aussi heureuse de pouvoir parler de ça. Donc concernant les opportunités, bon, j'en vois plusieurs. Tout d'abord, la première opportunité, c'est lié au pilier prévention. Donc je vais essayer de lier vraiment mon intervention avec les différents piliers. On a la chance, on a des piliers au niveau des agendas femmes, paix et sécurité et jeunesse, paix et sécurité qui se recoupent. Donc là, j'aimerais parler davantage du pilier prévention. C'est un pilier qu'on a dans les deux agendas. Et je pense que ces technologies émergentes, il faut aussi dire que sont ces technologies émergentes. On a voilà, l'IA, l'intelligence artificielle, l'IA générative, tout ce qui est blockchain, tout ce qui est les plateformes de traduction automatique. On a les plateformes aussi délibératives qu'on utilise pour la consultation. On a les drones. Voilà, ces technologies sont diverses. Donc maintenant, c'est à nous de voir comment vraiment l'agenda, ces deux agendas femmes, paix et sécurité, jeunesse, paix et sécurité peuvent les utiliser. Et pour moi, la première opportunité, c'est vraiment renforcer ce pilier prévention à travers l'alerte précoce. Il faut qu'on puisse passer d'une logique vraiment de réaction à une logique, à une culture vraiment de la prévention, et l'IA peut nous aider là-dessus. Vous savez que l'IA nous permet vraiment d'analyser une quantité astronomique de données. Voilà, que ce soit des données en matière d'incidents sécuritaires, des données en matière de mouvement de population, des données climatiques. Voilà, on a toutes ces données-là. Mais que faisons-nous de ces données? Et l'IA peut nous aider vraiment à analyser maintenant ces données. C'est plus facile avec l'intelligence artificielle. Et cela nous permet d'identifier ce qu'on appelle les signaux faibles. Les signaux faibles des conflits, d'analyser des tendances, que ce soit au niveau des ressources naturelles, que ce soit au niveau, que ce soit les risques sécuritaires, que ce soit au niveau de la désinformation. Donc l'IA peut nous permettre vraiment de travailler de prévenir ces risques-là, en analysant, en nous permettant d'analyser de plus en plus de données. Maintenant, l'enjeu pour les agendas femmes, paix et sécurité et jeunesse, paix et sécurité, c'est de ne pas faire que les femmes soient juste là en train qu'elles soient, les femmes et les jeunes soient juste là, qu'on recueille des données d'eux, mais qu'eux aussi puissent produire ces données-là et les analyser tout seuls. Et aussi partager leur rapport avec les communautés économiques régionales. Par exemple, je sais que la CEDEAO a ECOWARN, pour tout ce qui est analyse de l'alerte précoce. L'Union africaine a aussi son cadre d'alerte précoce. Donc il faut que l'enjeu vraiment pour ces deux agendas, c'est de faire maintenant des femmes et des jeunes vraiment des acteurs qui produisent de l'analyse, qui font de l'alerte précoce. Donc, et ça, les technologies peuvent nous aider. Deuxième opportunité, renforcer le pilier participation. Dans ces deux agendas, on a un pilier très très fort qui est la participation. Et en général, c'est le pilier le plus mis en œuvre. Voilà. Et pour moi, ce que je vois, c'est qu'actuellement, on consulte beaucoup les femmes et les jeunes. On nous appelle toujours à remplir des questionnaires. On nous demande de venir dans des ateliers. On nous consulte. Et ça... le problème, c'est qu'il y a ce qu'on appelle maintenant une black box. On nous demande juste, on nous consulte, mais on n'a pas de retour. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qui a été fait des données que nous, on a produites. Et dans la recherche, c'est ça qu'on appelle le black box. Maintenant, ces nouvelles technologies émergentes-là, notamment les plateformes délibératives, les plateformes de traduction, peuvent nous permettre maintenant qu'on ne s'arrête plus seulement à la collecte de nos opinions. On peut aller plus loin. Donc la technologie délibérative, qui est surtout boostée par l'IA, peut permettre maintenant d'aller plus loin pour recueillir maintenant
des contributions, mais en plus de cela, identifier des tendances, identifier des divergences, identifier des priorités collectives et maintenant donner des recommandations. Il y a des plateformes comme ça qui existent. Et j'avais vu quelque chose de très intéressant en Asie du Sud-Est. Ils avaient une plateforme qui s'appelle Etoka. Et une plateforme, ça a permis de faire une grande consultation avec des jeunes. Presque de 11 000 jeunes ont visité la plateforme. Et cette plateforme-là, ça ne permet pas seulement de capter ce que disent les jeunes, mais ça permet aussi d'échanger entre jeunes avec des mécanismes de traduction. Il y avait 7 langues où des gens pouvaient discuter, il y avait des recommandations, il y avait des priorités qui se dégageaient à travers cette plateforme. Et cela redéfinit la participation en tant que telle. On ne collecte pas seulement l'information, mais la participation va un peu plus loin. Ça veut dire qu'on participe aussi à façonner les politiques publiques, mais de façon directe. Donc c'est ça aussi pour moi qui est aussi une opportunité. Je voulais mentionner une troisième chose, c'est que l'IA et ces nouvelles technologies permettent aussi de libérer l'expertise. On a une démocratisation de l'expertise qui est là. Lorsqu'on regarde les organisations de jeunes qui s'approprient ces plateformes-là, que ce soit les plateformes de traduction, que ce soit les plateformes délibératives, que ce soit l'intelligence artificielle en tant que telle, que ce soit les plateformes ChatGPT, etc. Mais ils arrivent à utiliser ces plateformes-là pour le travail de tous les jours, que ce soit produire des données, produire des notes conceptuelles, rendre des rapports, et cela facilite le travail. C'est un gain de temps, surtout pour des organisations qui sont au niveau grassroots. Donc pour moi, il y a une démocratisation de l'expertise, et cela leur permet aussi de gagner en expertise, de pouvoir produire des données, produire des rapports, comme les structures, les communautés économiques régionales le font. Je vais terminer aussi par quelque chose que j'ai vu et qui m'a interpellée, surtout dans le travail que je fais avec les plans d'action nationaux. Et j'insiste beaucoup sur l'aspect suivi et redevabilité. Et avec ces nouvelles technologies émergentes, on arrive vraiment à suivre ce qui s'est fait. Par exemple, lorsqu'on adopte un plan d'action national, on peut revenir 3 ans après, avec juste les indicateurs, revenir et dire qu'est-ce qui a été fait, quelles sont les activités qui ont été réalisées. Tout ça grâce à la technologie. Donc, il y a aussi un boost sur la redevabilité avec ces plateformes-là, que ce soit au niveau continental. Je pense que Josiane en a parlé avec le cadre continental de résultats. Même chose pour les plans d'action nationaux. Donc, ces nouvelles technologies-là nous permettent d'accélérer la redevabilité et de suivre vraiment les engagements qui ont été faits. Et pour moi, c'est vraiment très, très, très prometteur. Voilà, je pense que je vais m'en arrêter là. Et peut-être dans la clôture, revenir aussi sur les défis, car bien évidemment, ces technologies-là ne sont ni démocratiques, ni pacifiques, parce qu'elles ont été produites par des hommes. Donc, il y a aussi, voilà, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a aussi là où le bas blesse, c'est quand voilà, il y a tout cet aspect-là des informations, manipulation des faits, violence en ligne qui se mêle dedans. Mais je vais m'en arrêter là pour l'instant. Je vous remercie. Merci Simone. Si j'ai bien saisi votre intervention, vous pointez beaucoup plus les opportunités que les menaces finalement, pour dire que la jeunesse a toute la chance d'exploiter effectivement les technologies de l'information et de communication pour développer notre continent et peut-être aussi se prévenir contre les conflits armés qui continuent à ravager certaines régions de notre Afrique. J'aimerais maintenant me tourner vers Madame Pétridier Paul, membre du réseau Femmes d'Ève. Je voulais lui adresser aussi des questions. Vous êtes dans le réseau de femmes et comme vous le savez, les femmes sont souvent des victimes des menaces en ligne. Mais du point de vue des femmes médiatrices, comment les technologies de l'information et de communication peuvent-elles renforcer la participation significative des femmes au processus de médiation et de paix, notamment en permettant aux femmes au sein des communautés d'apporter des informations, des points de vue et des signaux d'alerte précoces aux efforts officiels de paix. La deuxième question, la technologie peut potentiellement réduire l'écart
entre les communautés et le processus de paix officiel. Quel mécanisme numérique concret pourrait contribuer à garantir les expériences et les priorités de femmes de la communauté soient prises en compte et contribuent efficacement au processus de médiation des voies 1 et 2. À vous la parole, madame. Merci. J'ai fait mon intervention en anglais, please. Excellencies, ladies and gentlemen, please allow me to also stand on existing protocols. As a member of the African Union FemWise Africa, but also I do co-chair the Tanzanian Women Peace and Security Coalition that is under the oversight of the Ministry of Community Development, Gender and Special Groups of the United Republic of Tanzania. I wouldn't really go deep to start introducing what is FemWise, since that was eloquently done by our co-president of FemWise earlier today, Honorable Justice Effie. And she already shared what FemWise is and what we actually do. So please do allow me to dive in directly to the segment question on how best do we actually work with digital technologies and AI, especially to strengthen women's meaningful participation in the mediation and peace processes. For us at FemWise, we actually do recognize that digital technology and AI is not simply a communication tool, but as an instrument that can help shift women from being just recipients of the peace process, but also active contributors, mediators, early warning actors, and decision makers. And maybe just to start directly on the component of digital technologies, we are currently using a lot of digital platforms, not only within our network, but I think everyone in the room here does use a digital platform. Even if not, you do own a smartphone. Even if you do not own a smartphone, you can still use a digital platform through a normal USSD phone. So digital platforms actually do expand women's access to mediation spaces, especially when you look at women in remote and conflicted communities that are often excluded in formal mediation settings. And the best option they can actually afford is to actually have online consultations in safe spaces that they can contribute their views without necessarily having to travel to several negotiation tables or even avenues. And I'll trickle it down to what exactly we've done recently at the AU FemWise network within our members. And some of our members are already in the room. So we actually held an online learning series session for a couple of months now, around 4 to 5 months, with the women of Southern Africa to really unpack the pillars of the UNSR and also to unpack the different conflict mediation strategies together with the leaders of Africa Institute. We managed to actually educate about 1,000, if not more, actually direct recipients who attended our sessions through online platforms. And some of you might say maybe it's just an online learning session, but I think what we've all seen within our communities, people do not have access to information and education, but also access to information. So we got a huge turnout, but it wasn't only about the numbers. We brought in seasoned women mediators, and I think that's the unique factor that we do at the FemWise Africa Network. I'm a young woman myself and a youth advocate, but we have a broad range of seasoned women mediators and peace actors within the FemWise Africa Network, which we are actually learning together. It's part of the intergenerational co-leadership that we are actually really amplifying and walking the talk. So women mediators from across Zambia to the DRC, Morocco to Lesotho, from judiciaries to activists, we worked together within several digital platforms to educate the community. And the impact was not only
women-led, we brought men on board. Because for us, we recognize that men are actually allies when it comes to the peace process and mediation efforts, whether informal and informal settings. So please do allow me to also circle back. Now, how does AI strengthen women-led early warning and early action? I'm not an AI expert, but this year I did develop my own AI tool, and I'll get to share how I actually did that. You don't really need to be a techie expert to develop an AI tool or to use AI itself. And AI goes beyond ChatGPT. So women are often mostly the first ones to detect changes in the communities, especially the different dynamics that are related to displacement, violence against women. And I think my sister Simone did mention it quite broadly in her submission. And please do allow me once again to contextualize this to the United Republic of Tanzania. Through the Tanzanian Women, Peace and Security Coalition, that we actually also adopted AI-assisted analysis in communities, we actually identify different emerging conflict hotspots, patterns of hate speech, displacement trends, but also gender-based violence threats. And how do we do this? We do this through the existing work that are done at grassroots level. I'm here before you today, looking really smart and well presented, but let's meet back home and you'll see the actual work we do on the ground. It's not always pretty as we present it to be. So we actually analyze the findings, and within these findings, we work together with at national level, supporting the Ministry of Home Affairs, which is actually responsible for defense and security. As you know, yes, we are working on the ground, but there are those who are actually in charge to get the job done. And it's our governments. And I think I do echo that we really need to leverage on how best we work on our governments to foster meaningful collaborations. We can be tech experts, we can have understanding of AIs, but some of our government officials don't have that luxury. And I think that's what we actually do within our coalition itself. So where am I getting at? As I said earlier, AI is not only ChatGPT, and everyone in this room can create their own AI tool or platform if given the right tool. But most of you don't have access. So despite the fact that we do have, and we have actually engaged women in the AI mediation process, and the technology that currently is designed is around do not harm, but we have seen the effects of digital technology, AI, in creating conflicts, attributing to protests, and creating chaos in our countries. We must also recognize that within the tech experts, within the platforms that we use, we need to ensure the AI tools offer actually data-sensitive protection, but also protection from online harassment and adoptions to address this algorithm. And I think that's why we as experts are here in the room, to ensure that we trickle down and feed in the information that is accurate within the AI tools and digital platforms. I think something that echoed to me earlier from the opening session, Honorable Emerence, the president of the National Women's Forum, from the Republic of Burundi, I stand corrected, which is our host country per se. She mentioned that if women cannot always physically enter the mediation room, technology can help ensure that their voices enter the room. And I think this is what we are actually pushing forward. That yes, we do have spaces, we do have experts, but how best can the experts in the room, outside the room, trickle in the information? We can't educate a population of 66 million all in one forum, and I mean 66 million, I'm referring to my country in the United Republic of Tanzania. But if we do have the right platform, resources, that is something that can be done, and we need to work smartly, moving with the current digital trends. It's not being lazy per se, it's being smart oriented and ensuring that what actually works within our settings for us who work at the grassroots can also work for everyone. And we reach
hundreds or even thousands in multiple folds. I thank you. Merci beaucoup, Madame Pétridier. Je m'attendais effectivement qu'elle puisse dénoncer les technologies de l'information. Finalement, c'est vous qui en faites la promotion. Donc, si j'ai bien suivi, l'utilisation de l'IA, c'est déjà un outil qui est bien exploité, qui est bien connu dans le monde, dans la médiation, qui a déjà porté d'ailleurs beaucoup de fruits et de résultats. Nous apprécions effectivement que vous puissiez encourager tout le monde à utiliser cet outil. Et c'est pour cela que je me tourne directement à côté de Blaise Kizito, qui est co-organisatrice de Youth Creative Consortium. Je pense que ça doit être dans l'innovation, effectivement. Et vous avez vu que nous avons mentionné que les jeunes, ce sont effectivement, sont eux qui créent, qui innovent, qui produisent ces outils généralement qui sont utilisés dans le domaine du numérique. J'aimerais vous poser des questions. Les jeunes africains utilisent les plateformes numériques, les industries créatives et les nouvelles technologies pour façonner les récits et mobiliser les communautés. Comment pouvons-nous exploiter plus délibérément cette créativité pour pouvoir promouvoir la paix contre les discours néfastes et renforcer la cause sociale? Ça, c'est la première question. La deuxième question, l'innovation est omniprésente chez les jeunes, souvent en dehors des institutions formelles. Quels mécanismes sont nécessaires pour relier les technologies de l'information et les solutions technologiques, la créativité issue de ces initiatives au gouvernement, à l'Union africaine, au SER et aux autres institutions de paix et sécurité, afin que les innovations prometteuses puissent être généralisées? À vous la parole, M. Kizito. Thank you, Mr. Moderator. Your Excellencies, distinguished delegates, fellow young people, permit me to align myself with the already established protocol. My name is Blaise Kizito Ndukwe. All of my names are typical African names. Kizito from Uganda, Blaise from Uganda, and Chiedozie from Nigeria. I think we need to make this conversation very practical. And I come up with this question. Do we want to continue being consumers or co-creators of artificial intelligence and technologies that understands our realities? When we talk of the role of emerging technology and artificial intelligence in promoting youth, women, peace, and security, are we considering a young peace builder in the typical rural environment that have little or no access to data, no access to electricity and network? So if we must aim at using digital transformation to advance peace and security, it must be organic. I want to stand here as the convener of the Youth Creative Consortium to state that we should move from consumption to creating systems, artificial intelligence, and technologies that understands that in some part of this country, there is limited electricity. In some part of Nigeria, we don't have good roads and all. So we should understand that these systems that understands us better can function well. I'm a computer scientist by academic, and I'm working on a master's project, which is hybrid artificial intelligence for early warning and crisis
prevention. And I always ask myself one question. When I try to use my artificial intelligence when I ask my AI to advance a photo of an African young man, most time it doesn't come out clear. But when I ask the same AI, the same system, to advance a picture of a white man, it comes as perfect. So even in technology and AI, Africans are being marginalized. So we should start building our own systems. Can we develop peace building and early warning systems that require little or no constant internet? It is very possible. Those that created the system that we are using today, I don't think they came from heaven. They are just like us. Let us look into our resources and see how we can build systems that make use of our resources and solar. Technology must transit from being communication system to peace building system. I'm not entirely saying that we shouldn't use the already available artificial intelligence for peace building. But what I'm trying to say, there is a story. 2 years ago, I was on a WhatsApp call with a friend, Emeka. While on the call, I heard a gunshot and he screamed. As somebody that is already informed in early warning signs, I had to contact a local vigilante. And as God may have it, fortunately, they were able to intervene, and that was how the situation was brought under control. Now, this is to tell us that these systems that we have been distracted to just making use of them for communication can do much work in early warning mechanisms. For your question, I think the first thing we need to recognize is that young Africans are shaping narratives and mobilizing communities. Young Africans are building wonderful systems, wonderful solutions for peace building, but there are limitations. Many of these systems ends at the prototype stage because of what? Financing. There is much gap between youth innovation and government, regional economic communities. I wouldn't say there is gap between youth innovation and African Union, because if there was a gap, I wouldn't be sitting down here. The gap has been closed. Clap hand for African Union. So, I want us to be very practical and let us be very organic. A rich man, rich people value their lives very well. But the poor people pay less value to their lives. So being a tool to insecurity itself is a threat to life. So those that are stakeholders of insecurity, they understand that they are risking their life to so many things. But what can they do? Because of the less value that they show to their life, they keep indulging in these activities. And Africa have millions of poor people. So how can we silence the gun when we have millions of poor people? So the best thing we should do is what? We should inform everybody, the youth, the women, and the men, that these systems can actually advance our businesses, our small scale, our big scale businesses. They can actually make us to earn at least our daily bread. I believe if everybody in Africa can provide for his daily bread, insecurity will die a natural death. YCC, I don't want to talk much about YCC because I want to invite you for our side event tomorrow. So when you come tomorrow, you will see how partnership can transform and advance security, peace and security in Africa. YCC have been able to identify young people with creative talent, art, music, a lot of things. So if you come tomorrow, I'm inviting you to Donatus Hall, particularly Diamond Hall, to witness how partnership can actually advance peace and security. Because of time, I see everybody's face, they are tired. I end here. I thank you so much. Merci, Monsieur Kizito, pour votre intervention qui soit intéressante, parce que vous associez l'innovation finalement aux technologies numériques. Et c'est très important pour la jeunesse en Afrique,
Parce que moi, comme je le dis toujours, que les jeunes africains sont naturellement des entrepreneurs, sont naturellement des créatifs. Et d'ailleurs, quand on parle de la jeunesse en Afrique, il faut associer aussi l'artisanat. Et l'artisanat, vous savez, c'est cet esprit d'innovation, de créativité, d'innovation qui se manifeste à travers des outils, des objets d'art, de l'artisanat, les artistes, la musique et tout ça. C'est cet esprit de créativité, effectivement, qui génère ces talents, qui mettent ces créativités, ces industries créatives qui naissent à partir de la créativité. Merci beaucoup. Je pense que vous avez déjà invité, vous avez side event demain, peut-être qu'ils vont vous joindre. Vous avez déjà invité les jeunes, je pense qu'ils sont nombreux ici dans la salle, ils vont rejoindre votre side event. J'aimerais maintenant me tourner vers le professeur Gaspard Banyangimbona, commissaire chargé de l'éducation, des sciences, technologies et innovations au sein de l'Union africaine. Vous avez déjà entendu, même si on avait peur que peut-être le numérique puisse alimenter des conflits, mais nous avons, d'après les interventions que nous avons déjà suivies ici, ça montre que finalement, les technologies de l'information, l'IA, sont plutôt au service de la paix. Alors la question ici, comment l'IA et les technologies émergentes peuvent-elles passer du statut de simples outils de réponse aux crises à celui de véritables instruments de prévention des conflits, notamment autour des ressources partagées comme l'eau? La deuxième question, comment l'Union africaine peut-elle faire des jeunes et des femmes, de véritables architectes de solutions technologiques pour la paix, notamment à travers le CESA 2026-2035 et d'autres initiatives continentales. À vous la parole, monsieur le professeur. Merci, monsieur le modérateur. Excellences, mesdames, messieurs, chers acteurs et bâtisseurs de la paix, tout protocole observé, bon après-midi. Monsieur le modérateur, je serais intéressé de répondre à votre question par une question. À entendre parler mes collègues, j'étais un peu intrigué parce que tellement on entend peut-être les choses de la même manière. Mais je suis tenté de demander si dans la salle, il y a quelqu'un qui n'a pas été à l'école, qui est là. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui n'a jamais été à l'école? Oui, à l'école. Vous m'avez entendu. Voilà, je vais vous dire, il n'y a pas eu de main levée, je pense que j'étais audible. C'est que peut-être ce qu'on manque n'est pas forcément ce qu'on est en train de discuter ici. Permettez-moi, monsieur le modérateur, de plutôt citer Nelson Mandela qui disait que l'éducation est l'arme la plus puissante que vous pouvez utiliser pour changer le monde. Et je pense que l'injustice commence par là. Il y en a, et ils sont nombreux, ceux-là, à qui on n'a pas donné cette arme. Mais on veut maintenant qu'ils contribuent à changer le monde comme nous le souhaitons. Et c'est là le premier problème. Mais sinon, permettez aussi que je puisse constater avec vous qu'en fait, cette arme réelle chez certains et hypothétique chez les autres est entre les mains finalement de notre puissance de frappe en tant que continent. C'est entre les mains de la jeunesse et j'ai entendu des statistiques ce matin. Si on limite l'âge de la jeunesse à 25 ans, comme le font le système des Nations Unies, on est déjà à 60%. Si on va jusqu'à 35, comme le fait l'Union africaine, on est à 75%. Et si on combine avec les femmes, ça veut dire que les gens comme moi, bon, je ne suis ni jeune ni femme, on est minoritaire. Et qu'est-ce qui s'est passé finalement pour qu'on se retrouve avec une majorité plus ou moins exclue
alors que l'on se dit que l'on est dans la démocratie. Toute cette histoire d'intégrer, d'impliquer, etc., moi je trouve que c'est un débat qui devait être fait d'une autre manière. Mais disons, je veux dire que quoi? Je veux dire que en tenant cela en considération, c'est là en fait que l'on considère que le département de l'éducation, la science, la technologie et l'innovation de l'Union africaine finalement peut jouer un rôle parce que nous faisons, disons, nous voudrions que l'éducation soit le rempart pour la paix et contre la violence. Et je pars de ce point de vue-là pour finalement, disons, répondre à votre question. L'intelligence artificielle et d'autres technologies telles qu'ils ont été évoquées, ils peuvent devenir des instruments de prévention des conflits, mais nous devons changer la manière de les concevoir et de les utiliser, comme le dernier intervenant l'a dit. La technologie, elle n'est jamais neutre, elle ne sera jamais neutre parce que c'est développé par des gens qui ont leurs propres idées, qui ont leurs propres visées. Et nous, on est, jusqu'aujourd'hui, en tout cas au niveau du continent, on est en majorité des utilisateurs. Voilà, des utilisateurs, des consommateurs. Et ça fait partie de notre problème parce qu'en tant que consommateurs, nous devrions nous interroger plutôt sur la qualité de ces données qui sont récoltées et que nous utilisons, sur la robustesse de ces technologies que nous utilisons et finalement, est-ce qu'ils tiennent en compte nos réalités locales? Est-ce qu'ils sont vraiment les données, les outils que l'on devrait utiliser? Un algorithme, par exemple, qui est biaisé, il y a le ChatGPT et tout autre. Et si, par exemple, il y a un problème avec ChatGPT et que vous essayez un prompt, vous croirez que la réponse que ça vous donne, c'est normal. Et si la base de données est corrompue, par exemple, donc vous ne saurez rien. Un jour, j'ai tenté de rechercher comment on se comporte sur une table en Afrique, une table à manger. Ce que j'ai eu, c'était ridicule, tout simplement. Parce qu'il n'y a pas de données là-dedans. Excellent, monsieur le modérateur, vous m'avez demandé sur l'eau, je vais ne pas m'attarder. Quand même, il dispose d'un certain atout. Je ne vais pas rester très négativiste. Ils ont un atout. Par exemple, l'accès à l'eau, ça a été évoqué aujourd'hui. Ça génère un certain nombre de conflits, que ce soit entre les éleveurs et les agriculteurs, que ce soit entre les pays riverains, etc., etc. Mais avec la révolution spatiale en cours, on est déjà dans une révolution spatiale aujourd'hui, avec de l'imagerie satellitaire, que ce soit collecté par une satellite ou que ce soit collecté par des drones, avec les données climatiques qui peuvent être facilement collectées, nous pouvons aujourd'hui détecter un assèchement anormal d'un point d'eau. Ça peut se voir, les images ils sont améliorées, les pixels maintenant c'est beaucoup amélioré, vous pouvez avoir un certain nombre de détails de très loin. On peut suivre l'évolution du stress hydrique. On peut identifier les zones de pression et anticiper les mouvements des populations. Ça, c'est quelque chose qui est réel, en théorie. Mais quand on regarde finalement dans la pratique, le changement n'interviendra que quand ces données ne sont pas stockées dans les laboratoires ou dans les ministères. Et c'est quand ces données sont accessibles. Par exemple, je donne l'exemple d'une alerte, par exemple, par SMS. Ou même d'une alerte météo à la radio, etc., etc. Mais je me focalise sur l'alerte SMS, par exemple, qui serait détenue par les acteurs qui sont dans les communautés, comme les enseignants, les enseignantes, et qui pourraient finalement initier un dialogue déjà avec les communautés s'il s'agit d'éleveurs et agriculteurs pour pouvoir, disons, amorcer et éviter un conflit inutile. Cela peut s'appliquer sur plusieurs aspects, mais l'important c'est que les gens, d'abord, ils soient préparés à utiliser ces outils et que ces outils soient accessibles et qu'ils soient basés sur des données fiables. Et ça, c'est très important.
Deuxièmement, vous avez posé la question de savoir que peut faire l'Union africaine pour finalement donner beaucoup plus de poids à la jeunesse et aux femmes pour pouvoir finalement contribuer à la résolution des conflits. Je vais vous dire que notre approche est très simple. On a tous étudié et on a presque tout étudié. Okay? Et l'approche que nous prenons, c'est tout simplement qu'il faut enseigner la paix pour atteindre la paix. C'est très simple. En anglais, c'est teach peace to reach peace. Si on n'arrive pas à enseigner tous les concepts de paix, je peux me résumer. La première approche, c'est d'intégrer l'éducation aux médias. C'est d'intégrer la vérification des faits et l'éthique de l'intelligence artificielle. C'est aussi dans les curriculums, mais aussi dans les programmes de formation communautaire. Si on ne développe pas la pensée critique, c'est qu'un message qui viendra en prompt sur votre téléphone ou un site web qui va s'inviter dans votre email, il va vous proposer des choses et vous serez tenté de les accepter. Mais si vous avez été préparé à avoir une réflexion critique et à pouvoir douter de tout, eh bien vous pourrez survivre et cela ne peut s'acquérir qu'à travers l'éducation. Deuxièmement, il faut intégrer les capteurs d'alerte communautaires. Et dans la plupart de nos pays africains, les plus instruits qui sont présents sur tout le territoire sont les enseignants. Et on leur donne ce mandat communautaire, je pense qu'ils peuvent facilement enclencher un dialogue et préparer les enfants à une résolution, à une approche de résolution pacifique des conflits. Et la troisième approche, c'est plutôt tenter d'être le plus inclusif possible pour que, comme cela a été dit, qu'il s'agisse d'une collecte de données et qu'il s'agisse du développement d'outils nouveaux pour l'alerte, que ce soit les femmes, que ce soit les jeunes, il faut qu'ils soient absolument impliqués. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'inclusion, on a tendance à penser aux femmes et aux jeunes, mais bientôt ils seront plus malins et ce sera les vieux qu'il faudra inclure. Donc on doit préparer des systèmes qui aussi nous protègent. Je dois évoquer une initiative, monsieur le modérateur, initiative qui est portée par la présidence burundaise de l'Union africaine, qui est l'initiative Arise. C'est, disons, une plateforme panafricaine stratégique qui prône la souveraineté intellectuelle, technologique et économique du continent en ancrant la recherche et l'innovation et le développement des compétences dans les valeurs des langues africaines. Ça, c'est aussi un autre aspect qu'il faut absolument mentionner parce que l'IA nous communique aujourd'hui en anglais, en français et peut-être en swahili pour ceux qui ont de la chance pour ne parler que les langues communes dans notre région ici. Mais il faut savoir que ça n'atteindra que ceux qui connaissent ces langues. Donc, il faut que l'on arrive à produire finalement une IA qui nous comprend dans nos langues, dans nos cultures et dans nos pratiques afin d'avoir une parfaite harmonie avec la vision 2063 et nous permettre de passer finalement de la dépendance qu'on appelle une dépendance épistémique à une souveraineté innovante. Merci, monsieur le modérateur, je vais m'arrêter par là. Merci beaucoup, professeur Gaspard, pour votre intervention. Vous avez mentionné le mot-clé que j'ai bien souligné ici, que l'Afrique, finalement, est consommateur des technologies de l'information et de la communication, mais nous ne sommes pas encore vraiment des véritables producteurs. Cela, effectivement, m'amène directement à me tourner vers son Excellence, le ministre des Finances et du budget de l'économie numérique. Vous savez, c'est vous qui pilotez finalement l'économie numérique. Et l'économie numérique, c'est la transformation numérique des secteurs économiques pour produire finalement de la valeur.
Mais vous le savez, pour y arriver et pour qu'on arrive effectivement à pouvoir à transformer cette jeunesse qui est aujourd'hui les consommateurs ou ces Africains qui sont aujourd'hui des consommateurs en producteurs, il faut de l'investissement. La mise en œuvre, je vous pose la première question, la mise en œuvre des initiatives des jeunes. De jeunes, paix et sécurité, et femmes, paix et sécurité, exigent un investissement soutenu. Du point de vue du financement et de l'économie numérique, comment les gouvernements peuvent-ils passer de la simple reconnaissance de l'importance de l'inclusion numérique à l'allocation concrète des ressources pour garantir aux femmes et aux jeunes l'accès aux infrastructures numériques, aux compétences, aux opportunités d'innovation? Ça, c'est la première question. La deuxième question, comment les budgets nationaux et les stratégies de transformation numérique peuvent-ils mieux reconnaître les investissements de l'autonomisation numérique des jeunes et des femmes comme des investissements dans la prévention des conflits, la cohésion sociale, la consolidation de la paix, plutôt que comme de simples dépenses de développement? Je vous remercie. À vous la parole. Merci beaucoup, monsieur le modérateur, mesdames et messieurs les commissaires, excellences, distingués invités. Pour commencer, permettez-moi de partir d'une vérité plutôt simple de la manière dont nous concevons les technologies en se basant sur le thème même de ce panel, qui est le rôle des technologies émergentes et intelligence artificielle dans la promotion des programmes jeunesse, paix, sécurité. La technologie ne pacifie pas une société par elle-même. Ça, il faut le comprendre. Elle amplifie ce qu'elle trouve. Là où il y a de la confiance, elle accélère la coopération. Là où il y a de l'exclusion ou de la rumeur, elle peut donner à ces fractures une vitesse nouvelle. Revenons maintenant sur la question de l'intelligence artificielle, qui est donc avant tout une question politique, avant d'être technique. Et cette ère est déjà là. Notre véritable choix est entre la subir ou la gouverner. Nous devons faire un choix. Si je reviens sur le cas du Burundi, nous avons choisi de commencer par les fondations. Après un diagnostic que nous avons effectué en avril 2026, on a d'abord commencé par la mise en place d'une stratégie nationale de l'intelligence artificielle sur l'horizon 2026-2030. Cette stratégie vient compléter celle de la gouvernance des données. Car on ne peut pas demander aux citoyens de faire confiance à des systèmes que l'État lui-même ne contrôle pas ou n'est pas capable d'encadrer. Mais une stratégie ne suffit pas à elle seule. Une jeune fille qui se trouve dans une localité au Burundi, un jeune entrepreneur qui se trouve dans une autre localité a besoin de se connecter, de se former et de créer. Par exemple, au Burundi, avec le projet d'appui à la fondation numérique, il y a beaucoup d'investissements qui sont consentis pour assurer la connectivité rurale. On a déjà couvert 178 collines. Ça, je suis en train de parler des investissements où près de 786 000 personnes seront couvertes par la connexion. En mai 2026, les premiers déploiements comptent déjà 100 000 nouveaux utilisateurs au début. Ce que nous visons ici, c'est 475 000 personnes d'ici 2028, parmi lesquelles 190 000 seront des femmes et 157 000 seront des jeunes. Pourquoi ce choix? Les femmes représentent 52% selon les données du recensement général de la population que nous avons amené en 2024. Les moins de 40 ans représentent 72%. Mais ici, il faut noter qu'une antenne ne crée pas à elle seule un citoyen numérique.
il faut aussi l'équipement. Il faut aussi la compétence. C'est pour cela que nous avons organisé l'African Girl Can Code Initiative, où 8 télécentres ont accueilli plus de 12 000 jeunes, parmi lesquels 60% étaient des filles. En mars 2026, 133 jeunes filles de plusieurs provinces ont présenté leurs applications et prototypes. Parce que nous ne voulons pas être des suiveurs, comme on dit. We don't want to be followers where others are leaders. Un camp de codage ne construit pas à lui seul la paix. Mais une jeune femme qui sait vérifier une information, prendre la parole et concevoir une solution est moins condamnée à subir les décisions des autres. À cet effet, l'inclusion numérique devient alors une question de dignité, de participation et de paix. Ces compétences peuvent également servir à détecter des tensions et lutter contre la désinformation, appuyer les médiateurs et anticiper les crises autour de plusieurs thématiques comme le dialogue autour de l'eau. Dans la matinée, on est revenu sur la problématique de la gestion de l'eau entre plusieurs États. Ça peut déjà anticiper ces crises. Ce que nous devons faire ici, c'est de garder toutefois une limite claire. Aucun algorithme ne remplacera le dialogue, la confiance et le jugement humain. C'est-à-dire que derrière l'IA, il doit y avoir l'humain. La technologie doit renforcer l'écoute, jamais écarter la voix des citoyens. Revenons à l'échelle du continent. 3 choix me paraissent décisifs à ce niveau. Il faut d'abord traiter la question de l'électricité, la connectivité abordable et l'éducation comme les premières infrastructures de l'intelligence artificielle. En deuxième lieu, il faut faire des jeunes et des femmes des concepteurs, des entrepreneurs et des décideurs. Et enfin, protéger nos données. Tout à l'heure, le professeur Gaspard est revenu sur ça. Si on n'arrive pas à protéger nos données, nos langues et notre capacité de décision, on serait condamné à être des colonies numériques. Une Afrique qui consomme seulement l'intelligence conçue ailleurs restera dépendante, mais parfaitement connectée. Pour le moment, si vous tapez, vous cherchez les informations, vous aurez les informations des États-Unis. Si vous cherchez une information sur les médicaments traditionnels, vous n'allez pas trouver à travers l'IA. Parce que derrière, il y a ce qui alimente ces technologies. En qualité de ministre des Finances, qui est couplé en même temps avec l'économie numérique, parce que l'objectif du gouvernement du Burundi, c'est d'avoir une stratégie de transformation numérique. L'IA et les technologies sont conçues comme des outils. C'est pour cela que j'aimerais insister sur un principe. Nous ne devons pas financer la nouveauté. Ça, c'est un piège dans lequel les Africains tombent. C'est toujours à la mode. En 2004, la première fois que j'ai participé à un forum des jeunes sur les TIC, c'était au Caire. En 2004, lors de l'ITU Forum, on parlait des technologies de l'information et de la communication. Ça fait 20 ans maintenant, on commence à parler de l'intelligence artificielle. Donc, nous ne devons pas financer la nouveauté, nous devons financer l'utilité. Nous devons financer l'utilité. Chaque investissement public devrait répondre à 4 questions. Quels problèmes voulons-nous résoudre? Qui en bénéficiera? Quels résultats mesurerons-nous? Et qui répondra des erreurs? Notre union, l'Union africaine, gagnerait ainsi à examiner un mécanisme soutenant les solutions conçues par les jeunes et les femmes pour l'alerte précoce, l'éducation civique, la médiation et la lutte contre la désinformation. Quand on parle de génération Z à Madagascar et ailleurs, c'est parce qu'on a utilisé ces outils. Donc il faut les associer au financement.
l'accompagnement technique et l'expérimentation dans les communautés. Il faut donner la possibilité à nos jeunes de tester leurs applications. Si l'Afrique ne finance pas ces jeunes innovateurs, elle finira par financer sa propre dépendance. Donc le Burundi n'est pas ici pour dire que tout est accompli. Il vient partager les fondations déjà posées. Des premiers résultats et une conviction qui est celle l'intelligence artificielle ne sera pas véritablement africaine que si elle parle à nos réalités, que si elle protège notre dignité et élargit la place de ce que l'histoire a trop souvent laissé en marche. Donc j'ai essayé de répondre à des questions d'une autre manière. Donc il faut investir. Investir dans l'IA en utilisant nos jeunes qui représentent, pour le cas du Burundi, 72%. Ça c'est une possibilité de créer des emplois, que ce soit pour le Burundi, que ce soit pour l'Afrique. Je vous remercie. Merci, Excellence, Monsieur le Ministre, pour votre intervention. J'ai souligné le mot « si l'Afrique ne finance pas ces jeunes innovateurs, il finira par financer sa propre dépendance ». C'est bien souligné et je pense que maintenant je voulais me tourner vers le public. Le public rempli de jeunes, c'est sûrement qu'ils ont des questions parce que c'est la thématique qui est en train d'être présentée ici, discutée dans le dialogue ici devant. Ça intéresse beaucoup plus la jeunesse. Alors comme le temps est très limité, j'aimerais quand même vous accorder au moins à 2 ou 3 personnes qui vont poser des questions et que les questions soient brèves et directes pour que nous puissions gagner du temps. S'il y a quelqu'un qui a une question, qui lève la main. S'il y a quelqu'un dans le public qui a des questions, je vois déjà une main là-bas. Tu peux te lever. Je ne sais pas s'il y a un micro-baladeur. Je ne sais pas s'il y a un micro-baladeur là-bas. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Est-ce qu'il n'y a pas un micro-baladeur là-bas? Merci pour la parole. Je voulais demander en ce qui concerne l'intelligence artificielle, est-ce qu'il n'y a pas une loi qu'on peut voter dans les États africains? Votre nom, s'il vous plaît. Votre nom, s'il vous plaît. Moi, je m'appelle Christian. Je voulais demander si, dans les mauvaises utilisations des technologies ou de l'Internet, est-ce qu'il n'y a pas une loi qu'on peut voter pour la désinformation à ceux qui utilisent la technologie dans une mauvaise utilisation, oui, la désinformation. Donc, pour lutter contre la désinformation, comment on peut utiliser, quelle technique qu'on peut appliquer pour stopper les gens qui utilisent l'artificiel dans le sens négatif. Merci.
Allez-y. Merci beaucoup pour la parole. Je m'appelle capitaine Havzalmana Pierre, aspirant chercheur sur l'agriculture intelligente. Ma question, sinon, d'abord j'ai une proposition pour les panélistes qui venaient de passer. On a dit un mot, la collaboration. Sur ce mot, j'ai une proposition. Nous sommes réunis ici aujourd'hui. J'aimerais proposer à nos leaders, les leaders de nous les jeunes, pour voir s'il y a un moyen de mettre en place un forum, sinon un groupe d'échange. Sinon, je pense que les opportunités peuvent se présenter dans un pays de l'Afrique, mais comme on n'a pas peut-être dans un forum, sinon un cadre d'échange, ces opportunités ne peuvent pas s'échanger aussi rapidement que possible. Et une autre proposition, ça concerne aussi les panélistes qui viennent de passer, c'est l'eau, ça concerne l'eau. On a dit que notre ville de Bujumbura s'est élargie de façon, disons, gigantesque, quitte à ce que l'eau qui avait été prévue pour la population de la ville de Bujumbura dans le temps, pour le moment, peut ne pas se faire. Ça, moi, je pense que ça peut être un frein pour la vision de notre chère patrie, la vision 2024 et 2060. Qu'est-ce que je propose? Je propose à ce que on avait pour les panélistes de la session précédente, on avait Madame le ministre de la FDNB et le ministre des Ressources. Je pense que ceux peuvent collaborer avec leurs services pour voir s'ils peuvent aider la régie des eaux pour mettre en place l'eau de forage qui peut aider la ville de Bujumbura, surtout pendant ces moments. Pour l'intelligence artificielle, oui, ça serait mieux qu'on utilise ce qui serait produit chez nous, en Afrique. Mais moi, je m'en doute que, à l'absence de ce qu'on veut, nous pourrons utiliser ce qu'on a pour le moment. Parce que je pense que si on essaie de prendre le côté négatif seulement, nous risquons d'être en retard. Parce que je pense qu'actuellement, l'intelligence artificielle s'utilise beaucoup dans la technologie, même, je crois, même pour les guerres et pour les drones. Je pense qu'il y a des notions de l'intelligence artificielle. Je pense alors qu'on ne peut pas ignorer l'intelligence artificielle à 100% à nos jours. Merci. Merci. C'est Madame Christine Ndachimi, chercheur au niveau de l'école docteur de l'Université du Burundi, et je représente aussi la coopérative des femmes africaines pour le développement, l'équipe des chercheurs. Est-ce que vous pouvez parler à haute voix? Oui, je disais que je suis Madame Christine Ndachimi. Je suis à l'école doctorale de l'Université du Burundi. Je représente l'équipe de femmes chercheurs regroupées en coopérative des femmes africaines pour le développement. Il y a une question que le ministre Gaspard Banyagbona a demandé si dans la salle, il y aurait une personne qui n'a pas fréquenté le banc de l'école. Et les langues qui sont utilisées aujourd'hui ici dans la salle,
sont des langues étrangères par rapport à la formation de la langue nationale. Alors, la réponse ne pouvait y être obtenue parce que si les personnes existent ici dans la salle, elles ne pouvaient même pas savoir la question qui lui a été posée. Et aussi au niveau de l'intelligence artificielle, nous sommes cohabités avec les femmes, surtout les jeunes ruraux, qui n'ont pas aussi fréquenté le banc de l'école. Et quels seront les bénéfices, donc quel sera leur bénéfice, surtout au niveau de l'intelligence artificielle, si par exemple il y avait ces jeunes qui développeraient des applications avec le paramétrage même des plantes médicinales, est-ce que la femme en bénéficiera alors qu'elle ne connaît même pas ce que c'est l'intelligence artificielle en langue nationale? Jusqu'à maintenant, nous ne le savons même pas. Merci beaucoup s'il y avait des interrogations. Ici, une autre femme ici, là-bas. Donnez le micro à cette femme-là. Lève-toi. Oui, merci beaucoup. Je suis M. Boulangalire Mouchagalousa Espoir. Boulangalire Mouchagalousa Espoir. Je viens de Kinshasa. Je suis ici de la dynamique des jeunes du Kivu et Ituri. En fait, j'ai bien suivi les professeurs et les ministres des Finances. En fait, ils ont parlé presque la même chose autour de l'IA. En fait, à quoi est-ce que ça profite pour l'Afrique? Bon, en fait, ma question est de savoir, parce qu'on dit que l'IA qui n'intègre pas les réalités africaines ne nous profite pas. Mais maintenant, quelles sont les modalités pratiques pour que les jeunes ou les femmes africains ou africaines parviennent à intégrer la boîte derrière la technologie d'IA pour qu'enfin les réalités africaines y soient figurées? Merci beaucoup. I think this will be the final question. I apologize. Thank you very much, ma. Okay, thank you very much for giving me the opportunity to stand here this moment to ask my question. So, firstly, I want to ask the person who spoke about the AI app that has been created or that is in process to help support the youth and see how far it can go in youth peace and security from the YCC personnel. So I want to ask, how did you make this possible, and how can it also contribute to women peace and security and youth peace and security? How can it, effectively add to the security advancement in the country? And for the Burundians, many of them don't know about this AI we're talking about. And also, I want to also say that if you can elaborate and then expatiate so for a better understanding and how far it can also contribute to peace and security in Africa as a whole. Thank you. Your name, please. Your name. Okay. I'm very sorry, Engineer Christian Samson from Nigeria. Sorry.
right, thank you very much. My name is Dominion Akerotimi from Nigeria, and as a youth in data, I sit and wonder at times how we'd catch up, how Africa as a whole, we catch up with the Western world. So as mentioned here, youths are building, and the issues most of them face is financing majorly, because there are youths that are collecting data, there are youths that are building solutions to solve problems that we face as a nation, but the issues they face is financing. And what we use majorly in Africa right now is highly dependent on Western technologies. Most of the technologies we are adopting. And another pending issue is that we are slowly losing our culture because of these technologies we are adopting. And the rest of the world is moving at a faster pace. And, sorry. Okay. And we as a continent, are we a continent? And Africa, technology-wise, we are still at the stage of data collection. We don't have our own AI models. We don't have our own technologies. So the data collection phase itself has not even begun fully, because we still have languages that are not yet under this. Now, the problem of protecting our data was mentioned. We depend fully on technologies from the Western world, and we feed these technologies our data. We ask questions about it. And if we are to build solutions, we'd have to rely on their data centers. And today, one of the major things we are discussing is water. How do we, as Africa, do we have plans in place to manage this? Do we have plans in place to manage the issue of building our data centers and, the issues we have at hand, water? Because data centers rely heavily on water, to manage, to cool these systems down. So I would just love, more light to be shed on this. Thank you very much. Nous arrêtons jusqu'à là à ces 5-6 interventions pour laisser le temps aux panélistes de répondre aux questions, s'il vous plaît. You have one question, final question. Okay, la dernière question. Keep it quick, huh? Quickly. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Alors, je suis mademoiselle Quadio et je viens de la Côte d'Ivoire. Depuis tout ce temps, je levais la main, on me disait qu'on ne me voyait pas, j'étais assez courte. Donc, je suis vraiment désolée pour ma taille. Alors, ma question s'interroge sur l'intelligence artificielle. Si l'intelligence artificielle est appelée à transformer profondément notre manière de travailler, d'apprendre et de gouverner, comment pouvons-nous faire en sorte que cette transformation soit inclusive et qu'elle profite réellement à la jeunesse africaine? Et aussi, je n'ai pas fini, j'ai une deuxième question. J'aimerais savoir si l'intelligence artificielle peut créer du travail. Est-ce que ne va-t-elle pas aussi supprimer certains postes dans notre milieu de travail? Merci beaucoup. Merci beaucoup. On s'arrête là. Je me tourne vers les panélistes. Vous voyez les questions. Il y a beaucoup de questions d'ailleurs qui semblent se ressembler. Nous allons essayer de les regrouper en donnant certaines réponses. Je pense que la plupart des questions ont été adressées à l'Union africaine. Si j'ai essayé de voir,
sauf qu'il y a quelques questions aussi qui ont été adressées directement, je pense à son Excellence le ministre, qui représente le gouvernement burundais, surtout pour les questions qui ont été posées concernant l'eau et la gestion de l'eau au Burundi. Et peut-être il y a d'autres questions qui peut-être auraient été posées pour le précédent panel, mais qui sont adressées actuellement à ce panel-ci. Mais je pense que le ministre va essayer d'y répondre. Il y a une question qui revient, notamment la question de savoir est-ce qu'il y a possibilité d'utiliser aussi l'intelligence artificielle pour lutter contre la désinformation. Ça, c'est une question vraiment très importante que je soulignais. Et j'aimerais m'adresser à vous, Okito, de nous aider à répondre à cette question. Thank you very much, and thank you for your wonderful questions. I want to make an important distinction. Artificial intelligence should not replace African intelligence. It should amplify it because long before machine learning, Africa had systems for detecting conflict. Somebody asked a question saying that we should not displace the already existing artificial intelligence. Nobody is telling you not to use the already existing artificial intelligence, but we are trying to bring emphasis on the limitations. Africa have more than 2,000 languages, and little or very little, 90% of the languages have little or no place or data set in the data set of artificial intelligence, of building the artificial intelligence. So that is a problem. So that is why we say for us to intentionally ready our mind to use artificial intelligence and technology to solve African problems, to solve peace and security, we must be 100% organic. So why we use the one we have, but let's build more. If you are scared, if you think that we cannot build it, I am ready to lead the coast of youth that is going to build technologies that will function within Africa realities. I think that was the main question that was channeled to me. I thank you all. Merci beaucoup. Il y a une autre question qui a été posée concernant l'engagement des femmes dans le développement et l'exploitation de technologies numériques. Madame Pétridier-Paul, pouvez-vous répondre à cette question? Merci. So ideally, I think that particular question, if I stand correctly, was from Christine from the University of Burundi, and a women's researcher. She interlinked how best can we actually also understand AI and what is actually the role of the youth and women, most particularly those who have not been in school. What will they gain if they were to use AI per se? So let me give you a good example of what is happening back home. So currently, our Ministry of Education, Science and Technology is actually implementing a primary numeracy digital program with several partners in the country. And it's actually targeted to primary students in government school, to be exact, teaching them on digitalization. I'm sure some governments, maybe they haven't really advanced to that stage, but I think we do have interventions already in place, and this is something that can be adopted by other countries. And I think
someone called Captain or something did mention we need exchanges and how best we can learn. I think that is something that can be similar. And I'll put it down back to my own contextual understanding. I learned how to use a laptop and a computer from a chalkboard, actually, in school, secondary school. A teacher will go draw a computer, draw a laptop keyboard, and tell us how it's used. But today I know how to actually work on it. So it was that theoretical element that actually came to the practicality. And let's say maybe by then we didn't have a lot of computers in school, because I did also study in government schools majority of my life. So you can see how that is still a challenge, but currently things are advancing and governments are adopting smart models. And I think since we do have the ministers in this panel, they'll also be able to unpack more on different interventions that they're also doing at country level. And not to actually exhaust the minister's contribution on one of the questions that was related to water, how water scarcity is actually becoming a problem, especially with the increased number of young people. This question was actually of interest, and I really wanted to touch a bit of a small example. So we have a young lady. She's a university student in Tanzania again, and I'm saying because I've managed to work with a majority of young people back home. She developed Safe Sip. So Safe Sip is actually a mobile water purification tank. She purifies water, not clean water, dirty water from underground to become 99.9% purified. And she puts water banks in several communities, totally in rural areas, totally in areas where they do not have access to clean water. And actually I did mention this example because she's actually nominated for the Global Citizen Award. So I think we need to invest, and I'm putting it back again to the minister, we need to invest to the young people who are innovators and technocrats to actually solve the water crisis that is happening in our African continents, but also to actually help solve the different conflicts and insecurities that are caused by water scarcity and water-related conflicts. Thank you. Au professeur Gaspard, il y a des questions qui lui ont adressées, je crois, parce que les questions semblent avoir été adressées à l'Union africaine. Notamment, il y a des inquiétudes qui sont venues, notamment l'utilisation des langues locales, l'intégration des langues locales dans l'IA et la protection des données. Il y a même celle qui a mentionné les data centers. Est-ce que l'Union africaine a déjà pensé à la mise en place des centres de données africaines pour que, comme à l'Union européenne, les données normalement du continent européen, de l'Union européenne, ne vont pas normalement sortir pour aller être installées ou hébergées dans d'autres continents. C'est la même chose concernant la langue. Avez-vous déjà pensé au programme de développement de langues locales, de l'intégration des langues locales dans le développement de l'IA? Merci, monsieur le modérateur, et merci pour les jeunes et les moins jeunes qui ont contribué à ce débat. Je prends immédiatement la question de langue locale, parce que ça, c'est plutôt plus important, mais le plus important, c'est le contenu local. Parce que pour la langue, on pourrait un peu s'ajuster. Il y a beaucoup qui comprennent des langues non locales, mais localiser le contenu, c'est ça qui est beaucoup plus urgent. Et là, je pense, ce matin, j'ai vu le recteur et quelques universitaires. Et ça, c'est vraiment du domaine de la recherche et de l'innovation. Qu'est-ce qu'on fait
que font nos chercheurs et qu'est-ce qu'on fait des données qu'ils collectent. Et c'est là où effectivement ça me conduit à la nécessité de la base de données. Jusque maintenant, à ce que je sache, parce que l'Union africaine, il faut aussi comprendre que ce n'est pas à 10, c'est l'Union, c'est les pays. Les pays, ils ne sont pas forcément au même niveau de développement. Il y a des pays qui sont plus avancés avec des systèmes de collecte et de stockage de données de qualité très consolidés. Mais il y a aussi d'autres pays qui ont des données, pour le meilleur des cas, ils sont stockés dans le cloud. Et là, si c'est stocké dans le cloud, on sait qui peut y accéder, qui peut, et qui peut bloquer l'accès. Donc, c'est un défi énorme, mais ça doit se comprendre dans la logique où la collecte de données n'était pas forcément du fort de nos pratiques africaines. Maintenant, on sait que quelqu'un qui a tes données, il a tout sur toi, il peut faire de toi ce qu'il veut. Il y a une certaine évolution dans les consciences, et je suis content de le dire en présence du ministre des Finances qui a promis des investissements. Je pense que si au niveau du continent, la conscience devait être en sorte que la donnée, finalement, ça fait partie de la souveraineté et ça pourrait susciter beaucoup plus d'investissements. J'ai eu la chance, et là je vais répondre aussi à la question de la gouvernance de l'IA. Il y a quelqu'un qui a évoqué des lois pour réguler l'IA. Au niveau de l'Union africaine, on a une stratégie, mais il n'y a pas vraiment une loi, parce qu'on ne produit pas des lois. Des lois, c'est des lois pays. Certains pays sont déjà avancés, ils ont fait des lois. Mais la gouvernance de l'IA, c'est une question globale. Pour ceux qui suivent l'actualité, déjà au mois de juillet, il y a eu 2 conférences, une en Suisse et l'autre à Shanghai, sur la gouvernance de l'IA. Il y a même une institution de gouvernance de l'IA qui a été créée à Shanghai et avec 29 États membres engagés, dont 10 pays africains qui sont partis de la dynamique. En fait, l'IA n'a pas de frontières. Et c'est là où la régulation, finalement, ça doit impliquer tout le monde, ça doit être global. J'ai eu la chance de participer dans l'une de ces conférences et j'ai eu la chance de discuter avec un certain nombre de partenaires où j'ai posé une question de soutien par rapport à l'établissement d'un centre de données. Et je me focalisais plutôt à l'éducation et à la recherche, mais en fait, c'était pour dire la question de la collecte et du stockage des données est un domaine de souveraineté et les pays africains devraient s'en saisir. Il y a eu quelqu'un qui a dit, est-ce qu'on va finalement rester des gens qui essaient toujours de rattraper sur base des technologies des pays étrangers? Moi, je pense qu'il faut rester positif. Parce que il faut vous détromper. L'IA n'est pas apparue le jour où on a commencé à utiliser ChatGPT ou DeepSeek ou je ne sais pas encore quel Claude ou je ne sais pas encore quoi. Il y a eu des recherches dans ces pays-là qui ont initié. Il y a eu des initiatives, il y a eu des investissements. Ils ont été soutenus. Maintenant, ils nous le proposent gratuitement. Méfiez-vous, ce n'est pas très gratuit. Parce que nous contribuons au développement de ces outils. Même ici, sur le continent, il y a beaucoup d'idées. Il y a beaucoup d'innovations, mais les innovations ne sont pas financées. Et c'est là où je me tourne encore une fois à Monsieur le ministre des Finances. Essayez de financer ces idées innovantes de ces jeunes. Rentrez dans ces centres de recherche, dans ces centres d'incubation universitaire. Détecter les talents, financer ces talents. C'est peut-être de là que nous viendra le salut. Et l'IA inclusive, est-ce que l'IA va tuer des emplois? Est-ce que l'IA va en créer d'autres?
je dirais que c'est dans les deux sens. Mais les emplois les plus menacés, il y a quelqu'un qui a dit que si vous travaillez comme une machine, la machine est susceptible de reprendre votre travail. Mais si vous restez humain dans votre travail, eh bien vous garderez votre travail. Donc la prédominance de l'homme sera là. L'IA, il a déjà ouvert beaucoup d'emplois. Maintenant, on a des jeunes ici, ils ne vont pas vous le dire, mais qui sont employés par des compagnies qui sont au Singapour. Déjà, à travers l'IA, c'est possible. Donc, je me dis qu'il faut rester optimiste, mais il faut rester objectif aussi, parce que c'est de notre survie qu'il s'agit. En tant que continent, si on a été colonisé à un certain moment de l'histoire, il y a eu des erreurs, mais maintenant on est presque éveillé, on peut résister à cette colonisation numérique, mais il faudra beaucoup d'efforts. Alors, une IA qui intègre les réalités africaines, M. Mouchagaloussa, oui, c'est possible. Mais comme je vous l'ai dit, je suis toujours tourné vers l'éducation. Si on ne forme pas nos gens, si on ne leur donne pas une formation de qualité, ils ne vont pas être plus innovants pour pouvoir raisonner et finalement penser à nous faire finalement des recherches applicables chez nous. Par exemple, quelqu'un avait demandé si par exemple la médecine traditionnelle pouvait bénéficier de l'IA. Bien sûr. Maintenant, allez-y, si vous avez des mots de tête, décrivez cela dans n'importe quelle application de l'IA, ça va vous prescrire un médicament. Parce qu'il y a eu des recherches et c'est publié. C'est disponible. Et si quelqu'un, vous pouvez l'appeler un sorcier ou n'importe qui, pouvait communiquer sa recette et que c'est dans la base de données et que vous avez une maladie, eh bien l'IA va vous donner des options. Si vous voulez l'option moderne, ça vous donne des comprimés. Si vous voulez l'option traditionnelle, ça va vous donner la formule que vous allez utiliser pour vous faire soigner. Voilà, je partage justement ma réflexion et je ne prétends pas détenir des réponses à vos questions. La réflexion continue. Merci. Merci beaucoup. On commence à me signaler le temps, parce que le temps est déjà passé. On m'avait demandé de ne pas dépasser 18h. On est déjà à 18h06. Mais plus rapidement, je vais vous donner au moins à chaque panéliste au moins 1 minute. Mais je vais effectivement donner, avant de partager, je vais passer la parole à son Excellence, Monsieur le Ministre, pour répondre à certaines questions qui lui ont déjà été adressées. Merci beaucoup. C'est un complément de réponse par rapport à la question relative à l'IA et la gestion de l'eau. Comme vous le savez, l'eau c'est une ressource rare. Mais dans certains pays comme le Niger, quand vous visitez ces pays, vous allez comprendre que c'est vraiment une ressource. Mais bizarrement, au Burundi, nous avons 9 mois de pluie. Mais à cause de la non-maîtrise des eaux de pluie, par exemple, il y a des régions où on peut avoir de la famine parce qu'on n'a pas su gérer cette ressource. Avec l'IA, on peut déjà avoir les informations en temps réel et essayer de gérer cette ressource en utilisant l'IA. Ça, c'est un élément de réponse que je voulais apporter. Par rapport à la question de M. Espoir, l'IA qui ne tient pas compte de nos réalités africaines ne sera pas bénéfique à nos populations. Et la question est de savoir quelles sont les modalités pratiques pour les rendre bénéfiques aux jeunes. Ici, je vais partir par 2 approches. La première approche, c'est l'approche théorique. Ce que nous sommes en train de faire, par exemple, au niveau du ministère des Finances, du budget de l'économie numérique. On est en train d'élaborer une stratégie de transformation digitale, là où on se focalise beaucoup plus sur 6 piliers. Le premier pilier que j'ai déjà évoqué, c'est le cadre légal. Il faut légiférer par rapport à tout ce qui est IA, avoir un cadre légal qui est complet et qui protège la population. Deuxième pilier, c'est la mise en place des infrastructures. Quand on parle des infrastructures, j'ai déjà évoqué l'électricité. On a besoin des antennes, on a besoin de la fibre optique, mais aussi on a besoin de l'Internet. Il nous faut aussi des data centers pour la gestion des données.
Maintenant, on nous oblige d'aller stocker nos données dans les clouds. Si on ne fait pas attention, on va avoir des problèmes. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'information sur votre population et prendre des décisions en fonction de ça. Donc, il faut faire très attention. Troisième pilier, développement des compétences digitales. Dès l'école primaire, il faut introduire ces technologies et les utiliser à bon escient. Par exemple, pour le cas du Burundi, nous avons un centre polytechnique et on est en train de vouloir mettre en place au moins un centre polytechnique dans chaque province. On en a 5. Essayer de fournir ces compétences. Quatrième pilier, c'est le développement des applications et des logiciels. Si on veut vraiment être des contributeurs, il faut qu'on arrive à développer nos applications. Je vais donner tout à l'heure des cas pratiques avec les jeunes avec qui nous travaillons. Cinquième pilier, c'est la cybersécurité. Il faut savoir protéger nos applications. Ça, c'est très important. Sixième élément, c'est mobilisation des financements. Quand vous êtes en train de chercher des financements à d'autres partenaires, je ne sais pas s'il y a nos partenaires de la Banque mondiale et les autres. Généralement, quand ils financent, ils veulent vous imposer les technologies à utiliser. Des fois, quand on fait avancer nos jeunes qui ont déjà développé des applications, ils vont vous dire qu'ils n'ont pas l'expérience. Alors que dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. On donne la chance à ces jeunes en finançant leurs start-up. Ça, c'est très important. Donc, essayons de financer ces initiatives à travers nos budgets. Pour le budget actuel, pour le cas d'espèce, on est en train de financer notre data center. Ce n'est pas suffisant, mais on a déjà pris ce risque. On est en train de financer tout ce qui est digitalisation de l'état civil. C'est un risque, mais on ose. Sur le plan pratique, ce que nous sommes en train de faire, Son Excellence avait déjà rassemblé les jeunes qui ont des talents dans ce domaine. Et puis nous a donné l'instruction de les accompagner. Ceux qui ont déjà présenté leurs applications, on les accompagne pour la gestion, par exemple, de la filière café. On a mis en place des applications, ça nous a permis de gérer cette filière. On est en train de le faire dans les engrais chimiques. Le Burundi subventionne presque l'équivalent de 100 millions chaque année pour les engrais chimiques. Il y a beaucoup de pertes en termes de finances publiques parce que ce n'est pas bien suivi. Maintenant, on est en train de digitaliser ça pour pouvoir au moins optimiser les dépenses en minimisant les coûts. Au niveau de la gestion du maïs, chaque année, l'État achète de la surproduction de maïs auprès de la population. On est obligé de débourser de l'argent, mais on ne sait pas si ceux qui sont payés sont des vrais cultivateurs ou ce ne sont pas des usuriers. Les applications qui ont été développées par des jeunes sont utilisées dans ce sens. Dans le secteur minier, on est en train de vouloir digitaliser le secteur en suivant les coopératives, par exemple. Ça va non seulement nous aider à avoir de la traçabilité de ces minerais en utilisant les applications développées par des jeunes. Ça sont des cas pratiques que vous pouvez visiter. Je crois que ce sont des cas pratiques. Certes, ce n'est pas parfait, mais on a toujours suivi le conseil de Son Excellence. Toujours nous dit qu'on apprend la guerre en la faisant. Il ne faut pas attendre. Il faut tâtonner. C'est en tâtonnant que nous allons trouver des solutions. L'exemple de M-Pesa au Kenya que je donne souvent, ça a été le cas. Maintenant, ça a été racheté par Facebook, je ne sais pas si c'est Facebook ou Meta. Mais c'est quelque chose qui a été développé par un jeune Kenyan sur une technologie abandonnée. C'était deuxième génération. Pourquoi pas ne pas apprendre de ces expériences? Voilà ce que nous sommes en train de faire de façon résumée. Pour vous dire que ce que nous faisons, ce n'est pas de la théorie. Nous essayons également d'accompagner nos politiques pour être vraiment des vrais acteurs dans son domaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'aimerais bien terminer avec une dernière question en répondant au moins 1 minute pour chacun des panélistes. Le 12 août, nous allons avoir une déclaration. Quelles sont vraiment les mesures concrètes que vous souhaiteriez voir dans cette déclaration? Madame Simonet.
Merci beaucoup. Je ne vais pas être longue. Alors, concernant cette question, moi, j'aimerais d'abord dire, surtout pour revenir au défi, parce que j'ai beaucoup insisté sur les opportunités, qu'on n'a pas à choisir entre connecter les femmes et les jeunes et les protéger, surtout au niveau de l'espace numérique. Les opportunités sont là, mais aussi les défis. Donc, continuons déjà à promouvoir le fait que ces couches-là restent dans l'espace numérique, mais tout en continuant à les protéger. Et cela passe déjà par assurer une connectivité abordable, comme ils l'ont mentionné. Aussi, assurer ce qu'on appelle la digital literacy, faire que ceux qui ne sont pas là soient là, comme il l'a dit. Parce qu'il ne faut pas qu'on se le cache. Nous qui sommes là, qui avons été à l'école, qui avons accès à ces technologies, nous sommes bien heureux. Nous sommes des privilégiés. Il y a une large majorité qui n'a pas accès, puisqu'elle n'a pas bénéficié d'une éducation de qualité ou qu'elle n'a pas les capacités. Donc commençons déjà à leur faire accéder à ces connaissances-là au niveau basique, vraiment. Et comme il l'a dit aussi, faisons des jeunes et des femmes des concepteurs, vraiment des producteurs de ces technologies. Nous sommes un continent vraiment où il y a beaucoup d'innovation qui se fait. Donc, travaillons vers ce sens-là, surtout à travers la recherche et l'innovation. Comme il l'a bien dit, je reviens là-dessus. Investissons massivement dans la recherche et l'innovation pour que vraiment ces technologies digitales vraiment soient une réalité et aident nos agendas. Et je reviens aussi avec ma dernière recommandation qui revient sur les agendas femmes, paix et sécurité, jeunesse, paix et sécurité, qui est l'objet vraiment de ce dialogue continental. Il faut que les risques aussi de ces technologies digitales, surtout liées à l'intelligence artificielle, les deepfakes, la désinformation, la malinformation, le doxing, tout ça soit pris en compte, surtout dans les plans d'action nationaux, que ce soit femmes, paix et sécurité, jeunesse, paix et sécurité. Je sais qu'au niveau de femmes, paix et sécurité, il y a une avancée qui fait qu'on parle maintenant de femmes, paix et cybersécurité. Parce qu'il y a cette réflexion-là qui a commencé au niveau de femmes, paix et sécurité, qui est d'intégrer aussi les différentes stratégies, les différents plans d'action qui existent au niveau national sur les questions de cybermenaces et de les lier aux défis auxquels font face les femmes et les jeunes femmes. Donc il faut aussi que cette réflexion puisse venir au niveau de jeunesse, paix et sécurité et qu'on prenne en compte ces défis-là qui existent et qu'on les mette au niveau de l'agenda de ces deux agendas. Donc je vais terminer par dire que voilà, ces technologies émergentes sont déjà au service de la paix. On n'a pas besoin de réinventer la roue. Ils sont là, on a les preuves, les technologies sont là et les jeunes et les femmes les utilisent déjà. Là où le bas blesse, c'est maintenant faire de telle sorte que ces femmes et ces jeunes-là puissent participer à la gouvernance de ces technologies, qu'ils comprennent aussi comment se protéger, parce que ces technologies ont beaucoup d'opportunités, présentent beaucoup d'opportunités, mais ont aussi des défis, mais aussi se positionner vraiment aussi comme producteurs d'expertise et de connaissances. Merci beaucoup. Je me tourne vers M. Kizito. À vous la parole. Essayez de proposer ce que les autres n'ont pas encore proposé. Okay, thank you so much. First, these systems were built in the daytime. It is already late. So what I would just say is, let us institutionalize youth-led innovation organizations. I think that is my one recommendation. I thank you so much. Merci. So I think because I'm sitting next to the Minister of Finance, it's rubbing onto me. My key recommendation is not only to the African Union Commission, but also to member states and through governments. We need to actually have a youth fund and a women's fund, specifically 2 dedicated funds. At the African Union Commission,
that are going to be having different separate budget lines for peace and security and the likes. As we know, there's a lot of cross-cutting programs within the African Union Commission, but it's not going to only be funded by partners. We need member states and governments to add in contribution. Small contributions is how we really are going to advance solving African problems by Africans ourselves. Thank you. Merci beaucoup. Je vais terminer par les deux personnalités de l'Union africaine, son Excellence ministre pour le Burundi. Mais avant ça, j'ai vraiment resté à ma soif parce qu'il y a quelque chose que j'aimerais bien entendre. La mutualisation, le réseautage entre les jeunes africains. On n'a pas vraiment mentionné ça. C'est très important. Moi aussi, je recommande ça, qu'il y ait quand même des cas de réseautage pour mutualiser ces innovations, partager les ressources, même aussi les infrastructures que nous avons. Si peut-être le Burundi n'a pas encore son data center, et peut-être le Kenya a le data center, on peut peut-être avoir définir des modalités pour utiliser ou exploiter en attendant que le Burundi puisse en avoir sa propre data center. Ça, c'est aussi une recommandation qui peut être bénéfique à l'Afrique. À vous la parole, Excellence, Monsieur le ministre. Moi, je vais parler en tant que financier. Je vais répéter une chose. Le financement doit couvrir toute la chaîne. Je répète, ça c'est un takeaway pour ceux qui sont ici. L'électricité, la connectivité, les compétences, les données fiables, la protection des citoyens et enfin les solutions concrètes. Financer une application sans financer cet environnement revient à construire un toit sans fondation. Notre responsabilité est donc de faire l'innovation africaine non seulement une ambition, mais une véritable politique d'investissement. Je vous remercie. Pour la fin, je donne la parole au commissaire pour qu'il puisse clôturer au nom de l'Union africaine, surtout que les discussions qui ont été et les recommandations sont adressées à l'Union africaine. Merci encore une fois, monsieur le modérateur. C'était un grand plaisir de faire partie de ce panel, bien sûr, et de voir l'agenda paix et sécurité pour la femme et les jeunes combinés. C'est plutôt dans ce sens qu'il faudrait aller. Je vais être très direct. Je recommande, premièrement, une institutionnalisation de la campagne « Enseigner la paix pour atteindre la paix ». Et ça, le contenu serait détaillé, mais je pense que la campagne en soi en dit long. Deuxièmement, et ça je répète ce que les autres ont déjà dit, sanctuariser des financements sensibles au genre, je dirais aussi à l'âge, parce qu'on est en train de parler de la femme et de la jeunesse. Surtout pour élever le niveau digital global de la population et rentrer dans les secteurs professionnels. Troisièmement, cartographier les initiatives qui se passent sur le continent, initiées par les jeunes et par les femmes, et passer à l'échelle pour les initiatives porteuses. Plutôt que d'inventer la roue, s'il y a une initiative dans une région de l'Afrique et qui est porteuse, pourquoi ne pas l'identifier et la porter à l'échelle? Et c'est là où l'échange d'expérience et le réseautage donnent du sens. Et pour terminer, j'ai 3 convictions et je voudrais les partager avec vous. Premièrement, l'éducation, la science, la technologie et l'innovation est une infrastructure de paix et devrait faire partie des discussions de paix et sécurité à chaque opportunité. Deuxièmement, la technologie doit nous permettre de prévenir les conflits
pas seulement de les gérer quand ils sont déjà en ébullition. Et enfin, et je parle au nom des jeunes et des femmes, rien sur nous sans nous, surtout concernant les technologies qui façonnent notre avenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'aimerais remercier les panélistes. Je demande au public d'acclamer pour les panélistes. Merci. Another round of applause. That was a magnificent panel. Great, 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 great. Since time is going, since time is going, we're going to proceed to the closure of the first day. But I would like to make some announcements for day 2. As you probably all know or seen on the agenda, we have 4 side events that I will name accordingly in French. La première session parallèle qu'on a demain, c'est la conférence créative des jeunes, YCC, sur le thème de faire taire les armes, à Donatus Center dans le Golden Hall. Première session parallèle, conférence créative des jeunes YCC sur le thème faire taire les armes. La deuxième session parallèle que l'on a, c'est sur la charte africaine de la jeunesse à 20 ans, de la promesse à la prospérité. Et ça se tiendra à l'hôtel Club du Lac Tanganyika. Nous avons également une 3e session parallèle demain sur le thème de repenser la sécurité de l'eau dans le cadre de l'architecture de paix et de sécurité de l'Afrique, les jeunes et les femmes comme moteurs d'une résilience inclusive. Cette session parallèle numéro 3 sur la sécurité de l'eau se tiendra à Donatus Conference Center au chapiteau, dans le jardin. Alors, la session 4, c'est la session sur le leadership des jeunes femmes dans les négociations de paix et l'accès à la justice dans le cadre de l'architecture de paix et de sécurité africaine. Ça se tiendra aussi à Donatus Conference Center dans le Diamond Hall. Donc, ce qu'il y a à retenir sur les sessions parallèles, c'est que la session parallèle sur faire taire les armes, session parallèle sur la sécurité de l'eau, la session parallèle sur le leadership des jeunes femmes. Les 3 sessions parallèles se tiendront à Donatus Center. La seule session parallèle qui se tiendra hors de Donatus Center, c'est la session sur la charte africaine de la jeunesse à 20 ans, de la promesse à la prospérité. Sur ce, j'aimerais demander aux participants nationaux d'arriver demain comme on l'a fait aujourd'hui à 6 h du matin. Les check-in vont commencer dès 6 h du matin, demain à Skeppers. Pour les délégations étrangères, les protocoles vous en informeront sur votre chemin. Aujourd'hui même, vous aurez les informations. Oui. J'aimerais aussi demander si quelqu'un a perdu une clé. Kiriri Garden, veuillez venir la récupérer auprès du comité scientifique. Kiriri Garden, une clé. Super. Mesdames et messieurs, j'aimerais sur ce vous remercier pour votre participation, pour votre patience. On voit que l'heure est déjà tard, mais je voudrais humblement vous demander de laisser d'abord les participants, les délégations étrangères de passer, et puis ce sera le tour des participants nationaux. Pour les participants nationaux, la sécurité va vous informer le temps par lequel vous allez sortir. Mais on va commencer d'abord par les délégations étrangères. On priorise les délégations étrangères. Merci pour la bonne compréhension. Et bonne soirée.